que j'avais comme esquissé, qui était un problème comme ça. Ce problème des vitesses, des vitesses de la pensée et de l'importance de ces vitesses chez Spinoza, du point de vue de Spinoza lui-même. Et je disais, après tout, l'intuition intellectuelle, ce que Spinoza présentera comme l'intuition du troisième genre de connaissance, c'est bien une espèce de pensée comme éclair. C'est bien une pensée à vitesse absolue, c'est-à-dire qui va à la fois le plus profond et qui embrasse, qui a une amplitude maximum et qui procède comme en un éclair. Il y a un assez beau livre de Romain Rolland qui s'appelle L'éclair de Spinoza. Très bien écrit, très bien. Ouais. Or, je disais, quand vous lirez l'éthique, ou quand vous la relirez, il faut que vous soyez sensible, au moins que vous pensiez à cette question que je pose uniquement, à savoir, il me semble bien, je disais la dernière fois, que le livre 5 procède autrement. C'est-à-dire que dans le dernier livre de l'éthique, et surtout à partir d'un certain moment que Spinoza signale lui-même, le moment où il prétend entrer dans le troisième genre de connaissance, les démonstrations n'ont plus du tout le même schéma que dans les autres livres, parce que dans les autres livres, les démonstrations étaient et se développaient sous le second genre de connaissance. Mais quand il accède au troisième genre, ou à une exposition d'après le troisième genre de connaissance, le mode démonstratif change. Les démonstrations subissent des contractions. Il y a toutes sortes, il y a des pans de démonstration qui, à mon avis, ont disparu. Tout est contracté, tout va à tout à nu. Bon, c'est possible, mais ça, ce n'est qu'une différence de vitesse entre le livre 5 et les autres. La vitesse absolue du troisième genre, c'est-à-dire du livre 5, par différence aux vitesses relatives des 4 premiers livres. Je disais aussi autre chose la dernière fois. Si je m'installe maintenant dans le domaine des vitesses relatives de la pensée, une pensée qui va plus ou moins vite, je m'explique, vous comprenez ce problème, j'y tiens parce que c'est une espèce de problème pratique. Je ne veux pas dire qu'il faille mettre peu de temps à la pensée. Bien sûr, la pensée est une chose qui prend extraordinairement de temps. Ça prend beaucoup de temps. Je veux parler des vitesses ou des lenteurs produites par la pensée. Tout comme un corps a des effets de vitesse et de lenteur suivant les mouvements qu'il entreprend. Et il y a des moments où il est bon pour le corps d'être lent. Il y a même des moments où il est bon pour le corps d'être immobile. Ce n'est pas des rapports de valeur. Et peut-être que la vitesse absolue et une immobilité absolue, ça se rejoint absolument. S'il est vrai que la philosophie de Spinoza procède comme et par un étalement sur une espèce de plan fixe, s'il y a bien cette espèce de plan fixe spinoziste où toute sa philosophie s'inscrit, c'est évident qu'à la limite, l'immobilité absolue et la vitesse absolue ne font plus qu'un. Mais dans le domaine du relatif, des 4 premiers livres, parfois il faut que la pensée produise de la lenteur de son propre développement, et parfois il faut qu'elle aille plus vite, la vitesse relative de son développement relatif à tel ou tel concept, à tel ou tel thème. Or, je disais, si vous regardez l'ensemble alors des 4 premiers livres, il me semble à nouveau, je fais une autre hypothèse, je faisais une autre hypothèse que sur laquelle je ne veux pas trop m'étendre, qui est que dans l'éthique, il y a cette chose insolite que Spinoza appelle des scolies, à côté, en plus, des propositions, démonstrations, corollaires. Il écrit des scolies, c'est-à-dire des espèces d'accompagnement des démonstrations. Et je disais, si vous les lisez même à haute voix, il n'y a pas de raison de traiter un philosophe plus mal qu'on ne traite un poète.
Si vous le lisez à haute voix, vous serez immédiatement sensible à ceci, il me semble. C'est que les scolies n'ont pas la même tonalité, n'ont pas le même timbre que l'ensemble des propositions et démonstrations. Et que là, le timbre se fait, comment dirais-je, pathos, passion. Et que Spinoza, là, y révèle des espèces d'agressivité, de violence, auxquelles un philosophe aussi sobre, aussi sage, aussi réservé, nous avait pas forcément habitués. Et qu'il y a une vitesse des scolies qui est vraiment la vitesse de l'affect, par différence avec la lenteur relative des démonstrations qui est une lenteur du concept. Comme si dans les scolies des affects étaient projetés, alors que dans les démonstrations, des concepts sont développés. Donc ce ton passionnel pratique, or peut-être qu'un des secrets de l'éthique est dans les scolies. Et j'opposais à ce moment-là l'espèce de chaîne continue des propositions et démonstrations, continuité qui est celle du concept, à la discontinuité des scolies, qui opère comme une espèce de ligne brisée, et qui est la discontinuité des affects. Bon, supposons, tout ça c'est à vous de... c'est des impressions de lecture. Hein. Comprenez que si j'insiste là-dessus, c'est peut-être parce que la forme, après tout, est tellement adéquate au contenu même de la philosophie, que la manière dont Spinoza procède formellement a déjà quelque chose à nous dire sur les concepts du spinozisme. Et enfin, je fais toujours dans ce ordre des vitesses et des lenteurs relatives une dernière remarque. C'est que si je prends uniquement alors l'ordre des démonstrations dans leur développement progressif, lors des démonstrations, il n'y a pas une vitesse relative uniforme. Tantôt ça s'étire et ça se développe, tantôt ça se contracte et ça s'enveloppe plus ou moins. Il y a donc, dans la succession des démonstrations des 4 premiers livres, non seulement la grande différence de rythme entre les démonstrations et les scolies, mais des différences de rythme dans le courant des démonstrations successives. Elles ne vont pas à la même allure. Et là, je voudrais alors retrouver en plein, c'est par là que ce n'est pas seulement des remarques formelles, retrouver en plein, pour finir avec ces remarques sur la vitesse, retrouver en plein le problème de, presque le problème de l'ontologie, sous quelle forme? Je prends le début de l'éthique. Comment est-ce qu'on peut commencer dans une ontologie? Dans une ontologie, du point de vue de l'immanence ou à la lettre, l'être est partout. Partout où il y a de l'être. Les existants, les étants sont dans l'être. Ce qui nous a paru définir l'ontologie dans nos trucs précédents. Par quoi et comment peut-on commencer? Ce problème du commencement de la philosophie qui a traîné dans toute l'histoire de la philosophie et qui semble avoir reçu des réponses très différentes. Par quoi commencer? De certaine manière, là comme ailleurs, suivant l'idée toute faite où l'on se dit que les philosophes ne sont pas d'accord entre eux, chaque philosophe semble avoir sa réponse. C'est évident que Hegel a une certaine idée sur par quoi et comment commencer en philosophie. Kant en a une autre, Feuerbach en a une autre et prend à partie Hegel à propos de ça. Ben, si l'on applique ce problème à Spinoza, lui, comment il commence? Par quoi il commence? On semblerait avoir une réponse imposée. Dans une ontologie, on ne peut commencer que par l'être. Et, ouais, peut-être. Et pourtant, Spinoza, le fait est, ne commence pas par l'être. Ça devient important pour nous, ça sera un problème. Comment se fait-il que dans une ontologie pure, dans une ontologie radicale,
On ne commence pas par là où on se serait attendu que le commencement se fasse, à savoir par l'être en tant qu'être. On a vu que Spinoza déterminait l'être en tant qu'être comme substance absolument infinie, et que c'est ça qu'il appelle Dieu. Or, le fait est que Spinoza ne commence pas par la substance absolument infinie, il ne commence pas par Dieu. Et pourtant, c'est comme un proverbe tout fait, hein, de dire que Spinoza commence par Dieu. Il y a même une formule toute faite pour distinguer Descartes et Spinoza. Descartes commence par le moi, Spinoza commence par Dieu. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Du moins, ce n'est vrai que d'un livre de Spinoza. Et c'est un livre qui, à la lettre, n'est pas lui. En effet, Spinoza, dans sa jeunesse, faisait déjà, suivant la méthode que je vous ai dite, la méthode des collégiens, faisait des espèces de cours privés à des groupes de type. Et ces cours, on les a. On les a sous forme de notes d'auditeurs. Pas exclu que Spinoza ait rédigé certaines de ces notes, très obscures. L'étude du manuscrit est très très compliquée, a toute une histoire. Enfin, l'ensemble de ces notes existe sous le titre de Le court traité. Le court traité. Or, dans le court traité, le chapitre 1 est ainsi intitulé « Que Dieu est ». Je peux dire à la lettre, le court traité commence par Dieu. Mais ensuite, pas du tout. Ensuite, pas du tout. Et là, ça pose un problème. Parce que l'on dit très souvent que l'éthique commence par Dieu. En effet, le livre 1 est intitulé « De Deo », de Dieu, au sujet de Dieu. Et si vous regardez en détail, tout ceci étant des invites pour que vous fassiez très attention à la lettre du texte, si vous regardez en détail, vous verrez que Dieu, dans le livre 1, au niveau des définitions, n'est atteint qu'au niveau de la définition 6, donc il a fallu 5 définitions, et au niveau des démonstrations, n'est atteint que vers 9, 10. Propositions 9 et 10. Il a donc fallu 5 définitions préalables et il a fallu 8 propositions, démonstrations préalables. Je peux en conclure que, en gros, l'éthique commence par Dieu, littéralement, à la lettre, elle ne commence pas par Dieu. Et en effet, elle commence par quoi? Elle commence par le statut des éléments constituants de la substance, à savoir les attributs. Mais bien mieux. Avant l'éthique, Spinoza avait écrit un livre, Le traité de la réforme de l'entendement. Dans ce traité, il ne l'a pas achevé, pour des raisons mystérieuses dont on pourra parler plus tard, mais enfin là, peu importe. Il ne l'a pas achevé. Or, je lis, parce que j'y attache beaucoup d'importance, vous allez voir, parce que je voudrais soulever certains problèmes de traduction très rapidement. Paragraphe 46. Je lis la traduction qui est exacte. La meilleure traduction du traité de la Réforme, c'est la traduction de Coiré dans l'édition Vrin, aux éditions Vrin. Mais ceux qui ont la Pléiade, vous vous contentez de ce que vous pouvez. C'est pas grave. Paragraphe 46. Dans toutes les éditions, le numérotage des paragraphes est le même. Donc. Paragraphe 46. Si par hasard, quelqu'un demande pourquoi moi-même, puisque la vérité se manifeste d'elle-même,
Je n'ai pas tout d'abord et avant tout exposé dans l'ordre dû les vérités de la nature. Je relis. Si par hasard quelqu'un demande pourquoi, puisque la vérité se manifeste par elle-même, je n'ai pas tout d'abord et avant tout exposé dans l'ordre dû les vérités de la nature. Je lui réponds. Et là-dessus, une série de 3 petits points indiquant une lacune. Je lui réponds, et en même temps je l'exhorte de ne pas rejeter comme fausses les choses que je viens d'exposer à cause de paradoxes qui peut-être se trouvent ça et là. Comprenez? Je dis, c'est quand même marrant, hein? Les éditeurs, ils sont pas gênés. Ils ont raison de pas être gênés. Quand quelque chose ne leur convient pas, ils flanquent une lacune. Là, il y a l'indication d'une lacune qui n'est pas du tout dans le manuscrit. Et c'est très bizarre. Est-ce que vous sentez ce que je veux dire? Supposez un éditeur qui soit persuadé que Spinoza, même nerveusement persuadé, que Spinoza doit commencer par l'être, c'est-à-dire par la substance absolument infinie, c'est-à-dire par Dieu. Il rencontre des textes où Spinoza dit le contraire, qu'il ne va pas commencer par Dieu. L'éditeur, à ce moment-là, se trouve devant plusieurs possibilités. Ou bien dire que c'est un moment de la pensée de Spinoza qui n'est pas encore au point. C'est-à-dire que Spinoza n'a pas atteint sa véritable pensée. Ou bien conjecturer une lacune dans le texte qui changerait le sens de la phrase. Ou bien, troisième possibilité, en un sens c'est la meilleure, trafiquer à peine la traduction. Dans ce texte 46, ça je voudrais juste m'étendre sur ce point parce que ça fait partie de la critique interne des textes. Dans ce paragraphe 46, Spinoza nous dit formellement, il y a bien un ordre dû, c'est l'ordre qui commence par Dieu. Mais je ne peux pas le suivre dès le début. C'est une pensée claire. Il y a un ordre dû, un ordre nécessaire. C'est celui qui va de la substance au mode. C'est celui qui va de Dieu aux choses. Mais cet ordre nécessaire, je ne peux pas le suivre dès le début. C'est une pensée très claire. On est tellement persuadé que Spinoza doit le suivre dès le début que quand on rencontre un texte qui ne colle pas, on présuppose une lacune. Ça ne va pas. C'est pas bien. Hein. Paragraphe 49. Je lis, parce que là les éditeurs n'ont pas osé corriger. Je lis. Dès le début donc, fin du paragraphe 49, dès le début donc, il nous faudra veiller principalement à ce que nous arrivions le plus rapidement possible, quanto osius, à ce que nous arrivions le plus rapidement possible à la connaissance de l'être. Là, alors, mon cœur bondit de joie, vous comprenez. Il le dit formellement. Il s'agit d'arriver le plus rapidement possible, le plus vite possible, à la position de l'être et à la connaissance de l'être, mais pas dès le début. L'ontologie aura un début, comme l'être est partout. Il faut précisément que l'ontologie ait un début qui soit distinct de l'être lui-même. Si bien que, vous comprenez que ça devient un problème technique pour moi, parce que ce début, ça ne peut pas être quelque chose de plus que l'être, de supérieur à l'être. Il n'y a pas le grand un supérieur à l'être, ça n'existe pas du point de vue d'une ontologie. On l'a vu les autres fois. Qu'est-ce que ça va être ce mystérieux début?
Je continue mon recensement du traité. Paragraphe 49, non, ça je viens de le faire. Paragraphe 75. Non, il n'y a rien. Ah oui. Pour nous, au contraire, si nous procédons de la façon aussi peu abstraite que possible, et si nous commençons aussitôt que faire se peut, en latin, aussitôt que faire se peut, quam primum fieri potest, aussitôt que faire se peut. Si nous commençons aussitôt que faire se peut par les premiers éléments, c'est-à-dire par la source et l'origine de la nature. Vous voyez, nous commençons par les premiers éléments, c'est-à-dire par la source et l'origine de la nature, la substance absolument infinie, avec tous les attributs. Mais nous ne commençons par là que aussitôt que faire se peut. Bon. Il y a bien, on y arrivera le plus vite possible, c'est l'ordre de la vitesse relative. Et enfin, parce que c'est le plus beau cas, paragraphe 99, où là, la traduction est trafiquée. C'est ce qui, il me semble, le pire. Voilà ce que dit le texte traduit par Coiré, et les traducteurs, là, suivent Coiré. Je cite Coiré parce que Coiré était un homme très prodigieux d'une science immense. Je lis la traduction de Coiré. Pour que toutes nos perceptions soient ordonnées et unifiées, il faut que, aussi rapidement que faire se peut, on le retrouve là. Il faut que, aussi rapidement que faire se peut, et Coiré traduit, tiret, la raison l'exige, tiret, nous recherchions s'il y a un être et aussi quel il est. Vous voyez, la traduction Coiré donne, il faut que, aussi vite que possible, tiret, la raison l'exige, nous recherchons s'il y a un être. En d'autres termes, il fait porter la raison l'exige sur la nécessité de rechercher s'il y a un être. C'est bizarre pour un homme qui savait le latin admirablement. Car le texte ne dit pas ça du tout. Le texte, je traduis en mauvais français, mais mot à mot, il est requis que, aussi vite que possible et que la raison l'exige. Vous me direz, c'est pas grand-chose. Puis c'est énorme, ça change tout. En latin, quam primum fieri potest et ratio postulat. Aussi vite qu'il est possible et que la raison l'exige. En d'autres termes, c'est la raison qui exige que nous ne commencions pas par l'être, mais que nous y arrivions le plus vite que possible. Alors pourquoi ça m'importe, ça? Parce que alors, c'est bien cette question, d'accord. Il y a une vitesse relative. C'est cette vitesse relative, le aussi vite que possible, c'est les 10 premières démonstrations de l'éthique du livre 1. Il va aussi vite que possible. C'est ça la vitesse relative de la pensée. La raison exige qu'il y ait un rythme de la pensée. Vous ne commencerez pas par l'être, vous commencerez par ce qui vous donne accès à l'être. Mais qu'est-ce qui peut me donner accès à l'être? Alors c'est quelque chose qui n'est pas. C'est pas l'un, on a vu que ça ne pouvait pas être l'un. C'est quoi? Pas de problème. Pas de problème. Je veux tirer ma conclusion. Si c'est vrai que Spinoza, c'est un philosophe pour qui
la pensée est tellement productrice de vitesse et de lenteur et prise elle-même dans un système de vitesse et de lenteur. C'est bizarre, ça. Encore une fois, ça va beaucoup plus loin que nous dire la pensée prend du temps. La pensée prend du temps, Descartes l'aurait dit, je l'ai rappelé la dernière fois, Descartes l'aurait dit. Mais la pensée produit des vitesses et des lenteurs et elle-même est inséparable des vitesses et des lenteurs qu'elle produit. Il y a une vitesse du concept, il y a une lenteur du concept. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, bon, de quoi dit-on vite ou lent d'habitude? C'est très libre ce que je dis là, c'est pour vous donner envie d'aller voir cet auteur. Je ne sais pas si je réussis, peut-être que j'obtiens le contraire. Mais donc, je ne fais pas encore du commentaire lettrale. J'en fais parfois, là, comme je viens d'en faire, mais vous me comprenez. De quoi est-ce qu'on dit? Ça va vite, ça va pas vite, ça se ralentit, ça se précipite, ça s'accélère. On dit ça des corps. On dit ça des corps. Et je vous ai dit déjà, quitte à ne le commenter que plus tard, que Spinoza se fait une conception très extraordinaire des corps, c'est-à-dire une conception vraiment cinétique. En effet, il définit le corps, chaque corps, et bien plus, il en fait dépendre l'individualité du corps. L'individualité du corps, pour lui, c'est de chaque corps. C'est un rapport de vitesse et de lenteur entre éléments. Et j'insistais, entre éléments non formés. Pourquoi? Puisque l'individualité d'un corps, c'est sa forme. Et s'il nous dit la forme du corps, il emploiera lui-même le mot forme en ce sens, la forme du corps, c'est un rapport de vitesse et de lenteur entre ces éléments. Il faut que les éléments n'aient pas de forme, sinon la définition n'aurait aucun sens. Donc il faut que ce soit des éléments matériels non formés, qui n'ont pas de forme par eux-mêmes. Ce sera leur rapport de vitesse ou de lenteur qui constituera la forme du corps. Mais en eux-mêmes, ces éléments, entre lesquels s'établissent les rapports de vitesse et de lenteur, sont sans forme, non formés. Non formés et informels. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On remet à plus tard. Mais pour lui, c'est ça un corps. Et je vous disais, une table, eh ben c'est ça. Bon, pensez à la physique. La physique, elle nous dira, bon, système de molécules en mouvement les unes par rapport aux autres, système d'atomes, c'est le bureau d'Eddington, le bureau du physicien. Bon. Alors, il a cette vision. Encore une fois, c'est pas du tout qu'il précède la physique atomique ou électronique, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'en tant que philosophe, il a un concept du corps tel que la philosophie produit à ce moment-là une détermination du corps que la physique, avec de tout autre moyen, retrouvera ou produira pour son compte. Ça arrive tout le temps, c'est le cas. Mais donc, c'est très curieux. Car ça me fait penser à des textes particulièrement beaux de Spinoza. Vous trouverez par exemple, au début du livre 3 de l'Éthique, où Spinoza lance vraiment des choses qui ressemblent. L'année dernière, j'avais essayé de trouver ou d'indiquer, pas de trouver, je n'avais pas trouvé, un certain rapport entre les concepts d'un philosophe et des espèces de cris de base, hein, des espèces de cris de la pensée. Et bien, il y a comme ça, de temps en temps, il y a des cris qui sortent de Spinoza. C'est d'autant plus intéressant qu'encore une fois, ce philosophe qui passe pour une image de sérénité. Mais curieux, quand est-ce qu'il se met à crier? Ben, il crie beaucoup justement dans les scolies, ou bien dans les introductions à un livre. Il ne crie pas dans les démonstrations. La démonstration, ce n'est pas un endroit ou un lieu où on peut crier. Et qu'est-ce que c'est les cris de Spinoza? J'en cite un. Il parle du petit bébé, du somnambule et de l'ivrogne. Voilà. Ah, le petit bébé, le somnambule, le petit bébé à quatre pattes, le somnambule qui se lève la nuit en dormant et qui va m'assassiner. Et puis l'ivrogne
l'ivrogne qui se lance dans un grand discours. Bon. Et il dit, parfois il est très comique, vous savez, il a l'humour juif, Spinoza. Il dit, oh, finalement, on ne sait pas ce que peut le corps. On ne sait pas ce que peut le corps. Là, il faut, dans votre lecture, quand vous tomberez sur ce genre de phrase chez Spinoza, faut pas passer comme si... D'abord, il faut beaucoup rire, c'est des moments comiques, il n'y a pas de raison que la philosophie n'ait pas son comique à elle. On ne sait pas ce que peut le corps. Vous voyez un bébé là qui rampe, hein. Vous voyez un alcoolique qui vous parle, qui est complètement ivre, et puis vous voyez un somnambule qui passe. Là. Oh oui, c'est vrai, on ne sait pas ce que peut le corps. Après tout, ça prépare singulièrement un autre cri qui retentira longtemps après, et qui sera comme la même chose en plus contracté, lorsque Nietzsche lance l'étonnant, c'est le corps. Ce qui veut dire quoi? Ce qui est une réaction de certains philosophes qui disent, écoutez, arrêtez avec l'âme, avec la conscience, etc. Vous devriez plutôt essayer de voir un peu d'abord ce que peut le corps. Qu'est-ce que c'est? Vous savez même pas ce que c'est que le corps et vous venez me parler de l'âme. Alors non, il faut passer. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire là? L'étonnant, c'est le corps, dira l'autre. Et Spinoza dit déjà littéralement, vous ne savez pas encore ce que peut un corps. Ils ont bien une idée pour dire ça. C'est curieux. Ils nous proposent un modèle du corps. Évidemment, c'est d'une grande méchanceté pour les autres philosophes qui, encore une fois, n'ont pas cessé de parler de la conscience et de l'âme. Eux, ils disent, et après ça, quand on traite Spinoza de matérialisme, on dit c'est du matérialisme. Bien sûr, ça n'est pas à la lettre, il ne cesse pas lui aussi de parler de l'âme. Mais comment il en parle de l'âme? Il en parle d'une drôle de façon et ça se comprend très bien. Sur l'âme et ses rapports avec le corps, il a une doctrine qui sera connue sous le nom, le mot n'est pas de lui, une doctrine qui sera connue sous le nom de parallélisme. Or, le parallélisme, c'est quoi? Je dis c'est curieux parce que le mot, il vient pas de lui, il vient de Leibniz, qui s'en sert dans un tout autre contexte, et pourtant ce même mot, il conviendrait très bien à Spinoza. Revenons à sa proposition ontologique de base. Sa proposition ontologique de base, c'est l'être, enfin, elle comporte plusieurs articulations, c'est premièrement, l'être est substance. Mais substance absolument infinie, ayant, possédant, là je laisse un mot très vague, tous les attributs. Substance absolue possédant tous les attributs infinis. Il se trouve, pour des raisons qu'on verra plus tard, que nous qui ne sommes pas la substance absolue, nous ne connaissons que deux attributs. Nous n'avons connaissance que de deux attributs. L'étendue et la pensée. Et en effet, ce sont des attributs de Dieu. Il y a beaucoup de pourquoi là-dedans, mais ce n'est pas ce que je traite pour le moment, on verra plus tard. Hein. Pourquoi l'étendue et la pensée sont des attributs de Dieu, tout ça, je laisse... je vous en informe comme ça, mais c'est pas ce que je traite, c'est pas ce que je traite aujourd'hui. Et ça n'empêche pas que la substance absolue a une infinité d'attributs, elle n'en a pas que deux, elle. Nous n'en connaissons que deux, mais elle en a une infinité. Nous, qu'est-ce que nous sommes? Nous ne sommes pas substance. Pourquoi? Là, on va retomber en plein dans un problème que j'ai déjà essayé d'agiter les dernières fois. Si nous aussi nous étions substance,
la substance se dirait en deux sens, au moins. Elle se dirait en plusieurs sens. Elle se dirait en un premier sens, Dieu, la substance infinie. Elle se dirait en un second sens, moi, être fini. En effet, au premier sens, Dieu, la substance, ce serait quelque chose comme ce qui existe par soi-même. Mais si j'étais une substance, ce serait en un sens très différent, puisque je n'existe pas par moi-même, étant une créature finie, étant un être fini. J'existe, supposons, par Dieu. Je n'existe pas par moi-même. Donc je ne suis pas substance au même sens que Dieu est substance. Troisième sens, si mon corps lui-même est substance, c'est encore en un autre sens. Puisque le corps est divisible, tandis que l'âme est censée ne pas l'être, bon, etc. En d'autres termes, comprenez, si je suis substance, c'est tout simple. Je ne suis substance qu'en un sens du mot substance, dès lors, le mot substance a plusieurs sens, en d'autres termes, le mot substance est équivoque. Il est forcément équivoque. Substance se dira par analogie. Si vous vous rappelez les notions que j'ai essayé vaguement de définir les autres fois, substance se dira par analogie, puisque l'analogie, c'est le statut du concept en tant qu'il a plusieurs sens. C'est l'équivocité. Substance sera un mot équivoque ayant plusieurs sens. Ces sens auront des rapports d'analogie. De même que Dieu n'a besoin que de soi pour exister, premier sens de substance, moi, être fini, je n'ai besoin que de Dieu pour exister. Deuxième sens. Il y a analogie entre les sens. À ce moment-là, substance est un mot équivoque. Voyez, et en effet, Descartes le dit explicitement. Descartes reste au moins thomiste, quelles que soient les ruptures de Descartes avec Saint-Thomas. Il reste absolument thomiste sur un point fondamental, à savoir, l'être n'est pas univoque. En d'autres termes, il y a plusieurs sens du mot substance, et comme dit Descartes, qui reprend là le vocabulaire du Moyen-Âge, la substance se dit par analogie. Vous voyez ce que ces termes mystérieux veulent dire? En fait, ça veut dire des choses très rigoureuses. On a vu, et je ne reviens pas là-dessus, qu'au contraire, Spinoza développe, déploie le plan fixe de l'univocité de l'être, de l'être univoque. Si l'être est substance, c'est la substance absolument infinie. Et il n'y a rien d'autre que cette substance. Cette substance est la seule. En d'autres termes, univocité de la substance. Pas d'autre substance que l'être absolument infini, c'est-à-dire pas d'autre substance que l'être en tant qu'être. L'être en tant qu'être est substance. Ça implique immédiatement que rien d'autre ne soit substance. Rien d'autre, qu'est-ce qu'il y a d'autre que l'être? On l'a vu les dernières fois. Et c'est peut-être ça, le point de départ de l'ontologie qu'on cherchait. Donc on va avoir peut-être une réponse possible à notre question. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que l'être? Que l'être en tant qu'être, du point de vue d'une ontologie même. On l'a vu depuis le début. Ce qu'il y a d'autre que l'être en tant qu'être, du point de vue de l'ontologie même, c'est ce dont l'être se dit, c'est-à-dire l'étant, l'existant. L'être se dit de ce qui est, de l'étant, de l'existant. Voyez la conséquence immédiate. Ce qui est, l'étant, n'est pas substance. Évidemment, c'est scandaleux d'un certain point de vue, pour Descartes, pour toute la pensée chrétienne, pour toute la pensée de la création. Ce qui est n'est pas substance. Alors c'est quoi? Bon, on n'a même plus le choix.
ce qui est n'est ni substance ni attribut, puisque la substance c'est l'être, les attributs c'est les éléments de l'être. Tous les attributs sont égaux. Il n'y aura pas de supériorité d'un attribut sur un autre. Et en effet, là, vous voyez bien que Spinoza creuse au maximum son opposition à toute une tradition philosophique, c'est la tradition de l'un supérieur à l'être. Ce qu'il va faire, c'est la philosophie, je crois que c'est presque une caractéristique de Spinoza, la philosophie la plus anti-hiérarchique qu'on ait jamais faite. Il y a peu de philosophes qui, d'une manière ou d'une autre, mais ou bien explicitement dit, ou bien suggéré au moins, mais généralement explicitement dit, que l'âme valait mieux que le corps, que la pensée valait mieux que l'étendue. Et tout ça, ça fait partie des niveaux de l'être à partir de l'un. C'est inséparable, la différence hiérarchique est inséparable des théories ou des conceptions de l'émanation, de la cause émanative. Si vous vous rappelez, les effets sortent de la cause, il y a un ordre hiérarchique de la cause à l'effet. L'un est supérieur à l'être. L'être, à son tour, est supérieur à l'âme. L'âme est supérieure au corps. C'est une descente. Le monde de Spinoza est très curieux, en effet. C'est vraiment le monde le plus anti-hiérarchique qu'ait jamais produit la philosophie. En effet, s'il y a univocité de l'être, si c'est l'un qui dépend de l'être et pas l'être qui dépend de l'un, qui découle de l'être, s'il n'y a que l'être et ce dont l'être se dit, et si ce dont l'être se dit est dans l'être, si l'être comprend ce dont il se dit, le contient, point de vue de l'immanence, d'une certaine manière qu'il faudra arriver à déterminer, tous les êtres sont égaux. Simplement, je laisse semblant, tous les êtres sont égaux en tant que quoi? De quel point de vue? En tant que quoi? Qu'est-ce que ça veut dire alors? Une pierre et un sage, un cochon et un philosophe, ça se vaut. Il suffit de dire en tant que quoi? Bien sûr, ça se vaut. En tant qu'existant, ça se vaut. Ça se vaut. Et là, Spinoza ne renoncera jamais à ça. Il le dira formellement, le sage et le dément, il y a bien un point de vue, un en tant que, où l'on voit de toute évidence que l'un n'est pas supérieur à l'autre. Très curieux, très étonnant ça, ce truc-là. J'essaierai de l'expliquer, hein. Là je prétends pas l'expliquer encore. Hein. Alors, bon, l'être univoque, c'est forcément un être égal. C'est pas forcément que tous les états se valent, mais c'est que l'être se dit également de tous les états. L'être se dira également de tout ce qui est. Que ce soit un caillou ou un philosophe, de toute manière, l'être n'a qu'un seul sens. Une belle idée. Hein. Simplement, il ne suffit pas d'avoir l'idée, il faut construire le paysage où elle fonctionne, l'idée. Et ça, il sait le faire, Spinoza. Et l'être univoque, c'est forcément un être égal. Jamais on n'a poussé plus loin la critique de toute hiérarchie. L'étendue est comme la pensée, c'est un attribut de la substance. Et vous ne pourrez pas dire qu'un attribut est supérieur à l'autre. Égalité parfaite de tous les attributs. Alors, simplement, s'il y a égalité parfaite, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce que c'est le parallélisme? Nous sommes des modes. Hein, nous sommes des modes. Nous ne sommes pas des substances. C'est-à-dire, nous sommes des manières d'être. Nous sommes modes, ça veut dire manière d'être. Nous sommes des manières d'être, nous sommes des modes. En d'autres termes, l'être se dit de quoi? Il se dit de l'étant, mais qu'est-ce que l'étant? L'étant, c'est la manière d'être. Vous êtes des manières d'être. C'est bien ça, vous n'êtes pas des personnes. Vous êtes des manières d'être. Vous êtes des modes. Est-ce que ça veut dire, comme Leibniz fait semblant de le croire, comme beaucoup de commentateurs ont dit, que finalement Spinoza ne croyait pas à l'individualité? Au contraire, je crois
Il y a peu d'auteurs qui aient autant cru et saisi l'individualité. Mais on a l'individualité d'une manière d'être. Et vous valez ce que vaut votre manière d'être. Oh, comme c'est rigolo tout ça. Alors, je suis une manière d'être. Ben oui, je suis une manière d'être. Ça veut dire une manière de l'être, un mode de l'être. Une manière d'être, c'est un mode de l'être. Je ne suis pas une substance. Vous comprenez, une substance, c'est une personne. Eh ben non, je ne suis pas une substance. Je suis une manière d'être. C'est peut-être bien mieux, on ne sait pas. Alors forcément, je suis dans l'être, puisque je suis une manière d'être. Forcément, il y a immanence. Il y a immanence de toutes les manières à l'être. Il est en train de faire une pensée, mais où on se dit à la fois, bah évidemment, on se dit, si vous avez le bout de ça, on se dit, bah évidemment, il a raison, mais c'est tout biscornu, cette histoire, c'est tout étonnant. Il nous introduit dans un truc tout à fait bizarre. Essayez de vous penser un instant comme ça. Il faut vous le répéter beaucoup. Non, non, je ne suis pas une substance, je suis une manière d'être. Hein? Ouais, tiens. Ah bon, mais une manière de quoi? Ah oui, une manière de l'être. Tiens. Alors ça dure, une manière d'être, ça a une personnalité, une individualité. Ça n'a peut-être pas de personnalité, ça a une très forte individualité, une manière de l'être. Hein? Une manière d'être. Alors ça engage à quoi? Ça veut dire que je suis dedans. Je suis dans quoi? Je suis dans l'être dont je suis la manière. Et l'autre? L'autre aussi, il est dans l'être dont il est la manière. Ah, mais alors si on se tape dessus, c'est deux manières d'être qui se battent. Oui, c'est deux manières d'être qui se battent. Pourquoi? Sans doute qu'elles ne sont pas incompatibles. Pourquoi? Peut-être qu'il y a incompatibilité des vitesses et des lenteurs. Tiens, pourquoi je ramène vitesse-lenteur? Parce que manière d'être ou manière de l'être, mode d'être, c'est ça. C'est ça. C'est un rapport de vitesse et de lenteur. C'est des rapports de vitesse et de lenteur sur le plan fixe de la substance absolument infinie. Bon, alors, je suis une manière d'être, d'accord, on avance un peu, puis je suis rien d'autre. J'ai un rapport de vitesse et de lenteur entre des molécules qui me composent. Quel monde! Vous pensez que, évidemment, tout croyant, tout chrétien bondissait quand il lisait du Spinoza. Il se disait, mais quoi? Même tout juif, je ne sais pas, tout homme de religion. Lui, il continuait, il n'en faisait pas, il continuait. Alors bon, quelle manière de l'être je suis? Quelle manière d'être je suis si je suis une manière d'être? Il dira, c'est pas compliqué, voilà. Comprenez. J'ai un corps et une âme. Là, il semble retomber un peu sur les pieds de tout le monde. J'ai un corps et une âme. Enfin, on s'y retrouve. Ah, enfin, quelque chose, il dit comme tout le monde. Ça va pas durer longtemps. Il dit, c'est très vrai, ça, j'ai un corps et une âme, et même j'ai que ça. Et d'un certain côté, c'est embêtant. C'est embêtant, puisqu'il y a une infinité d'attributs de la substance absolue. Et moi, j'ai simplement un corps et une âme. Et en effet, qu'est-ce que c'est un corps? Un corps, c'est un mode de l'étendue. Une âme, c'est un mode de la pensée. Peut-être s'il y a déjà une réponse ou une première réponse à la question pourquoi est-ce que de tous les attributs de la substance absolue, je n'en connais que deux. Ça, c'est un fait, c'est le fait de ma limitation, je suis ainsi fait. Vous me direz, ah, fait, si t'es fait, t'es une substance? Non, je suis fait comme une manière. Eh bien, je suis fait à la manière suivante. Corps et âme, c'est-à-dire, je suis à la fois un mode de l'étendue par mon corps et un mode de la pensée par mon âme. C'est-à-dire, mon âme, c'est une manière de penser, mon corps, c'est une manière d'étendre, d'être étendu. Alors, dans les attributs que je ne connais pas, dont je ne peux même pas dire le nom,
s'il y en a une infinité, il y a d'autres manières d'être. Là, il y a tout le domaine d'une large science-fiction spinoziste, ce qui se passe dans les autres attributs qu'on ne connaît pas. Mais d'accord, lui, il est très discret là-dessus. Il dit, oh ben ça, on ne peut rien dire, quoi. Il y a un fait de la limitation de la connaissance. Je ne connais que 2 attributs parce que moi-même, je suis un mode de l'étendue et de la pensée, un point c'est tout. Mais les attributs sont strictement égaux. Donc, c'est par là, vous voyez que, à peine il a dit, comme tout le monde, j'ai un corps et une âme, il a déjà dit autre chose que tout le monde. Je suis le double mode des 2 attributs que je connais. Je suis un corps, je suis une âme. Mais tous les attributs sont égaux. Aucune supériorité d'un attribut sur l'autre. Donc jamais on ne pourra dire mon corps, c'est moins bien que mon âme. Non. Bien plus, c'est strictement pareil. C'est la même manière d'être. Mon corps et mon âme sont la même manière d'être. Pourquoi? Là, je vais trop vite, mais je précise. Et là, vous pourriez avoir alors en un éclair la vision de la pensée la plus profonde de Spinoza, une des pensées les plus profondes de Spinoza, à savoir que, oui, comment se distinguent mon corps et mon âme? Ils se distinguent par l'attribut qu'ils impliquent. Le corps est mode de l'étendue, l'âme est mode de la pensée. C'est ça la distinction de l'âme et du corps. Ils se distinguent par l'attribut qu'ils impliquent. Ce sont 2 modes, 2 manières d'être, d'attributs différents. Mais les attributs sont strictement égaux. Si bien qu'au moment même où je dis j'ai une âme et j'ai un corps qui se distinguent par l'attribut auquel il renvoie, je dis aussi bien je suis un. Pourquoi je suis un? Parce que je suis un par la substance unique, puisque tous les attributs égaux sont attributs d'une seule et même substance absolument infinie. Donc, je suis 2 modes de 2 attributs, corps, mode de l'étendue, âme, mode de la pensée, mais je suis une seule et même modification de la substance. Je suis une seule et même modification de la substance qui s'exprime dans 2 attributs, dans l'attribut étendu comme corps, dans l'attribut pensée comme âme. Je suis 2 par les attributs que j'implique, je suis 1 par la substance qui m'enveloppe. En d'autres termes, je suis une modification de la substance en tant qu'exprimée, c'est-à-dire une manière d'être de l'être. Je suis une modification de la substance, c'est-à-dire une manière d'être de l'être, en tant que cette modification est exprimée comme corps dans l'attribut étendu et exprimée comme âme dans l'attribut pensée. Si bien que l'âme et le corps, c'est la même chose. C'est une seule et même chose. Non pas une substance, c'est une seule et même manière ou modification rapportée à 2 attributs distincts, qui donc apparaît comme corps et est corps dans l'attribut étendu et âme dans l'attribut pensée. Quelle curieuse vision. Alors, ça explique tout, ça supprime tout privilège possible de l'âme sur le corps, ou inversement. Et là, en un sens, c'est la première fois que l'on peut comprendre en quoi une éthique, c'est pas du tout la même chose qu'une morale. C'est pas du tout la même chose qu'une morale, forcément, pour une raison très simple. Il y a quelque chose qui appartient fondamentalement à la morale. C'est l'idée d'une raison inverse, d'une règle inverse dans le rapport de l'âme et du corps.
Forcément, puisque la morale, elle est inséparable d'une espèce de hiérarchie, ne serait-ce que la hiérarchie des valeurs. Il faut que quelque chose, il n'y a pas de morale si quelque chose ne vaut pas mieux qu'autre chose. Il n'y a pas de morale de tous vaut. Il n'y a pas de morale de tout est égal. Bizarrement, je dirais, il y a une éthique de tout est égal. Et ça, on peut le voir, on le verra bien après. Je dis, il n'y a pas de morale de tous vaut, tout est égal. Il faut une hiérarchie des valeurs pour la morale. Et l'expression la plus simple de la hiérarchie des valeurs, c'est l'espèce de tension de rapport inversement proportionnel. À savoir, si le corps agit, c'est l'âme qui pâtit. Et si l'âme agit, c'est le corps qui pâtit. L'un agit sur l'autre et l'un pâtit quand l'autre agit. Si bien que l'effort du sage, c'est faire obéir le corps. Ça va tellement loin, ça, que c'est presque un axiome de toutes les morales de l'époque, au XVIIe siècle. Par exemple, Descartes, il écrit un gros livre qui s'appelle le traité des passions. Et le traité des passions commence par l'affirmation suivante. Quand le corps agit, c'est l'âme qui a une passion, qui pâtit. Quand l'âme agit, c'est le corps qui a une passion, qui pâtit. Comprenez qu'au point où on en dit avec Spinoza, c'est inintelligible cette proposition. Si je suis une manière d'être qui s'exprime également comme manière de l'étendue et comme manière de la pensée, c'est-à-dire comme corps et comme âme, ou bien mon corps et mon âme pâtissent également, ou bien ils agissent également. Jamais on n'a mieux soudé le destin de l'homme au corps. Si mon corps est rapide, avec toutes les nuances de rapidité, puisque ça peut être une rapidité purement intérieure, c'est une rapidité, on l'a vu, moléculaire. C'est une vitesse moléculaire. Si mon corps est rapide, mon âme est rapide. Si mon corps est lent, mon âme est lente. Et peut-être il est bon tantôt que mon âme soit lente, tantôt rapide. Mais en tout cas, l'un ira avec l'autre, mon âme ne sera pas rapide ou lente sans que mon corps aussi soit lent ou rapide, soit rapide ou lent. En d'autres termes, vous aurez toujours les deux à la fois. Vous ne pourrez jamais jouer de votre âme sur votre corps et de votre corps sur votre âme. Jamais. L'un et l'autre sont la même manière exprimée dans deux attributs. Donc, renoncez à parier sur l'un contre l'autre. Pas la peine d'essayer, ça marchera jamais comme ça. Et alors j'en reviens à ceci. D'où vient ce cri? L'étonnant, c'est le corps, qui a bien l'air de démentir le parallélisme. Vous voyez pourquoi ça s'appelle le parallélisme? En effet, deux modes d'attributs différents, corps de l'étendue, âme dans la pensée, deux corps d'attributs différents, les attributs sont strictement indépendants et égaux, donc parallèles, et c'est la même modification qui s'exprime dans un mode et dans l'autre. Bon, mais alors comment est-ce qu'il peut nous dire l'étonnant, c'est le corps, qui semble ériger un modèle du corps? Vous ne savez même pas ce que peut un corps. Qu'est-ce qu'il peut? Vous ne savez même pas ça. On ne sait pas. En effet, les choses prodigieuses qu'un bébé, un alcoolique ou un somnambule peuvent faire, quand leur raison est assoupie, quand leur conscience est endormie, vous ne savez même pas ce que peut un corps. Ça ne va pas avec tout ce qui précède. Si, ça va évidemment très bien. S'il est en train de nous dire, vous voyez, il est en train de nous dire quelque chose de très important, il est en train de nous dire, le corps dépasse la connaissance que vous croyez en avoir. Votre corps dépasse infiniment la connaissance que vous croyez en avoir, évidemment, puisque vous ne savez même pas que le corps n'est qu'une manière d'être de l'étendue.
qu'à titre de manière d'être de l'étendue, il est constitué par toutes sortes de rapports de vitesse et de lenteur transformables les uns dans les autres. Et vous savez rien de tout ça, on ne sait rien de tout ça, dit-il. On peut le dire encore aujourd'hui qu'on ne sait rien de tout ça. On fait des progrès. C'est curieux, mais je suis frappé que la biologie actuelle va tellement dans un certain spinozisme, mais ça on verra plus tard. Eh ben, il dit, bon, votre corps dépasse la connaissance que vous en avez. Et de même, ça qu'il faut ajouter, et de même. Essayons, puisqu'il y a parallélisme, puisque le corps et l'âme, c'est la même chose. Eh bien, de même, votre âme dépasse infiniment la conscience que vous en avez. Tout ça, c'est dirigé tout droit contre Descartes, évidemment. De même que votre corps, mais il fallait passer par le corps pour comprendre ce qu'il voulait dire. D'où la phrase, l'étonnant, c'est le corps. On ne sait même pas ce que peut un corps. Vous voyez, ce qui veut dire complètement, c'est de même que votre corps dépasse la connaissance que vous en avez, votre âme et votre pensée dépassent la conscience que vous en avez. Si bien que la tâche de la philosophie comme éthique, ce sera quoi? Ce sera accéder à cette connaissance de l'âme et à cette conscience du corps. Non, zut, à cette connaissance du corps et à cette conscience de l'âme qui dépasse la connaissance dite naturelle que nous avons de notre corps et la conscience naturelle que nous avons de notre âme. Il faudra aller jusqu'à découvrir cet inconscient de la pensée et cet inconnu du corps. Et les deux ne font qu'un. L'inconnu du corps et l'inconnu du corps et l'inconscient de la pensée. Vous êtes une manière d'être. Ça veut dire, vous êtes un ensemble de rapports de vitesse et de lenteur entre molécules pensantes. Vous êtes un ensemble de rapports de vitesse et de lenteur entre molécules étendues. Et tout ça, c'est l'inconnu du corps et c'est l'inconscient de la pensée. Alors bon, comment il va s'en tirer? D'où je peux passer à un second problème. Ah oui, si ça impose, mon second problème, c'est évidemment, il s'enchaîne. C'est mais après tout, pourquoi est-ce qu'il appelle ça éthique et pas ontologie? Son grand livre, pourquoi il l'appelle éthique au lieu de l'appeler ontologie? Il devrait l'appeler ontologie. Non, il devrait l'appeler éthique. Il a bien fait, sûrement il a bien fait. Il savait ce qu'il faisait, quoi. Il avait une raison pour appeler ça éthique. Donc, si vous voulez, mais ça va être le même problème. Je vous soulage, on repart à zéro. On repart à zéro. On a fini là tout un pan les 2 dernières fois, et là, on vient de finir tout un premier pan sur l'ontologie. Passe à un second pan. Pourquoi est-ce que cette ontologie, Spinoza l'appelle-t-il éthique? Bon, et là aussi vous sentez qu'on va tomber en plein dans le problème. Est-ce qu'une éthique c'est la même chose qu'une morale? Est-ce que ça revient au même? Si ça ne revient pas au même, d'une certaine manière, est-ce que l'éthique ce ne serait pas la seule manière dont l'ontologie a quelque chose à nous dire sur comment vivre, que faire. Tandis que la morale, c'est pas ça. La morale, peut-être que ça implique toujours, mais il faudrait voir pourquoi. Peut-être est-ce que la morale, ça implique toujours la position de quelque chose qui est supérieur à l'être. Peut-être qu'une morale, c'est indissociable de la position de l'un supérieur à l'être. Au point que si on croit ou si on fait de l'ontologie, l'être en tant qu'être, où l'un, loin d'être supérieur à l'être, est au contraire un dérivé de l'être, sans là, il ne peut plus y avoir exactement de morale. Mais en quoi?
Voilà, je voudrais commencer par une histoire qui n'est pas difficile, mais je voudrais la considérer rapidement pour elle-même. Toute la morale, me semble, toute la morale du XVIIe siècle, non, je dirais de Platon au XVIIe, hein. Qu'est-ce qui a pu se passer après? On verra tout ça. Mes formules, vous les corrigez de vous-même. Depuis longtemps, la morale a consisté d'une certaine manière à nous dire quoi? À nous dire quoi? Eh bien, le mal n'est rien. Le mal n'est rien. Et pourquoi c'était ça la morale? On ne nous disait pas avant tout fais le bien, on nous disait d'abord le mal n'est rien. Curieux, et qu'est-ce que c'est cet optimisme? Est-ce que c'est de l'optimisme quoi alors quoi? Voilà que les philosophes étaient des espèces d'optimistes béats pour dire le mal n'est rien. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire? Il y avait tous les malheurs du monde. Et voilà ces types, ils continuent à dire le mal n'est rien. Je voudrais donc réfléchir. Là, vous voyez, on repart à zéro. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire, tous ces gens qui disaient le mal n'est rien? Depuis Socrate qui passe son temps à dire ça. Mort. Alors que, oui, le malheur était là. Le mal, il a toujours eu deux formes, le malheur et la méchanceté. Le mal du malheureux et le mal du méchant. Or, ça manquait pas dès les Grecs des méchants et des malheureux. Bien plus que ce qui fait qu'il y a du mal à première vue. Ce qui fait qu'il y a du mal à première vue, c'est que les méchants et les malheureux, c'est pas les mêmes. Tiens, si les méchants et les malheureux, c'était les mêmes, en effet, le mal ne serait rien, il se détruirait lui-même. Le scandale, c'est que les méchants ne soient pas forcément malheureux et les malheureux pas forcément méchants. Ça arrive de temps en temps, mais pas assez souvent. En d'autres termes, si les méchants étaient malheureux et les malheureux méchants, le mal se détruirait, il y aurait une auto-suppression du mal. C'est formidable ça. Il y a un auteur qui a beaucoup joué de ça, tardivement. Il a dit, ben non, hein, vous ne pourrez pas faire autrement, la loi du monde, c'est que les méchants soient heureux en tant que méchants et que les malheureux soient innocents. Il a dit, c'est ça le mal. Et perdu dans cette vision, il dit Tribou, c'est le marquis de Sade. D'où les deux grands titres, n'est-ce pas, des deux grands romans de Sade, c'est les malheurs de la vertu et les prospérités du vice. Il n'y aurait pas de problème du mal si il n'y avait pas une irréductibilité entre le méchant par lui-même heureux et l'innocent par lui-même malheureux. Car c'est sa vertu qui ne cesse de rendre Juliette, c'est Juliette la gentille, hein, oui, qui ne cesse de rendre Juliette malheureuse. Et Justine, non, c'est la méchante Justine. D'accord. Bon. C'est pas par hasard que Socrate, lui, déjà dans les dialogues platoniciens, ne cesse de se lancer dans une série de propositions qui, à première vue, nous paraissent débiles et qui consistent à dire, dans le fond des choses, le méchant est fondamentalement malheureux et le vertueux est fondamentalement heureux. Bien sûr, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas, mais il dit, je vais vous le démontrer. Tiens, il va le démontrer. Bon, je précise pourquoi je fais cette longue parenthèse, alors aussi un peu débile. C'est pour vous faire sentir que d'une certaine manière, il ne faut pas prendre les gens pour des crétins. Je veux dire, ce serait ça mon appel. Et que quand des philosophes très sérieux disent le mal n'est rien, seul le méchant est malheureux, ils ont peut-être une idée très bizarre derrière la tête et une idée telle qu'ils sont ravis si on leur dit mais t'es un rêveur.
Peut-être qu'on se trompe sur leur entreprise. Peut-être qu'au moment même où ils disent ça, ils sont très singulièrement diaboliques. Hein. Parce qu'on ne peut pas penser que Socrate il croit à son truc. Il n'y croit pas comme ça. Il ne croit pas que les méchants soient malheureux en tant que méchants. Il sait bien que ça ne se passe pas comme ça. Donc ma question, c'est, c'est pour ça que je dis, si on ne prend pas Socrate pour un idiot, on va se dire, mais pourquoi il nous dit ça? Dans quelle entreprise il est pour nous dire ça, alors que manifestement, c'est pas comme ça. Il ne faut pas s'imaginer un Socrate tellement perdu dans les idées et dans les nuages qu'il croit que les méchants sont malheureux. La cité grecque abonde de méchants très heureux. Alors est-ce qu'il veut dire qu'ils seront punis après? Oui, il le dit comme ça. Il le dit splendidement, comme ça. Il invente même des mythes. Mais non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il cherche? Vous sentez déjà l'outil qu'il lance là, cette espèce de cri, alors. Le mal n'est rien. Mais il lance une espèce de provocation, telle que le sort de la philosophie est en jeu là-dedans. À la lettre, je dirais, ils font les idiots. Faire l'idiot. Faire l'idiot, ça a toujours été une fonction de la philosophie. L'idiot en quel sens? En un sens qui va vraiment du Moyen-Âge, où le thème de l'idiot est constant, aux Russes, je veux dire à Dostoïevski, un successeur de Dostoïevski qui est mort il n'y a pas très longtemps, à savoir Chestov. Tout ça ne forme pas pourtant une tradition. Chestov ne se reconnaît pas dans Descartes. Mais j'essaie de marquer très vite cette tradition. Je ne la repère pas au début. Ça, il faudrait, si quelqu'un veut des idées là-dessus, ce serait très bien, même au hasard de lecture. Il y a sûrement des travaux faits, mais je n'ai pas eu le temps. Je repère au hasard. Nicolas Tpuse, un philosophe très très important, il était cardinal en plus. Nicolas Tpuse est un type très très important de la Renaissance, un très grand philosophe. Le cardinal de Puse lance le thème de l'idiot. Et ça a quel sens? Ça a un sens très simple. C'est l'idée que le philosophe, c'est celui qui ne dispose d'aucun savoir et qui n'a qu'une faculté, la raison naturelle. L'idiot, c'est l'homme de la raison naturelle. Il n'a rien qu'une espèce de raison naturelle, de lumière naturelle. Vous voyez, par opposition à la lumière du savoir et aussi par opposition à la lumière révélée. L'idiot, c'est l'homme de la lumière naturelle. Ça commence donc avec Nicolas Tpuse. Descartes écrira un petit texte, d'ailleurs peu connu, mais qui est dans les œuvres complètes, où il y a l'idiot dans le titre, et qui est un exposé du cogito. Et en effet, lorsque Descartes lance sa grande formule « je pense donc je suis », en quoi c'est la formule de l'idiot? Elle est présentée par Descartes comme la formule de l'idiot parce que c'est l'homme réduit à la raison naturelle. Et en effet, qu'est-ce que nous dit Descartes à la lettre? Il nous dit, moi je ne peux même pas dire l'homme est un animal raisonnable. Il le dit textuellement, là, j'interprète pas. Il nous dit, je ne peux même pas dire l'homme est un animal raisonnable, comme Aristote le disait, parce que pour pouvoir dire l'homme est un animal raisonnable, il faudrait d'abord savoir ce que veut dire animal et ce que veut dire raisonnable. En d'autres termes, la formule animal raisonnable a des présupposés explicites qu'il faudrait dégager. Or, je suis incapable de le faire. Et Descartes ajoute, je dis, je pense, donc je suis. Pardon. Alors, le contradicteur serait tout prêt à dire, eh ben, dis, t'es pas gêné, toi, parce que quand tu dis je pense, donc je suis, il faut savoir ce que veut dire penser, ce que veut dire être, je pense, je suis, ce que veut dire je. Là, Descartes devient très, très curieux, mais c'est les meilleures pages de Descartes, il me semble. Il devient très subtil. Parce qu'il dit non, c'est pas pareil du tout. Pas pareil du tout.
Voilà pourquoi c'est pas pareil. C'est que dans le cas animal raisonnable, il y a des présupposés explicites. À savoir, vous n'êtes pas forcé de savoir ce que veut dire animal et raisonnable. Tandis que lorsque je dis je pense donc je suis, prétend Descartes, c'est tout à fait différent. Il y a bien des présupposés, mais là, ils sont implicites. À savoir, vous ne pouvez pas penser sans savoir ce que veut dire penser. Vous ne pouvez pas être sans savoir au moins confusément ce que veut dire penser. Vous ne pouvez pas être sans savoir au moins confusément ce que veut dire être. Vous le sentez d'un sentiment qui serait même le sentiment de la pensée. En d'autres termes, animal raisonnable renvoie à des présupposés explicites de l'ordre du concept. Je pense donc je suis ne renvoie qu'à des présupposés implicites de l'ordre du sentiment intérieur. C'est très très curieux ça m'intéresse d'autant plus que la linguistique moderne retrouve cette distinction des présupposés explicites et des présupposés implicites. Ils sont cartésiens sans le savoir, c'est très très curieux. Il y a un linguiste qui s'appelle Ducrot aujourd'hui qui fait toute une théorie à partir de la distinction des présupposés explicites et des présupposés implicites. Peu importe. Vous voyez, l'idiot, c'est l'homme des présupposés implicites. C'est ça. La raison comme fonction naturelle. La raison naturelle. Vous ne pouvez pas penser sans savoir ce que veut dire penser, même confusément. Donc vous n'avez pas à vous expliquer. Descartes dit, je n'ai pas à expliquer ce que veut dire. Je pense donc je suis, chacun l'expérimente en lui-même. Tandis que ce que veut dire animal et raisonnable, ça, c'est écrit dans les livres. Et l'idiot s'oppose à l'homme des livres. L'homme de la raison naturelle s'oppose à l'homme de la raison savante. Si bien que le cogito sera l'énoncé de l'idiot. Donc ce thème de l'idiot est très fondé dans une tradition chrétienne, philosophique, qui est la tradition de la raison naturelle. Alors là, par quel biais? Puis il a continué dans tout l'Occident. Il appartient bien à la tradition occidentale. Par quel biais s'il émigre en Russie pour être poussé au paroxysme et pour prendre une nouvelle allure? Une nouvelle allure évidemment favorisée par l'orthodoxie russe, par le christianisme russe. Là donc j'ai toutes sortes de maillons qui me manquent sur la comparaison entre le thème de l'idiot russe et puisque l'idiot est une figure de la littérature russe vraiment fondamentale, pas seulement chez Dostoïevski. Et là aussi, d'une certaine manière, le personnage de Dostoïevski, que Dostoïevski appellera l'idiot, précisément, lui, il est beaucoup plus dramatique que l'idiot de Descartes, bien sûr, sa maladie, etc. Mais il a gardé quelque chose de ça. La puissance de la raison naturelle réduite à soi. Tellement réduite à soi qu'elle est malade. Et pourtant, elle a gardé les éclairs. Le prince, l'idiot, il ne sait rien. Mais c'est l'homme des présupposés implicites qui comprend tout. Cette figure de l'idiot continue à dire « je pense donc je suis » au moment même où il est comme fou, ou bien distrait, ou bien un peu débile. Mais déjà Descartes acceptait de passer pour le débile. Qu'est-ce qu'ils ont ces philosophes à vouloir être le débile? C'est très curieux comme entreprise déjà. Et ils opposent cette débilité philosophique à la philosophie, puisque Descartes, il oppose ça à Aristote. Il dit non, non, moi je ne suis pas l'homme du savoir, moi je ne sais rien, etc. Socrate, il disait déjà, je ne sais rien, je suis l'idiot. Être l'idiot de service, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Bon, et ben alors, qu'est-ce qu'il veut? Je recommence. Qu'est-ce qu'il veut, Socrate? Quand il dit, ah ben vous savez,
Mais si, regardez bien, il n'y a que le méchant qui soit malheureux. Il pose à une espèce de paradoxe de l'autosuppression du mal. Encore une fois, si le méchant est malheureux, il n'y a plus de mal. Mais pourquoi il n'y aurait pas de mal ou plus de mal? Le mal n'est rien. Ça veut dire quoi? Voilà. Ça veut dire, vous vous croyez malin, vous parlez du mal, mais vous ne pouvez pas penser le mal. Ah, si le philosophe voulait dire ça, ce serait intéressant. Enfin, ce serait intéressant. Vous ne pouvez pas penser le mal. Pourquoi le philosophe aurait besoin de dire ça? Vous ne pouvez pas penser le mal. Et je vais vous le montrer que vous ne pouvez pas penser le mal. Le mal n'est rien, ça ne voudrait pas dire le mal n'est rien, ça voudrait dire le mal n'est rien du point de vue de la pensée. Vous ne pouvez pas le penser. C'est un néant. Autant essayer de penser le néant. Oh, tiens. Dans les textes de Socrate, ou plutôt de Platon, le thème le mal n'est rien parcourt deux niveaux. Un niveau grandiose objectif et un niveau subjectif. Le mal n'est rien objectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout mal se ramène à une privation et la privation se ramène à une négation. Donc, le mal, ce n'est rien. C'est une pure négation. Le mal n'est pas. En effet, il n'y a pas d'être du négatif. Il n'y a pas d'être du négatif. Voilà, c'est très simple. Ça s'accompagne de... C'est très simple et très difficile en même temps. Cette réduction, vous comprenez, du mal ou de la contradiction, si vous voulez, à la privation et de la privation à la simple négation. Bon, supposons qu'il fasse ça, il développe cette thèse-là. Et subjectivement, le mal n'est rien, ça veut dire quoi? Ben, subjectivement, ça veut dire, et là Socrate alors développe tout son talent, il dit, ben oui, écoutez, hein, je vais vous le montrer par les dialogues. Il fait venir un méchant, il lui dit, tu veux assassiner, hein, tu veux assassiner. L'autre dit, oui, oui, je veux assassiner ça. Je veux tuer tout le monde. Ah, dit Socrate, ah bon, tu veux tuer tout le monde. Mais pourquoi tu veux tuer tout le monde? Alors le méchant, il dit, parce que ça me fait plaisir. Comme ça me fait plaisir, Socrate. J'ai envie, ça me fait plaisir. Ah, t'as envie. Mais le plaisir, dis-moi, méchant, le plaisir, c'est un bien ou c'est un mal? Alors là, le méchant, il dit, ah bah, évidemment c'est un bien, ça fait du bien, c'est un bien. Socrate, il dit, ah, mais tu te contredis. Tu te contredis. Parce que ce que tu veux, c'est pas tuer tout le monde. Tuer tout le monde, c'est un moyen. Ce que tu veux, c'est ton plaisir. Il se trouve que ton plaisir, c'est tuer tout le monde, d'accord. Mais ce que tu veux, c'est ton plaisir. Et tu m'as dit toi-même, le plaisir est un bien. Donc tu veux le bien. Simplement, tu te trompes sur la nature du bien. Alors le méchant, il dit, Socrate, on ne peut pas parler avec toi. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Le méchant, subjectivement, c'est quelqu'un qui se trompe. Et ça va être très important pour nous, cette formule, le méchant. D'où la formule de Socrate, nul n'est méchant volontairement. Ce qui veut dire, par définition, toute volonté est volonté d'un bien. Simplement, il y en a qui se trompent sur la nature du bien, donc ils ne sont pas méchants volontairement. Ils cherchent le bien. Alors, il dit, je cherche mon bien. Mais Socrate dit, t'as raison, il faut chercher ton bien. Évidemment, c'est ton bien. Alors toi, c'est assassiner, très bien, mais c'est toujours un bien, ton bien. Alors quoi? Tu ne peux pas chercher le mal. Alors, le méchant devient fou. Socrate espère qu'il va par là même se détruire lui-même. Mais enfin, ça ne marche à certains niveaux. Donc, vous voyez, qu'est-ce que j'en retire déjà? C'est que cette philosophie-là, qui nous dit le mal n'est rien, qui nous le dit sur deux modes, sur deux registres,
objectivement, le mal est pure négation, il n'y a pas d'être du négatif. Et qui nous le dit subjectivement. Vous ne pouvez pas vouloir le mal parce que c'est contradictoire. Vous ne pouvez vouloir qu'un bien. Nul n'est méchant volontairement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils pataugent déjà dans quoi, ces philosophes? Non, pas pataugent, ils sont déjà dans quel élément? Ils sont dans l'élément du jugement. En effet, le méchant, c'est celui qui juge mal. Toute la philosophie va être rapportée au système du jugement. Et c'est peut-être ça que la philosophie a inventé d'abord. Même si ça devait être ruineux, catastrophique, je ne sais pas, là, c'est pas, je ne fais aucun jugement de valeur. Je crois que la philosophie est née avec un système du jugement. Et le méchant, c'est celui qui juge mal. Et le philosophe, il est peut-être idiot, mais il est bon parce qu'il prétend juger bien. Supposons, j'en suis loin encore d'arriver à dire ce que je voudrais vous faire sentir. Il faut tellement de mots pour arriver à un petit sentiment minuscule, quoi. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, la philosophie serait et se confondrait avec la constitution d'un système du jugement. Ça a été peut-être pour le meilleur et pour le pire. C'est peut-être ça qu'ensuite certains philosophes ont essayé de secouer et d'y échapper à la philosophie comme système du jugement. Un jugement sans sanction, la philosophie, elle n'a jamais fait mal à personne, mais c'est vrai que les philosophes, ils n'ont pas cessé de juger. Qu'est-ce qui les autorisait? Sans doute de ce que c'était eux qui avaient inventé le système de jugement, du jugement. Ils avaient fait du jugement un système. Pourquoi et comment? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Voilà, là je vous dis presque le fond parce que c'est des choses extrêmement simples, mais je suis tellement mécontent, je suis tellement peu satisfait de ce qu'on dit généralement sur l'origine de la philosophie, y compris les hellénistes, les heideggeriens, etc., que j'essaie de me débrouiller là pour mon compte. Voilà ce que je voudrais dire. Il me semble que la philosophie, elle a toujours commencé en prenant une forme très curieuse, qu'elle n'abandonnera jamais, à savoir le paradoxe. Le paradoxe. Le philosophe, c'est un type qui arrive en un sens et un bon à rien, c'est vrai, c'est imaginé dans la cité grecque, là. Philosophe, il se balade sur la place publique, il est toujours prêt à causer. Ah bon, on dit où tu vas, Socrate qui commence, là, où tu vas? Qu'est-ce qui t'arrive? Et puis la conversation s'engage. Mais c'est pas n'importe quelle conversation, on appellera conversation philosophique celle où surgit le paradoxe qui désigne une certaine puissance. Certaine puissance ou une certaine impuissance. Et qu'est-ce que c'est le paradoxe au niveau le plus simple? Vraiment, là, je dis des choses rudimentaires. Je ne me demande pas ce que c'est que le paradoxe. Je cherche un petit fil conducteur. Je crois que le paradoxe au niveau le plus simple, ça consiste à vous dire il y a quelque chose qui est, et en même temps, vous ne pouvez pas le penser. Débrouillez-vous avec ça. X est, et pourtant merveille, admirez ça. C'est impensable. En termes techniques, je dirais, le paradoxe, c'est une proposition qui consiste à poser l'impensabilité d'un étant. Alors oui, ce serait une bonne définition du paradoxe. Ça est, le philosophe dit pas, ça n'est pas. Il faut être là, là, les commentateurs sont vraiment lamentables. Je prends un exemple en apparence différent de ce dont je parle, mais c'est la même chose. Je prends un exemple, il y a un paradoxe fameux dans les premiers philosophes, qui s'appelle philosophe, bien plus, il est considéré comme l'inventeur de la dialectique, c'est Zénon. Il y a deux Zénons, il y a Zénon le stoïcien et Zénon d'Élée. Je parle de Zénon d'Élée, disciple de Parménide, celui qui disait l'être est. Voilà, donc le fondateur de l'ontologie. Zénon, il fait de fameux paradoxes qui concernent le mouvement. Et il explique que Achille, par exemple, ne peut pas rattraper la tortue. Il ne peut pas.
Et il explique que la flèche ne peut pas atteindre la cible. Et compte, en d'autres termes, Zénon est un idiot. C'est ça, être un idiot. Il explique donc que la flèche ne peut pas attraper la cible, ne peut pas rejoindre la cible, ni Achille rattraper la tortue. Vous vous rappelez comment il fait pour l'expliquer? Il divise le parcours d'Achille, ou le parcours de la flèche, en deux. La seconde moitié, il la divise en deux, etc., à l'infini. Et il y aura toujours une distance, si petite qu'elle soit, entre la flèche et la cible. De même, Achille fait un bond et il couvre la moitié de sa distance, de sa différence avec la tortue. Il faudra qu'il couvre encore la moitié de ce qui reste, la moitié du reste, la moitié du reste, à l'infini. Il ne rattrapera jamais la tortue. Voilà. Vous me direz, ah bon, c'est quand même Zénon a une forte culture mathématique grecque. C'est très intéressant. Très intéressant parce que ça fait intervenir ce que les Grecs avaient monté comme méthode d'exhaustion, c'est-à-dire d'analyse de l'infiniment petit. Donc c'est moins pitrerie qu'il me semblerait, mais en quoi c'est de la philosophie, ça? Vous comprenez, Zénon, il n'est pas idiot, Socrate non plus. Il est idiot d'une autre manière, mais pas à la manière dont on penserait. Parce que il sait bien que les choses bougent. Il sait bien que Achille rattrape la tortue. Il sait bien que la flèche touche la cible. C'est tout ça. De même, Socrate sait bien qu'il y a des méchants. Ça. Donc, ce qu'ils veulent nous dire, c'est tout à fait autre chose. Le mal ou le mouvement sont des étangs. Seulement, le problème, c'est comment penser l'étang. Ce que Zénon tente de montrer, c'est que le mouvement en tant que mouvement est impensable. C'est pas que le mouvement en tant que mouvement n'est pas, comme le font dire beaucoup de commentateurs. C'est idiot, ça. C'est que le mouvement en tant que mouvement ne peut pas être pensé. Ce que Socrate veut montrer, c'est que le mal en tant que mal ne peut pas être pensé. Bon, alors là, ça devient plus intéressant, c'est ça un paradoxe. Un paradoxe énonce l'impensabilité d'un état. Mais pourquoi est-ce que ça leur donne un plaisir intense, ces paradoxes? Ils sont ravis. Plus on leur dit, mais t'es débile de dire que ça, le mouvement n'existe pas, quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Ils disent pas. Ils disent, oh bon, comme tu veux, tu peux, toi, mais alors, comment tu te débrouilles de mon paradoxe? D'où la réputation que les philosophes ont toujours eue d'être des bavards. C'est pas des bavards, c'est les hommes les plus silencieux du monde, puisqu'ils pensent que, finalement, à la limite, l'étang est fondamentalement impensable. Ça peut être consolant, parce que si l'étang est impensable, c'est peut-être parce que l'être est pensable, lui. Mais que penser l'être, c'est pas facile non plus. Et que ce serait ça la philosophie, alors bon. Mais peu importe. Voilà pourquoi ils disent ça. Pourquoi ils sont tellement contents. C'est pas, à première vue, c'est pas un triomphe pour la pensée. C'est pas une victoire pour la pensée. Loin de là. Elle ne peut pas penser le mouvement, elle ne peut pas penser le mal, elle ne peut rien penser. Qu'est-ce qu'elle peut penser alors, la pensée? Elle va penser, l'être est Parménide. Seule la justice est juste. Les hommes justes, ils sont justes qu'en second. Ce qui est vraiment et totalement juste, c'est la justice. La justice est juste. On peut faire des litanies. La vertu est vertueuse. La sagesse est sage. C'est ce que Socrate fait dans une série de dialogues éblouissants, mais qui exaspèrent tout le monde.
On discute très longtemps pour arriver à la révélation, la justice est juste. Et il n'y a que la justice qui soit juste. Il n'y a que l'être qui est. Bon. On a envie de dire, oh bah, il fallait quand même pas 40 pages pour ça, si, il fallait 40 pages. Parce que fallait 40 pages, puisque, mais c'est inséparable de ceci, l'étant est impensable. Qu'est-ce qui est pensable? Qu'est-ce qui est pensable? La pure idéalité. L'idée. L'idée. Bon. Mais enfin, c'est pas tellement brillant. Pourquoi est-ce que les philosophes se réjouissent? Moins ils arrivent à penser l'étant, plus ils sont contents. Plus ils rigolent à leur manière. Ils embêtent tout le monde, tout ça, et puis ils expliquent qu'on ne peut rien penser, on ne peut pas penser le mouvement, on ne peut pas penser l'être, non, on ne peut pas penser le mal, on ne peut pas penser le devenir, on ne peut pas penser tout ce qui fait objet de paradoxe. Ils arrivent en disant, ben oui, on peut penser la justice est juste, l'être est, etc. L'un est un. Bon. Alors on se dit, ben, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Comprenez? Ils accomplissent vraiment le destin de la philosophie dans son surgissement, il me semble originel, à savoir constituer un système du jugement. Il s'agit de juger tout ce qui est. Et la possibilité de juger tout ce qui est, c'est quoi? C'est, à la limite, s'élever à la position de quelque chose qui est au-delà de l'être. On jugera ce qui est et on jugera l'être lui-même en fonction de quelque chose qui est au-dessus de l'être. Bon, on retombe sur l'un au-dessus de l'être. En d'autres termes, l'idée de fond de toute cette philosophie, c'est seul le bien, avec un grand B, et c'est par là qu'elle a cette apparence optimiste. Seul le bien fait être et fait agir. Seul le bien fait être objectivement et fait agir subjectivement. Donc le bien est au-dessus de l'être. Le bien, c'est l'un. Dès lors, on peut juger tout ce qui est. Il s'agissait moins de décréter le mouvement, le devenir impensable, que de les soumettre au système du jugement, en fonction de critères qui, eux, ne deviennent pas, qui sont les critères du bien, qui ne sont pas en mouvement, etc., etc. Donc, le bien est à la fois raison d'être et raison d'agir. En latin, ça deviendra le bien comme ratio essendi et ratio agendi. Le mal n'est rien, forcément. Et c'est ça qu'ils veulent dire. Le mal n'est rien, forcément. Puisque seul le bien fait être et fait agir. Le bien est au-dessus de l'être. C'est la condition du système du jugement. Alors finalement, si vous voulez, ce n'est pas au nom d'un optimisme niais, c'est au nom d'une logique, d'un logos poussé à l'extrême. La puissance du paradoxe, c'est le logos. C'est pas le philosophe qui est optimiste, c'est la logique qui l'est. Elle ne peut pas penser le mal, elle ne peut pas penser le mouvement, elle ne peut pas penser le devenir. C'est bien plus tard que la logique va faire un mouvement considérable sur soi-même pour essayer de penser le mal, l'être et le mouvement. Et la réconciliation de, non pas le mal, le mouvement, le devenir. Et la réconciliation du mal, du mouvement et du devenir avec la logique et avec la puissance de la logique marquera un tournant pour la philosophie. Il faudra la fermer cette porte. Qu'est-ce que j'ai fait de ma montre?
Midi et quart. Oui, ça marquera une date très importante. En gros, on peut dire que la réconciliation de la logique avec les temps comme tels, avec le mal, le devenir, le mouvement, ce sera quoi? Ce sera le grand romantisme allemand. Ce sera Hegel. À ce moment-là, la logique trouvera le moyen d'accorder un être au négatif. Il y a un être du négatif. Ce sera la réconciliation du logique, si vous voulez, et du tragique. Jusque-là, la logique avait été incurablement optimiste et au service du bien. Bon, voilà. Voilà ce que je voudrais dire, et je voudrais terminer vite parce que vous en avez assez, mais j'ai peut-être une question. Ah oui. Voilà ce que je voudrais dire enfin. Je voudrais dire, eh ben oui. J'ai eu l'air d'abandonner complètement Spinoza. Le moment où jamais d'y revenir, c'est ceci. Je vais vous dire. Comment il s'insère là-dedans? J'ai l'air de faire une histoire de la philosophie qui s'en va par tous les bouts. Et c'est très curieux, parce que Spinoza, il ne cesse pas de nous dire, comme tout le monde à l'époque, le mal n'est rien. Il ne cesse pas. Tout le temps, il nous dit le mal n'est rien. Objectivement et subjectivement. Objectivement parce que l'opposition se ramène à la privation et la privation se ramène à la simple négation. Et il n'y a pas d'être du négatif. Subjectivement parce que le méchant, c'est une erreur. La méchanceté, c'est une simple erreur. Le méchant, c'est quelqu'un qui se trompe. Donc il n'arrête pas de nous dire ça. Bien plus, le problème du mal, il le traite pour lui-même dans un texte passionnant dont j'ai parlé la dernière fois, à savoir son échange de lettres avec Blienberg, et qui porte uniquement sur la question du mal. Et pourtant, si vous voulez, alors, à première lecture, on se dit, ah ben oui, ils disent ce que nous disait déjà bien des siècles avant Socrate, ce que beaucoup d'autres ont dit, tout ça. C'est le système du jugement. C'est cette logique qui se refuse et qui ne peut pas, qui n'a pensé le mal. C'est le fameux paradoxe, là, du logos. Et puis, quand on lit, en même temps qu'on lit, on a une toute autre impression en même temps. Ils sont chiants. On a une toute autre impression. C'est que Spinoza, sous des mots qui ont été 1000 fois dits, nous dit complètement autre chose. Tout à fait autre chose. Ah oui, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà ce qu'il nous dit. Le mal n'est rien. Et jusque-là, ça va très bien. Jusque-là, ça peut être signé. C'est comme dans des pétitions. Vous savez, vous pouvez signer la première phrase et puis vient la seconde phrase. Ah là, je ne peux plus signer. Non. Non, ça peut pas aller. Eh bien, c'est la même chose dans l'histoire que je vous raconte. Le mal n'est rien. Je dis, ça renvoie à qui si on fait un concours, hein? Alors on répond, oh, qui peut dire ça? Eh bien, Socrate, eh bien, Descartes, Leibniz, Spinoza. D'accord. À partir de là, la phrase bifurque. Le mal n'est rien, c'est une proposition qui n'est pas complète encore. Si on vous dit le mal n'est rien, il faut surtout être prudent, vous attendez, hein, vous attendez. La phrase n'est pas finie. Telle quelle, c'est un non-sens. Puisque le mal peut n'être rien pour les raisons les plus opposées. Alors, vous exigez une flèche, des flèches de bifurcation. Et les uns prennent la première bifurcation. Le mal n'est rien parce que seul le bien fait être et fait agir.
Ça, c'est la voie. Le bien, c'est-à-dire l'un au-dessus de l'être. Le bien fait être, c'est-à-dire l'être dérive du bien. L'un est plus que l'être. Ah. On va y retourner, hein. Ouais. Alors, bon, ça, parce que le mal n'est rien, parce que seul le bien est fait d'être, et raison d'être et raison d'agir, ça c'est signé Platon. C'est signé Leibniz, qui bien plus, lui, renouvelle complètement la formule le bien fait être et fait agir, lui donne une interprétation très très curieuse, très belle. Mais enfin, est complètement dans cette première bifurcation. Et puis il y a un certain nombre de philosophes qui disent bien sûr le mal n'est rien. Vous voyez, je ne suis pas limitatif parce qu'il y a en plus ceux qui disent oui, le mal, si, le mal est quelque chose. Il y a un être du négatif. Donc il y a beaucoup de variétés. Mais je m'intéresse à la seconde bifurcation. Une race de philosophes étranges qui nous disent quoi? Ils nous disent oui, d'accord, le mal n'est rien. Ils ajoutent, très vite, pour pas trop se faire entendre, ils ajoutent parce que le bien non plus. En d'autres termes, le mal n'est rien, bien sûr, puisqu'il n'y a ni bien ni mal. Oh, mais alors ça rebondit, qu'est-ce qu'ils veulent dire cela? C'est des fous complets, quoi, il n'y a pas de bien ni de mal. Alors quoi, assassiner les gens, on peut y aller. N'importe quoi, il n'y a pas de bien et de mal. C'est l'égalité de l'être, quoi. Bon, d'accord, c'est l'égalité de l'être. Est-ce qu'on peut faire n'importe quoi? Ah non, qui disent on ne peut pas faire n'importe quoi. Ben alors, on leur répond, tais-toi, ça revient au même. Non, ça ne revient pas au même. Ce n'est pas les mêmes choses que moi je vais vous défendre et que les autres vous défendent. Hein, ce n'est pas les mêmes choses, ça devient plus intéressant. Mais défendre, pourquoi? Défendre, ça veut dire quoi? C'est le système du jugement. Ah d'accord, j'ai dit un mot de trop, c'est pas défendre qu'il faut dire. Alors c'est quoi? Ah, on va voir. On va voir, c'est un monde complètement différent. Le mal n'est rien puisqu'il n'y a ni bien ni mal. Donc Spinoza se sert, il est très sournois Spinoza, vous voyez, dans sa loyauté philosophique, dans sa grandeur, il parle comme tout le monde pour dire quelque chose de complètement différent. Le mal n'est rien, oui, mais moi je suis l'homme qui vous annonce qu'il n'y a ni bien ni mal, et c'est pour ça que le mal n'est rien. Et là encore, longtemps après, ce sera repris par quelqu'un qui intitule un de ses livres principaux, Par-delà le bien et le mal. Et celui qui intitule ce livre principal, Par-delà le bien et le mal, est si mal compris, tout comme Spinoza, qu'il éprouve le besoin d'écrire un autre livre principal, intitulé La généalogie de la morale, où il montre que la morale est une chose, selon lui, immonde. Mais que, on a quand même mal compris son précédent livre Par-delà le bien et le mal. Et il lance cette formule qui pourrait, je vous jure, à la lettre, qui pourrait être signée Spinoza, qui répond à la lettre du spinozisme, qui est Par-delà le bien et le mal, comprenez qu'il n'y ait ni bien ni mal, qu'il n'y ait pas plus de bien qu'il n'y a de mal, cela du moins ne veut pas dire par-delà le bon et le mauvais. Cela du moins ne veut pas dire par-delà le bon et le mauvais. C'est-à-dire, d'accord, il n'y a ni bien ni mal, mais il y a du bon et du mauvais. Vous me direz si c'est pour dire ça, donnez-moi le minimum toujours de confiance. Peut-être que c'est énorme comme différence. L'éthique. Il n'y a ni bien ni mal, mais il y a du bon et du mauvais. Voilà exactement la soudure entre l'éthique et l'ontologie. Il n'y a ni bien ni mal pour une raison simple, c'est que le bien n'est pas supérieur à l'être. Il n'y a que l'être.
Il n'y a que de l'être, bien et mal ne sont que des mots dénués de sens. Il n'y en a pas moins du bon et du mauvais, alors que la morale est l'art du bien et du mal, et de leur distinction, et de leur opposition, et du triomphe de l'un sur l'autre. L'éthique est l'art du bon et du mauvais, et de leur distinction dans la mesure où cette distinction ne recoupe pas celle du bien et du mal. Donc, l'éthique est directement branchée sur l'ontologie, bien plus, je dirais qu'elle l'accompagne tout le temps, mais elle en est le point de départ nécessaire. Ce début qui faisait qu'on ne pouvait pas s'installer immédiatement dans l'être, c'est que seul le débrouillage du bon et du mauvais peut nous porter jusqu'à l'être, le plus vite possible. L'éthique est la vitesse qui nous conduit le plus vite possible à l'ontologie, c'est-à-dire à la vie dans l'être. D'où l'importance du problème. Bon, alors, ce qu'il faut commenter, c'est le bon et le mauvais comme introduction à l'ontologie. À savoir, qu'est-ce que la différence éthique du bon et du mauvais par distinction de la différence morale du bien et du mal? Eh bien, là, ça me paraît très simple, c'est-à-dire, genre, je voudrais juste achever ce point, lancer juste ce point et remettre la suite parce qu'il faut que j'aille voter. Je voudrais juste lancer l'analyse. Je dirais, pour que vous y pensiez, pensez-y, vous, je voudrais dire dans quel sens je veux développer maintenant. Pour moi, il y a deux différences. Il y a deux différences fondamentales entre la morale et l'éthique, c'est-à-dire entre l'art du bon et du mauvais et la discipline du bien et du mal. C'est que je crois que le bon et le mauvais impliquent deux choses qui ne sont pas du tout, qui sont même inintelligibles pour la morale. Le bon et le mauvais impliquent d'abord l'idée qu'il y a entre les étants, c'est-à-dire les existants, une distinction quantitative. Le bon et le mauvais, c'est l'idée d'une distinction quantitative entre les étants, entre les existants. Et ce qui revient au même, quantitative. Mais quelle quantité bizarre. L'éthique est fondamentalement quantitative. Et ma seconde idée, c'est que, mais c'est la même, c'est que le bon et le mauvais désignent une opposition qualitative entre des modes d'existence. Vous voyez, distinction quantitative entre les étants, opposition qualitative entre des modes d'existence. Or ça, qu'est-ce que ça veut dire? Du point de vue de l'éthique, le mauvais, je dirais, c'est quoi? Là, je voudrais juste vous faire sentir, en finissant, je voudrais vous faire sentir des choses alors très concrètes, pas du tout mises au point philosophiquement. On nous disait tout à l'heure, du point de vue de la morale, eh ben, le méchant, c'est quelqu'un qui se trompe, c'est-à-dire qui juge mal. Il se trompe sur la nature du bien, il juge mal, il fait un faux jugement. Du point de vue de l'éthique, je crois que le mauvais, ce qu'on appelle le mauvais, c'est aussi du faux. Mais voilà, c'est pas du tout la même conception du faux. Parce que, du point de vue précédent, dans le cas précédent, le faux, c'était une détermination du jugement. Et en effet, un jugement est faux lorsque il prend ce qui n'est pas pour être, pour ce qui est.
Cette table n'est pas rouge, je dis, la table est rouge, je pense qu'il n'est pas pour... ou l'inverse. Ça, c'est le faux comme qualification du faux jugement. Le faux comme qualification du jugement. Est-ce qu'il n'y a pas un autre sens du mot faux? Et en un sens, c'est très compliqué ces histoires, parce que tous les sens se mélangent. Je dis par exemple, tiens, on me rend une pièce d'or. Et je dis, voyez, le premier sens du mot faux. Faux désigne quoi? L'inadéquation de la chose et de l'idée dans le jugement. Je dirais un jugement est faux, c'est quand il n'y a pas adéquation de l'idée et de la chose. Et le faux, dans toutes les philosophies du jugement, a été défini comme ça. Le vrai, c'est l'adéquation de l'idée et de la chose. Le faux, c'est l'inadéquation de l'idée et de la chose. Bon, je dis il y a un tout autre sens du mot faux, qui précisément ne concerne plus le jugement. On me donne une pièce d'or et je la touche, je la mords, comme dans les films, je la mords. Ah, elle se plie. Ou bien alors, je prends ma petite bouteille d'acide et je regarde. Et je dis, elle est fausse. Cette pièce est fausse. C'est du toc. Vous me direz, c'est lié au jugement. Parce que bien sûr, ça veut dire, cette pièce a une telle apparence qu'elle va susciter en moi le jugement, c'est de l'or, alors que ça n'en est pas. Mais ce que je viens de dire à l'instant, c'est la façon dont le système du jugement interprète la fausseté de la pièce. Car pour que la pièce d'or fausse suscite un jugement d'après laquelle elle serait vraie, donc pour que faux signifie ici une adéquation de l'objet et de l'idée, il faut qu'il y ait eu un faux préalable, c'est en elle-même que la pièce d'or est fausse. C'est pas simplement par rapport au jugement, elle ne suscite un jugement erroné que parce qu'elle se tient fausse en elle-même. Elle est fausse. Faux n'est plus la qualification d'un jugement sur la chose, c'est une manière d'être de la chose. Ce que vous sentez, je prétends rien dire de philosophie, je prétends indiquer, vraiment c'est du sentiment ce que je dis. Je dis de quelqu'un, mais ce type-là, il est faux. C'est pas du vrai. Curieux, vous me direz, c'est encore du jugement. Bizarre, parce que c'est une espèce de jugement de goût. Je pèse le truc, la chose. Je dis ça va pas. J'ai parfois cette impression devant un mensonge. Devant un mensonge, je sens que quelque chose ne va pas là-dedans. Pensez aux pages prodigieuses de Proust sur la manière dont il évalue un mensonge d'Albertine. Quelque chose qui cloche. Oh, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Il se rappelle même plus ce qu'elle a dit. Il y a un rien qui fait qu'il se dit, mais elle est en train de mentir, c'est abominable. Qu'est-ce qu'elle raconte là? Il ne peut pas l'assigner. Alors, on peut dire toujours, c'est du domaine du jugement ou du préjugement. Sentez qu'on peut le dire. Ça peut se dire, oui, un philosophe du jugement ramènera ça. Au jugement, c'est-à-dire au rapport de l'idée de la chose. Mais je dis c'est autre chose aussi. C'est en elle-même que la chose est vraie ou fausse. Vrai ne désigne plus vrai et faux. Ne désigne plus un rapport de l'idée de la chose, mais vrai et faux désigne une manière d'être de la chose. Une manière d'être de la chose en elle-même. C'est complètement différent. Pourquoi on risque de confondre les deux? Le vrai et le faux comme qualification du jugement sur la chose et le vrai et le faux comme qualification de manière d'être de la chose. On risque de le confondre, forcément. Je dirais que le second sens de vrai et faux, qui est le sens le plus profond, il me semble, le vrai et le faux comme manière d'être de la chose, la manière dont la chose est à l'être. Elle peut l'être vraiment ou faussement. Ça vous intéresse pour l'éthique, ça. Être vrai à l'être. C'est pas juger vrai, ça.
C'est vraiment un mode d'existence. Être vrai à l'être. Bon, très compliqué. Ou être faux à l'être. Je dirais ça, c'est le sens où vrai et faux, ça veut dire authentique et inauthentique. L'authentique, ça vient d'un mot grec compliqué, c'est vraiment celui qui se tient en lui-même de manière à être, vraiment à l'être. Bon, j'ai comme ça l'impression, devant des existences qui ne sont pas authentiques. Ça ne veut pas dire avoir une personnalité, encore une fois, c'est une manière d'être, l'authentique et l'inauthentique. Par exemple, vous sentez que quelqu'un se force. Vous me direz, vous sentez, c'est un jugement? Non, on va essayer de dire un peu plus que ça. C'est pas un jugement, c'est exactement comme vous soupesez une lettre. Vous faites sauter dans votre main une pièce. Trop légère, trop lourde, quoi. Il y a peut-être qu'on rejoint le thème de la vitesse et de la lenteur. Tiens, il a parlé trop vite. Il a parlé trop vite, il ment sûrement. Ou bien il traîne, il cherche ce qu'il veut dire. Ça va pas, non, trop lent là. Ça marche pas aujourd'hui. Ça marche pas, il va pas bien. Qu'est-ce que c'est que cette évaluation? C'est comme si on pesait le poids des choses. C'est pas juger ça. C'est pas confronter l'idée et la chose. C'est peser la chose en elle-même. C'est quoi, je dirais? C'est quelque chose qui est le contraire du système du jugement. C'est une espèce de monde d'épreuves. D'épreuves quoi? Mais d'épreuves, reprenons le modèle du corps, l'étonnant c'est le corps. Ce sont des épreuves comme physico-chimiques. Et on n'éprouve pas quelqu'un, c'est le quelqu'un qui ne cesse pas de se mettre à l'épreuve. Il rate sa vitesse, il rate ses lenteurs, c'est inauthentique. Au contraire, son rythme, vous savez, quand les jours où tout est malheur pour nous, dès le moment où on se lève, on se cogne. On se cogne, on tombe, on glisse, on se fait engueuler partout. Alors on devient de plus en plus méchant soi-même. On est toujours en discordance. L'être en discordance, c'est une manière d'être nos jours de malheur. Rien ne marche. Ça a commencé dès le matin. Oh là là, quand est-ce que ça va finir? Quelle journée? Bon. C'est les journées de l'inauthentique. Chaque fois que je vais trop vite, je me cogne. Chaque fois que je vais lentement, je glisse. Y a rien à faire. Vaut mieux se recoucher, mais en me couchant, je ne sais pas ce qui se passe. C'est affreux aussi. Rien ne va. C'est la longue plainte. La longue plainte de l'inauthentique. Oh là là, que je suis malheureux. Rien ne va. Oh. Comme la pièce d'or. Vous y foutez la goutte d'acide. Ah, c'est l'épreuve, c'est pas un jugement. C'est l'épreuve. Qu'est-ce que peut la pièce d'or? On ne sait pas ce que peut le corps. Qu'est-ce qu'elle peut, la pièce d'or qu'on vient de me remettre? Elle supporte l'épreuve de l'acide. Si elle est de l'or authentique, elle supporte. Vous voyez, l'épreuve physico-chimique s'oppose au jugement moral. Et je dirais, vous reconnaissez finalement, ceux qui pensent dans ce sens, on les a toujours appelés des immoralistes. Ils font passer une distinction entre authentique et inauthentique. Bon, ça ne recouvre pas du tout la distinction du bien et du mal. Pas du tout. C'est une toute autre distinction. C'est très différent. Et vous les reconnaissez à quoi, ces auteurs? J'en suis donc autour de ce point qui est Spinoza fait une tentative qui est sûrement une des tentatives les plus audacieuses en ce sens, qui vont le plus loin, à savoir le projet d'une ontologie pure.
Mais ma question, c'est toujours comment ça se fait que cette ontologie pure, il l'appelle une éthique. Il l'appelle pas ontologie, il l'appelle éthique. Bon. Et on a commencé, je voudrais que cette question, on la garde pas du tout comme une question, qu'on la garde un peu comme une question qui nous revient tout le temps. Alors il n'y a pas une réponse définitive, ce serait plutôt par l'accumulation de traits que s'imposerait petit à petit. Ah ben oui, c'était très bien qu'il appelle ça une éthique. Or, on a vu l'atmosphère générale de ce lien entre une ontologie et une éthique, avec le soupçon qu'une éthique, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec une morale. Et pourquoi est-ce qu'on a un soupçon du lien qui fait que cette ontologie pure prend le titre de éthique? Eh bien, on l'a vu. C'est que l'ontologie pure de Spinoza se présente comme la position d'une substance unique absolument infinie. Dès lors, les étants, cette substance unique absolument infinie, c'est l'être. L'être en tant qu'être. Les étants, dès lors, ne seront pas des êtres. Les étants, les existants, ne seront pas des êtres, ce seront quoi? On a vu la réponse. Ce seront ce que Spinoza appelle très précisément des modes de la substance absolument infinie. Et un mode, c'est quoi? C'est pas un être, un mode. C'est une manière d'être. C'est une manière d'être. Donc, les étants, les existants ne sont pas des êtres. Il n'y a comme être que la substance absolument infinie. Dès lors, nous qui sommes des étants, nous qui sommes des existants, nous ne serons pas des êtres, nous serons des manières d'être de cette substance. Et si je me demande quel est le premier sens du mot éthique, le plus immédiat, en quoi c'est déjà autre chose que la morale? Eh bien, c'est que, je dirais, l'éthique, elle nous est plus connue aujourd'hui sous un autre nom, qui a pris un développement et qui a eu un grand succès, un certain succès, c'est le mot éthologie. Éthologie. Lorsqu'on parle aujourd'hui d'une éthologie à propos des animaux, ou même d'une éthologie à propos de l'homme, il s'agit de quoi? L'éthologie au sens le plus simple du terme, au sens le plus rudimentaire, c'est une science pratique, finalement, une science pratique de quoi? Une science pratique des manières d'être. Donc, vous voyez, je dirais, la manière d'être, c'est précisément le statut des étants, des existants du point de vue d'une ontologie pure. En quoi c'est déjà différent d'une morale? Qu'est-ce que ce serait une morale? Si on continue, vous prenez tout ça comme une espèce de, je sais pas, une espèce de, faudrait dans une atmosphère de rêve éveillé. Hein. On n'attache pas une importance fondamentale à chaque proposition à laquelle on arrive, mais on les garde, on essaie de composer une espèce de paysage, qui serait le paysage de l'ontologie. Alors on est des manières d'être dans l'être. C'est ça l'objet d'une éthique, c'est-à-dire d'une éthologie. Là. Dans une morale, au contraire, il s'agit de quoi? Je dirais, dans une morale, il s'agit de deux choses qui sont fondamentalement soudées. Il s'agit et de l'essence et des valeurs. Une morale nous rappelle, je dirais comme ça, c'est une impression, je dirais de la morale que c'est une opération qui nous rappelle à l'essence, c'est-à-dire à notre essence, et qui nous y rappelle par les valeurs. Vous voyez bien que c'est pas le point de vue de l'être. Je ne crois pas qu'une morale puisse se faire du point de vue d'une ontologie. Pourquoi?
Parce que la morale, ça implique toujours qu'il y ait quelque chose de supérieur à l'être. Ce qu'il y a de supérieur à l'être, c'est quelque chose qui joue le rôle de l'un, du bien. C'est l'un supérieur à l'être. En effet, la morale, c'est l'entreprise de juger non seulement tout ce qui est, mais l'être lui-même. Or, on ne peut juger de l'être qu'au nom d'une instance supérieure à l'être. Lorsqu'un grand auteur a dit « la valeur n'attend pas le nombre des années », il disait d'une certaine manière « la valeur précède l'être ». Voilà, enfin. Vous riez pas, c'est une plaisanterie. Alors, je retire. Mais en quoi dans une morale il s'agit de l'essence et des valeurs. En effet, dans une morale, ce qui est en question, c'est notre essence. Alors, qu'est-ce que c'est notre essence? Dans une morale, il s'agit toujours de réaliser l'essence. Ça implique déjà beaucoup de choses. Ça implique que l'essence est dans un état où elle n'est pas nécessairement réalisée. Ça implique que nous ayons une essence. Nous aurions une essence en tant qu'homme. C'est pas tellement évident qu'il y ait une essence de l'homme. Mais je crois que c'est très nécessaire à la morale de parler et de nous donner des ordres au nom d'une essence. Si on nous donne des ordres au nom d'une essence, encore une fois, c'est que cette essence, elle n'est pas réalisée par elle-même. Bon, alors on dira qu'elle est en puissance. Elle est en puissance dans l'homme, cette essence. Qu'est-ce que c'est que l'essence de l'homme en puissance dans l'homme, du point de vue d'une morale? C'est bien connu, l'essence de l'homme, c'est d'être animal raisonnable. Animal raisonnable, c'est ça l'essence de l'homme. Aristote, c'est la définition classique dans Aristote. L'homme est un animal raisonnable. L'essence, c'est ce que la chose est. Animal raisonnable, c'est l'essence de l'homme. Mais Aristote est comme tout le monde, et tous les moralistes le savent bien. L'homme a beau avoir pour essence animal raisonnable, il n'est pas tellement raisonnable que ça. Il ne cesse pas de même de se conduire de manière déraisonnable. Alors comment ça se fait ça? Donc c'est que l'essence de l'homme, en tant que telle, n'est pas nécessairement réalisée. N'est pas nécessairement réalisée. Pourquoi elle n'est pas nécessairement réalisée? Parce que l'homme n'est pas raison pure, alors il y a des accidents, il ne cesse pas d'être détourné, etc. Toute la conception classique de l'homme consiste à le convier à rejoindre son essence parce que cette essence est comme une potentialité qui n'est pas nécessairement réalisée, et la morale, c'est le processus de la réalisation de l'essence humaine. Or, comment peut-elle se réaliser, cette essence qui n'est qu'en puissance? Par la morale. Dire qu'elle est à réaliser par la morale, c'est dire qu'elle doit être prise pour fin. L'essence de l'homme doit être prise pour fin, par qui? Par l'homme existant. Donc, se conduire de manière raisonnable, c'est-à-dire faire passer l'essence à l'acte, c'est ça la tâche de la morale. Or, l'essence prise comme fin, c'est ça la valeur. Voyez que la vision morale du monde, là je dis vraiment des choses enfantines, j'essaie juste de situer les éléments d'une vision morale du monde. Je dirais que la vision morale du monde est faite de essence, l'essence n'est qu'en puissance, il faut réaliser l'essence, cela se fera dans la mesure où l'essence est prise pour fin, et les valeurs assurent la réalisation de l'essence. C'est cet ensemble que je dirais moral. Tandis que voilà, j'essaie tout de suite de convertir dans un monde éthique. Je voudrais que vous sentiez à quel point concrètement les choses... C'est déjà très important la manière dont les notions sont organisées, privilégiées. En un sens, il n'y a plus rien de tout ça. C'est une peinture absolument différente. C'est un tableau absolument différent. Un tableau complètement différent. Qu'est-ce qu'ils nous diront là?
je ne cherche pas du tout qui a raison. Encore une fois, c'est tellement peu important qui a raison. Je cherche vraiment ce qu'ils nous disent, tous ces... dans une éthique, on ne va rien trouver. Il n'y aura pas du tout essence, recherche pour réaliser l'essence, valeurs qui prennent l'essence comme fin. Il n'y a pas du tout ça. Je dis un autre paysage. Qu'est-ce que c'est, cet autre paysage? Eh bien, c'est très curieux. Et je sais bien que Spinoza parle très souvent de l'essence. Mais pour lui, j'insiste tout de suite pour que les objections ne vous viennent pas à l'esprit, l'essence, c'est jamais l'essence de l'homme. L'essence, c'est toujours une détermination singulière. Il y a l'essence de celui-ci, de celui-là, il n'y a pas d'essence de l'homme. Bien plus, il dira lui-même que les essences générales ou les essences abstraites du type l'essence de l'homme, c'est des idées confuses. Finalement, il n'y a pas d'idée générale dans une éthique. Il y a vous, celui-ci, celui-là. Il y a des singularités. Alors il garde peut-être le mot essence. Le mot essence risque fort de changer de sens. Et encore, est-ce qu'il le garde complètement? Il est évident que ce qui l'intéresse, même quand il parle de l'essence, c'est pas l'essence. Ce qui l'intéresse, c'est l'existence et l'existant. En d'autres termes, ce qui est ne peut être mis en rapport avec l'être qu'au niveau de l'existence et pas au niveau de l'essence. Alors si l'on convient, par exemple, d'appeler existentialisme cette proposition, ce qui est ne peut être mis en rapport avec l'être qu'au niveau de l'existence et pas de l'essence. Si c'était ça l'existentialisme, il faudrait dire, bah oui, il y a déjà un existentialisme chez Spinoza. Il ne s'agit donc pas d'une naissance de l'homme, il s'agit de quoi? Je disais, c'est pas la question d'une naissance de l'homme qui ne serait qu'en puissance et que la morale se chargerait de réaliser ou de nous faire réaliser, de faire réaliser à chacun. Il s'agit de tout à fait autre chose. Je disais, vous reconnaissez une éthique à ce que celui qui vous parle, qui vous entretienne l'éthique, tantôt vous dit de deux choses l'une. Donc, il s'intéresse aux existants, dans leur singularité. Et il va vous dire tantôt, entre les existants, il y a une distinction, une différence quantitative d'existence. Il y a une différence quantitative d'existence. Les existants peuvent être considérés sur une espèce d'échelle quantitative d'après lesquelles ils sont plus ou moins quoi? On va voir. Mais dès que vous reconnaissez ce petit ton dans une page, ce ton qui tourne autour de l'idée de, pas du tout, une essence commune à plusieurs choses, mais une distinction quantitative de plus et de moins entre existants. Vous pouvez vous dire ça c'est de l'éthique. D'une part, c'est ça le discours éthique. Entre les différents existants, il y a une échelle quantitative. Il y a une distinction quantitative de plus et de moins. Et d'autre part, le même discours se poursuit en disant « et il y a aussi », et on ne sait pas encore comment ça peut se concilier, et il y a aussi une opposition qualitative entre modes d'existence. C'est là que j'en étais la dernière fois. Les deux critères de l'éthique, en d'autres termes, la distinction quantitative des existants et l'opposition qualitative des modes d'existence, la polarisation qualitative des modes d'existence, vont être les deux manières dont les existants sont dans l'être. Ça va être le lien de l'éthique avec l'ontologie. Les existants, les étangs sont dans l'être de deux points de vue simultanés.
du point de vue d'une opposition qualitative des modes d'existence et du point de vue d'une échelle quantitative des existants. Bon, ça reste abstrait, mais je voudrais qu'aujourd'hui, consacré, ce que ça reste pas abstrait. Alors, si quelqu'un vous dit ça, vous comprenez que c'est complètement le monde de l'immanence. Pourquoi c'est le monde de l'immanence? C'est évidemment le monde de l'immanence parce que. Et à quel point c'est différent, là, vraiment du monde des valeurs morales. Tel que je viens de le définir, les valeurs morales étant précisément cette espèce de tension entre l'essence à réaliser et la réalisation de l'essence. Je dirais la valeur, c'est exactement l'essence prise comme fin. L'essence prise comme fin, ça c'est le monde moral. Vous prendrez l'essence de l'homme comme fin. C'est le monde moral. En un sens, pour ceux qui connaissent un peu, l'achèvement du monde moral, on peut dire c'est Kant. C'est là en effet qu'une essence humaine supposée se prend pour fin, dans un acte, dans une espèce d'acte pur. Peu importe. Mais justement, l'éthique, c'est pas ça du tout. Elle nous parle. Alors c'est ça qui est fascinant, c'est que on en est au point, mais c'est tellement différent. C'est comme deux mondes absolument différents. Qu'est-ce que Spinoza peut avoir à dire aux autres? Si les autres font de la morale, rien. Rien, ou alors il va y avoir des malentendus quand on passe d'un discours à l'autre, quand on passe d'un discours éthique à un discours moral. Mais c'est fou s'il va y avoir de malentendus. C'est pour ça, c'est presque pour vous éviter les malentendus que je plaide pour, au maximum, qu'on essaie de voir les clivages entre les deux types de discours. Donc je recommence. Il s'agirait de montrer concrètement ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans une morale, vous avez toujours l'opération suivante. Vous faites quelque chose, vous dites quelque chose, etc. Vous le jugez vous-même. C'est le système du jugement, encore une fois. C'est le système du jugement. La morale, c'est le système du jugement. Du double jugement. Vous vous jugez vous-même et vous êtes jugé. Alors, ceux qui ont le goût de la morale, c'est ceux qui ont le goût du jugement. Faut aimer ça, le jugement. Enfin, si on aime ça, on est moral. Si vous n'avez pas le sens du jugement, si vous ne voulez juger ni vous-même ni les autres, vous n'êtes pas moral. Vous n'êtes pas moral, alors est-ce que ça veut dire que vous êtes radicalement méchant? Ça peut vouloir dire ça. Ça peut. Ou bien c'est que votre affaire est ailleurs. C'est que, bon. En effet, juger, ça implique quoi? On juge toujours, je disais, ça implique toujours une instance supérieure à l'être. Ça implique toujours quelque chose de supérieur à l'ontologie. Ça implique toujours l'un plus que l'être. Le bien qui fait être. Le bien qui fait être et qui fait agir, c'est le bien supérieur à l'être. C'est là. Bon. Et en effet, la valeur exprime cette instance supérieure à l'être. Donc les valeurs sont un système fondamental et sont l'élément même fondamental du système du jugement. Donc vous vous référez toujours à cette instance supérieure à l'être pour juger ça. Sinon vous ne pourriez pas juger. Dans une éthique, c'est complètement différent. Vous ne jugez pas. Vous dites d'une certaine manière, mais quoi que vous fassiez, vous n'avez jamais que ce que vous dites. Je veux dire, quelqu'un dit quelque chose, quelqu'un fait quelque chose. Vous ne rapportez pas ça à des valeurs pour juger. Vous demandez justement, ah bon, mais comment est-ce que c'est possible ça? Comment c'est possible de manière interne? Comment c'est possible de dire ce truc-là? Comment c'est possible de faire cette chose-là? En d'autres termes, vous rapportez la chose ou le dire au mode d'existence qu'il implique, qu'il enveloppe en lui-même. Encore une fois, vous entendez un discours et vous dites, mais pour dire ça, comment il faut être pour dire ça? Quelle manière d'être ça implique, dire ça? Faire ça, quelle manière d'être ça implique? Vous cherchez le mode d'existence ou les modes d'existence enveloppés et non pas les valeurs transcendantes.
C'est l'opération de l'immanence. Quelqu'un trouve quelque chose, je prends un exemple pour que vous compreniez tout à fait, quelqu'un trouve quelque chose de drôle et moi je trouve pas ça drôle du tout. Ou inversement, je trouve ça très drôle et l'autre il trouve pas ça drôle. Hein. C'est pas au niveau de la discussion que ça se pose tout ça. C'est que celui qui trouve ça drôle alors que vous ne trouvez pas ça drôle, il existe sur un mode tel que ce qui lui apparaît est effectivement drôle. Alors, devant quelqu'un qui rigole, par exemple, une vieille dame tombe dans la rue. Hein. Bon, vous voyez quelqu'un qui rigole, ça peut être vous. Hein. Bon. Alors, quel mode d'existence ça implique ça? Que cette chute de la vieille dame surgisse dans votre monde comme drôle. Quel est le mode d'existence qui est enveloppé là? Oui, quelqu'un dit devant vous quelque chose, tout d'un coup, et vous êtes stupéfait. Vous dites, oh, j'aurais jamais cru ça possible. J'aurais jamais cru ça possible qu'ils disent ça. Et vous avez l'impression que c'est tout un mode d'existence, toute une manière d'être qui vous est tout d'un coup révélée. Vous dites, ah bon, eh bien, pour avoir dit ça, c'est qu'il était comme ça. Il était comme ça. Et parfois, on a cette épreuve avec des amis qui nous sont chers. Tout d'un coup, quelqu'un se met les doigts dans le nez, ou bien dit quelque chose de très très vulgaire. Et on se dit, tiens, non, c'est pas possible, est-ce que j'ai bien entendu? Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit quoi? Il répète, hein. Il a l'air de trouver ça très drôle. Ah, tu dis, mon Dieu, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas, ce que lui. Il vient de se développer un mode d'existence immanent. Dans la limite, tout le monde était inconscient. Je prends des exemples fâcheux, mais ça peut être aussi des actes sublimes. Oh, j'aurais jamais cru qu'il en était capable. Il était capable de ça. Tiens, être capable, ça va peut-être nous guider à être capable du point de vue d'une éthique. De quoi tu es capable? De quoi tu es capable, toi? Ou, si vous préférez, qu'est-ce que tu peux? D'où peut-être retour à ce que je présentais comme un cri de Spinoza. Qu'est-ce que peut un corps? Mais qu'est-ce que peut un corps? On ne sait même pas d'avance ce que peut un corps. On ne sait jamais d'avance ce dont quelqu'un est capable, corps ou âme. On ne le sait pas. Il y a toujours des surprises. Hein? Parce qu'on ne sait jamais comment s'organise et comment les modes d'existence sont enveloppés dans quelqu'un. De quoi tu es capable? Qu'est-ce que peut un corps, ce qui ne veut pas dire un corps quelconque? Spinoza explique très bien. Tel ou tel corps, qu'est-ce que peut tel corps? Qu'est-ce que tu peux, toi, dans ton corps? Qu'est-ce que tu peux? Bon, alors, on a quand même fait un progrès, puisque je suis en train de chercher. Je tiens, enfin, mon hypothèse. Mon hypothèse, c'est encore une fois l'éthique, le discours de l'éthique. L'éthique a deux caractères. Elle nous dit les étangs ont une distinction quantitative de plus et de moins. Et elle nous dit d'autre part, enfin les existants ont une distinction quantitative de plus et de moins. Et c'est par là qu'ils se distinguent, dans leur singularité. Et elle nous dit aussi, les modes d'existence ont une polarité qualitative. En gros, il y a, si vous voulez, deux grands modes d'existence, avec toutes sortes de variantes. Donc si c'est ça mon objet aujourd'hui, encore une fois, j'avance très archétypal, c'est rendre ça concret. Qu'est-ce que c'est alors cette polarité qualitative et qu'est-ce que c'est que cette distinction quantitative? Et je commence par le premier. Quand on nous suggère que entre vous et moi, entre deux personnes, entre une personne et un animal, entre un animal et une chose, il n'y a éthiquement, c'est-à-dire ontologiquement, qu'une distinction quantitative. De quelle quantité s'agit-il? Quand on nous suggère que ce qui fait le plus profond de nos singularités, le fait que je sois ceci et pas cela, c'est quelque chose de quantitatif.
Qu'est-ce que ça veut dire, brave? Vous apprendrez ou vous savez déjà que la philosophie ensuite, par exemple, il y a des philosophes allemands du 19e siècle, faisant partie de ce qu'on appelle le romantisme allemand, qui ont développé, notamment Fichte et puis Schelling, qui ont développé une théorie de l'individuation très intéressante qu'on résume sous le nom de l'individuation quantitative. Si les choses s'individuent quantitativement, bon d'accord, on comprend vaguement, mais on ne comprend rien en même temps. Quelle quantité? De quelle quantité s'agit-il? Eh bien, on le sait déjà un peu, d'après tout ce qui précède. En effet, il s'agit de définir les gens, les choses, les animaux, n'importe quoi, par ce que chacun peut. Vous me direz, bon, définir quelqu'un par ce qu'il peut. Je veux dire, je voudrais à la fois, parce que c'est ça les propositions philosophiques, que vous arriviez, et c'est mon but cette année, alors si j'échoue, mais c'est dès aujourd'hui que je réussis ou que j'échoue. Je voudrais que vous sentiez que dans une proposition philosophique, elle est bonne lorsqu'elle nous paraît la plus évidente. Lorsque vous vous dites, mais évidemment, je le savais, quoi. Je l'ai pensé tout le temps. Absolument évidente, comme si c'était une proposition très, très familière. Et en même temps, il faut qu'elle soit la chose la plus insolite, la plus inouïe du monde. Les deux à la fois. À ce moment-là, c'est une bonne proposition philosophique. Vous dites, ben oui, les gens, les choses, les animaux, ils se distinguent par ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire ils ne peuvent pas la même chose. Par exemple, je ne peux pas voler, moi. Vous me direz, c'est pas fort, mais justement, on reste vraiment dans... Mais vous liez ça, hein, pour... je dirais, la philosophie, c'est l'art à la lettre d'engrosser les propositions. C'est épatant, c'est une merveille. Prenez la proposition la plus plate du monde, engrossez-la, elle est devenue une proposition philosophique. Mais c'est dans l'art. Engrosser les propositions, c'est le plus difficile au monde. Alors, non, ce que je peux pas voler, d'accord. Alors, qu'est-ce que je peux? Bon, je peux quoi? Qu'est-ce que c'est ce que je peux? C'est bizarre. Voyez déjà la différence avec la vision morale du monde. Jamais un moraliste ne définirait l'homme par ce qu'il peut. Un moraliste définit l'homme par ce qu'il est. Par ce qu'il est comment? Par ce qu'il est en droit. C'est ça l'essence. Ce que la chose est en droit, c'est son essence. Donc un moraliste définit l'homme par animal raisonnable. C'est l'essence. Un éthicien, c'est-à-dire Spinoza, il ne définit pas l'homme par animal raisonnable, jamais. Jamais. Il définit l'homme par ce qu'il peut, corps et âme. S'il y a des choses que l'homme peut et que l'animal ne peut pas, être raisonnable, peut-être, mais ça change tout. Si je dis raisonnable, c'est pas l'essence de l'homme, mais c'est quelque chose que l'homme peut. Ça change tellement que déraisonnable aussi, c'est quelque chose que l'homme peut. Être fou aussi, c'est quelque chose que l'homme peut. Ça fait partie du pouvoir de l'homme. Rire, ça fait partie du pouvoir de l'homme. C'est très curieux vouloir définir les choses, non pas du tout par une essence supposée, mais par ce que la chose peut. Au niveau d'un animal, là, on voit bien le problème. Or, j'avais consacré, je me rappelle, toute une séance il y a plusieurs années, je ne sais pas quand, il y a 2 ans, à cette question même, des définitions de l'animal. Mais si vous prenez ce qu'on appelle l'histoire naturelle, l'histoire naturelle, qui a sa fondation, là encore, chez Aristote, elle définit l'animal par ce que l'animal est. Bien sûr, elle est forcée d'y joindre toutes sortes d'autres considérations. Parce que dans les choses crues, tout est toujours très compliqué. Mais dans son ambition fondamentale, il s'agit de dire ce que l'animal est. Qu'est-ce qu'un vertébré?
Qu'est-ce qu'un poisson, etc. Et l'histoire naturelle d'Aristote est pleine de cette recherche de l'essence. Encore une fois, qu'ils y joignent toutes sortes d'autres considérations, ça ne fait que montrer la complexité des choses. Mais dans l'intention pure de l'histoire naturelle, on définira, ou dans ce qu'on appelle les classifications animales, on définira l'animal avant tout, chaque fois que c'est possible, par son essence, c'est-à-dire par ce qu'il est. Imaginez ces autres types qui arrivent. Hein, il faut toujours essayer de rendre les choses pour vous le plus vivant possible. Ils arrivent et eux, ils procèdent quand même tout à fait autrement. Ils s'intéressent à ce que la chose ou ce que l'animal peut. Ils vont faire une espèce de registre des pouvoirs de l'animal. Ah, celui-là, il peut voler. Il ne s'intéresse pas du tout à l'essence. Il peut voler. Ah, celui-là, tiens, il se nourrit de quoi? Il se nourrit d'herbe. Manger de l'herbe, ça fait partie de son pouvoir, de sa puissance. Et puis un tigre passe, celui-là, non, il ne mange pas de l'herbe, il mange de la viande. Manger de la viande, c'est-à-dire le régime alimentaire, vous sentez qu'il s'agit bien des modes d'existence. Ce que la chose peut, ça va définir un mode d'existence. Donc il y a des choses qui peuvent extraordinairement peu. La table, mais une chose inanimée aussi, qu'est-ce qu'elle peut? Le diamant, qu'est-ce qu'il peut? L'or, qu'est-ce qu'il peut? C'est-à-dire, de quelles épreuves est-il capable? Qu'est-ce qu'il supporte? Qu'est-ce qu'il supporte et qu'est-ce qu'il fait? Un animal étant donné, qu'est-ce qu'il peut supporter et qu'est-ce qu'il fait? Ah tiens, un chameau, ça peut ne pas boire pendant, je sais pas, pendant longtemps. Oh bon, ne pas boire pendant longtemps, c'est une passion du chameau, c'est un pouvoir du chameau. Rester sans boire. Bon, avoir soif tout le temps, c'est autre chose, c'est un autre mode d'existence. Hein? Bon, d'accord. Voilà, on définit les choses par ce qu'elles peuvent. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça nous fait avancer? Encore une fois, c'est pas du tout la même chose que l'essence. Ce que peut la chose, c'est pas la même chose que son essence. Alors au besoin, ça ouvre des expérimentations. Hein. Je vois quelqu'un là, je me dis tiens, il est bizarre celui-là. J'ai l'impression que si j'appuie dessus, il va tomber. Pose la main pour voir. Qu'est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il va tomber quand j'appuie dessus ou est-ce qu'il ne va pas tomber? C'est toute une exploration des choses, c'est pas la recherche de l'essence. C'est curieux cette manière de voir. Si vous voyez les choses, les animaux et les gens comme ça, comme des petits paquets de pouvoir, ce qu'ils peuvent pas. Ah, celui-là, il tient pas l'alcool, hein. Il peut pas boire. Dès qu'il boit, il est ivre. Oh, celui-là, oh là là. Oh, oh. Vous voyez, je cherche pas l'essence de quelqu'un. Je fais comme une espèce de description de ce qu'il peut. Un diagramme de son pouvoir. Ça m'émousse. Je dirais donc que, du point de vue d'une éthique, les êtres, tous les êtres, non, je retire tous les êtres, c'est pas, tous les étants, tous les existants, sont rapportés à une échelle quantitative. J'ai juste fait un progrès qui est quoi? Qui est celle de la puissance. Ce qu'ils peuvent. Ils ont plus ou moins de puissance. Cette quantité différenciable, dont je cherchais la formule, j'ai au moins un nom pour elle, mais on ne peut progresser que très très lentement. C'est la puissance. Le discours éthique ne cessera pas de nous parler, non pas de l'essence, il se soucie peu des essences, car même il ne croit pas aux essences, il ne nous parle que de la puissance, à savoir les actions et passions dont quelque chose est capable. Non pas ce que la chose est, mais ce qu'elle supporte, ce qu'elle est capable de supporter et capable de faire. Et s'il n'y a pas d'essence générale, c'est qu'à ce niveau de la puissance, tout est singulier. On ne sait pas d'avance, alors que l'essence nous dit d'avance ce qu'est un ensemble de choses. Par exemple, ce que sont les hommes, ce que sont les poissons, etc.
L'éthique ne nous dit rien de tout ça. Elle ne peut pas savoir. Un poisson ne peut pas ce que le poisson voisin peut. Un homme ne peut pas ce que l'homme voisin peut. Il y aura donc une différenciation infinie de la quantité de puissance d'après les existants. Donc j'ai fait quand même un progrès relativement considérable. Les choses reçoivent une distinction quantitative parce qu'elles sont rapportées à l'échelle de la puissance. Et comprenez, lorsque, après, bien après Spinoza, Nietzsche lancera le concept de volonté de puissance, je ne dis pas qu'il ne veuille dire que cela, mais il veut dire avant tout cela. Et on ne peut évidemment rien comprendre à la volonté de puissance chez Nietzsche si l'on croit que c'est l'opération dans laquelle chacun de nous tendrait vers la puissance ou voudrait de la puissance. La puissance, c'est pas ce que je veux, par définition, c'est ce que j'ai. J'ai telle ou telle puissance, j'ai la puissance de ceci ou de cela. Et c'est cela qui me situe dans l'échelle quantitative des êtres. On est volonté de puissance, c'est un contresens de faire de puissance l'objet de la volonté, c'est juste le contraire. C'est la puissance qui est sujet de la volonté, c'est-à-dire c'est d'après la puissance que j'ai que je veux ceci ou cela. Donc c'est juste le contraire, jamais Nietzsche n'a dit une platitude comme du type chacun de nous veut la puissance. C'est pas ça qu'il veut dire. Volonté de puissance, ça veut même dire exactement le contraire. Ça veut dire vous définirez les choses, les êtres, les animaux, non pas par une essence, mais par la puissance effective qu'ils sont. Encore une fois, c'est la question, qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu veux, toi? Mais c'est très différent de la question morale. Qu'est-ce que tu dois en vertu de ton essence? C'est qu'est-ce que tu peux, toi, en vertu de ta puissance? Voilà donc que la puissance constitue l'échelle quantitative des êtres. Les êtres sont plus ou moins puissants, c'est-à-dire ils sont situés sur cette échelle-là. C'est la quantité de puissance qui distingue un existant d'un autre existant. D'où l'importance de certaines formules de Spinoza, que maintenant je voudrais, si vous tombez dessus, que vous les compreniez et qu'elles vous soient très claires. Lorsque Spinoza, il arrive très souvent de dire l'essence, c'est la puissance. Comprenez le coup qu'il est en train de faire, parce que dans toutes ces propositions qui peuvent paraître innocentes, il y a toujours des coups philosophiques. Le coup philosophique, là, c'est quoi? Il fait une drôle d'opération, Spinoza, lorsqu'il nous dit l'essence, c'est la puissance. J'essaie de commenter, de faire un commentaire libre, là, toujours, un commentaire très libre de cette formule, l'essence, c'est la puissance, que vous trouvez chez Spinoza, aussi bien au niveau de Dieu, de la substance, il dit l'essence de Dieu, c'est la puissance, qu'au niveau des existants. Mon essence, c'est ma puissance. Que ça veut dire? Premièrement, il y a une proposition philosophique, puisqu'elle est claire des choses, elle a plusieurs épaisseurs. Je dirais première épaisseur, mais il faut faire très attention. Il fait quelque chose d'extraordinaire parce qu'en fait, il fait une complète conversion. En disant l'essence et la puissance, il change. Il veut dire, je ne m'occupe pas des essences. Il nous dit, si vous voulez appeler quelque chose essence, eh bien, finalement, vous ne pourrez donner ce mot qu'à la puissance. Donc, c'est une conversion de l'essence sur la puissance. Ça revient à dire qu'il n'y a pas d'essence, il y a que des puissances. L'essence, c'est la puissance. Mais deuxième épaisseur, la morale, le point de vue de l'essence, le point de vue classique sur l'essence, pouvait à la rigueur comprendre la formule l'essence et la puissance. Comment qu'elle l'aurait comprise? C'est tout simple, on l'a vu. La pensée classique, ce que j'appelais tout à l'heure la pensée morale, pouvait très bien comprendre la formule l'essence et la puissance en un sens précis. À savoir, l'essence, c'est ce que la chose est,
Mais, vu les détours de l'existence, vu les détournements de l'existence, l'essence n'est pas réalisée là comme ça tout seul. Il faut la réaliser dans l'existence. L'essence n'est qu'une idée, ou si vous préférez, l'essence n'est qu'une potentialité, une possibilité. L'essence est en puissance. L'essence est en puissance. Dans cette pensée classique, en puissance se distingue de en acte. Donc la pensée morale nous dira à la rigueur l'essence est en puissance, ce qui veut dire l'essence comme potentialité doit passer en acte, doit être réalisée. Et c'est la morale qui cherche de réaliser l'essence, de la faire passer à l'acte. Vous voyez, ce sera donc, lorsque la pensée classique donne un sens à la formule l'essence et puissance, c'est à condition d'opposer la puissance et l'acte. Elle entend, l'essence est en puissance. À nous de l'actualiser. Vous comprenez? Lorsque, au contraire, Spinoza dit l'essence et puissance, qu'est-ce qu'il fait? C'est étonnant ce qu'il fait. Il est entendu que lorsqu'il dit ça, il exclut que la puissance puisse avoir un autre statut que celui d'être en acte. Toute puissance est en acte. Il n'y a de puissance qu'actuelle et en acte. C'est-à-dire, il n'y a aucune potentialité de la puissance. Puissance ne veut pas dire potentiel. Puissance, c'est ce que je peux, et ce que je peux, c'est l'ensemble de ce que je fais et de ce que je subis. C'est l'ensemble de ce que j'agis et de ce que je pâtis. C'est l'ensemble de ce que j'agis et ce dont je pâtis. C'est l'ensemble de mes passions et actions réelles en acte qui constitue ma puissance. Donc toute puissance est en acte. Or, ça renvoie à un courant de pensée très très curieux, je cite pour mémoire, parce que c'est là que se font dans la philosophie les créations de concepts. Il y a toute une lignée de penseurs qui avaient essayé de justement dépasser la dualité qu'on trouve chez Aristote entre le en puissance en acte. Et dépasser cette dualité aristotélicienne, sur quoi reposaient toutes les théories de l'essence. Cette dualité entre le en puissance et le en acte, c'était une opération très curieuse. Ça se faisait autour de formules du type « toute puissance est en acte ». Il n'y a pas d'autre puissance qu'en acte. L'acte et la puissance, c'est la même chose. Et pour mieux, c'est là que se pose un problème. Vous comprenez, quand un philosophe travaille dans les concepts comme ça, fait ses tentatives pour réunir des concepts jusque-là distingués, séparer des concepts jusque-là réunis, ou inventer de tout nouveaux concepts. Se posent pour lui des problèmes qu'on appelle, mais qui font partie de la philosophie comme art, se posent pour lui des problèmes de terminologie, d'invention de mots. Pour désigner un nouveau concept, tantôt vous prendrez un mot très courant. Ce sera, même là, ce sera les meilleures coquetteries. Seulement ce mot très courant, il prendra implicitement un sens tout à fait nouveau. Tantôt vous prendrez un sens très spécial d'un mot courant. Et vous chargerez ce sens. Et tantôt, il vous faudra un mot nouveau. Pour ça que lorsqu'on reproche à des philosophes de ne pas parler comme tout le monde, ça n'a pas grand... Tantôt, c'est très bien d'utiliser que des mots courants. Tantôt, il faut marquer le coup, le moment de la création de concepts par un mot insolite. Alors bon... je vous ai parlé la dernière fois de ce philosophe qui a eu une grande importance pendant la Renaissance, Nicolas de Cuse. Nicolas de Cuse, il avait créé un mot, une espèce de mot valise.
un mot, il avait contaminé 2 mots latins. Pourquoi? Il avait créé, et c'est une bonne création verbale, à ce moment-là on parlait latin, il passait par le latin, il disait, ben oui, l'être des choses, c'est le possest. Pour ceux qui ont fait du latin, ça ne fait rien si vous n'avez pas fait du latin, je vais expliquer. Possest, P-O-2-S-E-S-T. Ça n'existe pas comme mot, c'est un mot inexistant, c'est lui qui crée ce mot, le possest. C'est un bien joli mot, hein, c'est un joli mot pour le latin. C'est un affreux barbarisme, c'est affreux ce mot, mais philosophiquement il est beau, c'est une réussite. Quand on crée un mot, il faut qu'il marche, il y a des ratages. Alors, rien n'est fait d'avance. Possest, c'est fait de 2 termes en latin. Posse, P-O-2-S-E, posse, qui est l'infinitif du verbe pouvoir. Et est, E-S-T, qui est la 3e personne du verbe être à l'indicatif présent. Il est. Vous voyez? Possé, est. Il contamine. Contamine les deux, ça donne possest. Et qu'est-ce que c'est le possest? Le possest, ce sera précisément l'identité de la puissance et de l'acte. Par quoi je définis quelque chose. Donc je ne définirai pas quelque chose par son essence, ce qu'elle est, je la définirai par cette notion barbare, son possest, ce qu'elle peut, à la lettre, ce qu'elle peut en acte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les choses sont des puissances, et pas seulement qu'elles ont de la puissance. Elles se ramènent à la puissance qu'elles sont, tant en action qu'en passion. Donc si vous comparez 2 choses, elles ne peuvent pas la même chose, mais la puissance est une quantité. Donc, vous aurez, grâce à cette quantité très spéciale, mais comprenez quel problème ça pose. Bon, la puissance est une quantité, d'accord, mais ce n'est pas une quantité comme la longueur. Est-ce que c'est une quantité comme la force? Est-ce que ça veut dire que le plus fort l'emporte? Très douteux. D'abord, il faudrait arriver à définir la quantité qu'on appelle force. Qu'est-ce que c'est que ce type de quantité? Ce n'est pas des quantités comme on en connaît. Ce n'est pas des quantités dont le statut est simple. Je sais que ce n'est pas des qualités. Ça, je le sais. La puissance, ce n'est pas une qualité. Mais ce n'est pas non plus des quantités dites extensives. Alors même si c'est des quantités intensives, c'est une échelle quantitative très spéciale, une échelle intensive. Ça voudrait dire les choses ont plus ou moins d'intensité, et ce serait ça l'intensité de la chose qui remplacerait son essence, qui définirait la chose en elle-même. Ce serait son intensité. Vous comprenez peut-être le lien avec l'ontologie. Plus une chose est intense, plus précisément c'est ça son rapport à l'être. L'intensité de la chose, c'est son rapport avec l'être. Est-ce qu'on peut dire tout ça? Ça va nous occuper longtemps. Avant d'en être là, même, je dis, vous voyez, quel contresens on est en train d'éviter. Quoi? L'intensité de la chose, il y a simplement le fait que quand il y a la chose, il n'y a pas d'être. Que quoi? Quand il y a la chose, il n'y a pas d'être. Oui, c'est possible. La question, c'est pas ce qu'on croit. Hein. La question, c'est comment on essaie de se débrouiller dans cette espèce de monde, n'est-ce pas, des puissances. Alors, quand j'ai dit intensité, si c'est pas ça, ça fait rien, puisque c'était déjà déterminé, ce type de quantité. C'est pas ça. On en est encore à évaluer en quoi ça peut être important de tenir un discours sur la puissance. Une fois dit que les contresens, de toute manière, qu'on est en train d'éviter, c'est comprendre ça comme si Spinoza nous disait, ou même Nietzsche après, ce que les choses veulent, c'est la puissance.
Évidemment, s'il y a quelque chose que la formule « la puissance est l'essence même » ne veut pas dire, s'il y a quelque chose que cette formule ne veut pas dire, c'est, si on traduisait ça en forme de « ah, ce que chacun veut, c'est le pouvoir ». Non, ce que chacun veut, c'est le pouvoir, c'est une formule qui n'a rien à voir, ni de près, ni... C'est une... premièrement, c'est une banalité. Deuxièmement, c'est une chose évidemment fausse. Troisièmement, c'est sûrement pas ce que veut dire Spinoza. C'est pas ce que veut dire Spinoza parce que c'est bête et que Spinoza ne peut pas dire des choses idiotes. Donc c'est pas tout le monde des pierres aux hommes en passant par les animaux, ils veulent de plus en plus de puissance, ils veulent du pouvoir. Non, c'est pas ça. Ça, on le sait, c'est pas ça, puisque ça ne veut pas dire que la puissance soit l'objet de la volonté. Non. Donc, on sait ça au moins, c'est consolant. Mais je voudrais insister pour que vous... encore une fois, je fais appel à votre sentiment d'évaluation des importances dans ce que les philosophes ont à nous dire. Je voudrais essayer justement de développer pourquoi c'est très très important cette histoire, cette conversion, où les choses ne sont plus définies par une essence qualitative, l'homme animal raisonnable, mais sont définies par une puissance quantifiable. Je suis loin encore de savoir, encore une fois, qu'est-ce que c'est que cette puissance quantifiable. Mais j'essaie justement d'y arriver en passant par cette espèce de rêverie sur en quoi c'est important. Pratiquement. Pratiquement, ça change quelque chose. Oui, vous devez déjà sentir que pratiquement, ça change beaucoup de choses. Si je m'intéresse à ce que peut quelque chose, à ce que peut la chose, c'est très différent de ceux qui s'intéressent à quelle est l'essence de la chose. Je ne regarde pas, je n'ai pas vraiment la même manière d'être dans le monde. Mais je voudrais essayer de montrer ça par, précisément, un moment précis dans l'histoire de la pensée. Donc là, j'ouvre une parenthèse, mais toujours dans cette vision, qu'est-ce que c'est cette histoire de puissance et définir les choses par la puissance? Je dis, il y a eu un moment très important, une tradition très importante, où il est très difficile historiquement de se repérer si vous n'avez pas des schémas, des repères, des points de reconnaissance. C'est une histoire, à première vue, ça paraît très différent de ce que je disais, c'est une histoire qui concerne ce qu'on a appelé le droit naturel. Et cette histoire concernant le droit naturel, il faut que vous compreniez ceci. Aujourd'hui, ça nous paraît à première vue très dépassé, je veux dire, aussi bien juridiquement que politiquement. Les théories du droit naturel dans les manuels de droit, par exemple, ou dans les manuels de sociologie, on voit toujours un chapitre sur le droit naturel et puis on traite ça vraiment comme une théorie qui a duré jusqu'à Rousseau, Rousseau compris, jusqu'au XVIIIe siècle. Mais aujourd'hui, plus personne s'intéresse à ça, au problème du droit naturel. C'est pas faux, mais en même temps, je voudrais que vous sentiez qu'à ce moment-là, si on a une vision trop scolaire, c'est terrible parce qu'on passe à côté des choses et de ce pourquoi les gens se sont vraiment battus théoriquement. On passe à côté de tout ce qui est important dans une question historique. Je dis ceci et vous allez voir pourquoi je le dis maintenant et en quoi c'est vraiment au cœur du stade où j'en suis. Je dis pendant très longtemps, il y a eu une certaine théorie du droit naturel qui consistait en quoi? Finalement, elle me semble importante historiquement parce qu'elle a été le recueil de la plupart des traditions de l'Antiquité et le point de confrontation du christianisme avec les traditions de l'Antiquité. À cet égard, il y a deux noms importants pour cette conception classique du droit naturel. C'est d'une part Cicéron, qui recueille, dans l'Antiquité, qui recueille toutes les traditions platoniciennes, aristotéliciennes et stoïciennes sur le sujet. Et il fait une espèce de présentation du droit naturel dans l'Antiquité qui va avoir une très très grande importance. Et c'est dans Cicéron que les philosophes chrétiens ou les juristes chrétiens prendront
plus d'autres auteurs, mais c'est avant tout dans Cicéron que se fera cette espèce d'adaptation au christianisme du droit naturel, notamment chez saint Thomas. Donc là, on a une espèce de lignée historique que je peux appeler par commodité, pour que vous y repériez, la lignée du droit naturel classique. Antiquité, christianisme. Or, qu'est-ce qu'ils appellent le droit naturel? En gros, je dirais ceci, c'est que dans toute cette conception, le droit naturel, ce qui constitue le droit naturel, c'est ce qui est conforme à l'essence. Je dirais presque qu'il y a comme plusieurs propositions dans cette théorie classique du droit naturel. Je voudrais juste que vous les reteniez, parce que quand je vais en revenir à la puissance, il faut que vous ayez présent à l'esprit ces quatre propositions. Oui, quatre propositions. Quatre propositions de base qui seraient à la base de cette conception du droit naturel classique. Première proposition, une chose se définit par son essence. Le droit naturel, c'est donc ce qui est conforme à l'essence de quelque chose. L'essence de l'homme, c'est animal raisonnable. Ça définit son droit naturel. Bien plus, en effet, être raisonnable, c'est la loi de sa nature. La loi de nature intervient ici. Voilà la première proposition. Donc, référence aux essences. Deuxième proposition, dans cette théorie classique. Dès lors, vous comprenez, le droit naturel ne peut pas renvoyer, et c'est très frappant chez la plupart des auteurs de l'Antiquité, c'est bien comme ça, le droit naturel ne renvoie pas à un état qui serait supposé précéder la société. L'état de nature n'est pas un état pré-social. Surtout pas. Il ne peut pas l'être. L'état de nature, c'est l'état conforme à l'essence dans une bonne société. Qu'est-ce qu'on appelle une bonne société? On appellera une bonne société une société où l'homme peut réaliser son essence. Donc l'état de nature n'est pas avant l'état social. L'état de nature, c'est l'état conforme à l'essence dans la meilleure société possible, c'est-à-dire la plus apte à réaliser l'essence. Voilà la seconde proposition du droit naturel classique. Troisième proposition du droit naturel classique. Elles en découlent. Ce qui est premier, c'est le devoir. Ce qui est premier, c'est le devoir. On a des droits pour autant qu'on a des devoirs. C'est très pratique politiquement, tout ça. C'est des devoirs. En effet, qu'est-ce que c'est que le devoir? Là, il y a un terme, il y a un concept de Cicéron qui est propre au latin, qui est très difficile à traduire, et qui indique cette idée de devoir fonctionnel. Des devoirs de fonction. C'est le terme officium. Et un des livres de Cicéron les plus importants du point de vue là, du droit naturel, c'est un livre intitulé De Officiis, au sujet des devoirs fonctionnels. Et pourquoi c'est ça qui est le premier, le devoir, dans l'existence? C'est que les devoirs, c'est précisément les conditions sous lesquelles je peux au mieux réaliser l'essence. C'est-à-dire avoir une vie conforme à l'essence, dans la meilleure société possible. Quatrième proposition, enfin, il en découle une règle pratique qui aura une grande importance politique.
Cette règle pratique, on pourrait la résumer sous le titre « La compétence du sage ». La compétence du sage. En effet, c'est quoi le sage? C'est quelqu'un qui est singulièrement compétent dans les recherches qui concernent l'essence et tout ce qui en découle. Le sage, c'est celui qui sait quelle est l'essence. Donc il y a un principe de compétence du sage parce que c'est au sage à nous dire quelle est notre essence, quelle est la meilleure société, c'est-à-dire la société la plus apte à réaliser l'essence, et quels sont nos officiats, quels sont nos devoirs fonctionnels, c'est-à-dire sous quelles conditions nous pouvons réaliser l'essence. Tout ça, c'est la compétence du sage. Et à la question « à quoi prétend le sage classique ?» il faut répondre « le sage prétend déterminer ce qu'est l'essence, et dès lors il en découle toutes sortes de tâches pratiques, d'où la prétention politique du sage. » Donc si je résume cette conception classique du droit naturel, dont les principes, vous comprenez pourquoi le christianisme sera très intéressé du coup, par cette tradition antique du droit naturel, il va l'intégrer dans ce qu'il appellera la théologie naturelle. Il va en faire une pièce, une puissance. Deuxième proposition, la loi de nature n'est pas pré-sociale, elle est dans la meilleure société possible, c'est la vie conforme à l'essence dans la meilleure société possible. Troisième proposition, ce qui est premier, ce sont les devoirs sur les droits, car les devoirs, c'est les conditions sous lesquelles vous réalisez l'essence. Quatrième proposition, dès lors, il y a compétence de quelqu'un de supérieur. Que ce soit l'Église, que ce soit le prince ou que ce soit le sage. Ça ne fait pas nécessairement ça, La compétence du sage, ah si. Il me semble qu'elle en découle, enfin nécessairement, pas mathématiquement, mais nécessairement elle en découle d'une certaine manière. Car si tu dis, je définis une chose par l'essence, et j'en tirerai les conditions sous lesquelles l'essence doit être réalisée, cela renvoie à un savoir. Il y a un savoir des essences. Donc l'homme qui sait les essences sera apte à nous dire en même temps comment nous conduire dans la vie. Se conduire dans la vie sera justiciable d'un savoir, au nom de quoi je pourrais dire c'est bien ou c'est mal. Il y aura donc un homme de bien, de quelque manière qu'il soit déterminé, comme homme de Dieu ou comme homme de la sagesse, qui aura une compétence. Il me semble que c'est impliqué là. Bon, voilà. Retenez ces 4 propositions. On va se reposer. Je dis, imaginez une espèce de coup de tonnerre. On va voir que c'est beaucoup plus compliqué tout ça. Imaginez un type qui arrive là et qui dit, oh ben non, non, non. Mais dans un sens, c'est juste le contraire. Seulement, l'esprit de contradiction, ça marche jamais. Hein. Je veux dire, il faut avoir les raisons. Il faut avoir des raisons même secrètes. Il faut avoir les plus importantes raisons pour renverser une théorie. Si vous renversez une théorie pour le plaisir, vous pouvez même pas. Une théorie ne se laisse jamais renverser pour le plaisir ou par plaisir. Une théorie, c'est un corps. Hein. Elle aussi, elle a son pouvoir de résistance. Elle a tout ça. Mais voilà. Supposons, je vais corriger tout à l'heure, un jour, quelqu'un arrive et va faire scandale dans le domaine de la pensée. Et c'est là que je reviens à mon avertissement de tout à l'heure. Ce que l'on traite aujourd'hui comme des lieux communs dépassés sur le droit naturel, et sans doute ont gardé et avaient une espèce de force révolutionnaire possible énorme. Ce quelqu'un, c'était un Anglais qui s'appelait Hobbes. Il avait très mauvaise réputation. H-O-D-D-E-S. Il précède Spinoza. Spinoza l'a beaucoup lu. Et voilà presque, je fais un tableau proposition par proposition. Voilà ce que nous dit Hobbes. Sur ce problème du droit naturel, il fait un coup de force très étonnant.
Première proposition de Hobbes. Je résume tout ça, hein, mais presque c'est mon métier, quoi. J'ai le triste rôle de vous raconter ça. Il vous raconte l'histoire. C'est une histoire, quoi. Hobbes, il arrive et il dit, ah ben non, première proposition, c'est pas ça, c'est pas ça. Il dit même pas, c'est pas ça. Il n'a pas besoin, ça va. Lui aussi, c'est affaire de coquetterie, il dit pas, c'est pas ça. Il développe sa théorie, on s'aperçoit que c'est pas, que dès lors, c'est pas comme disaient les autres. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, ben, vous comprenez, les choses, elles se définissent pas par une essence, elles se définissent par une puissance. Donc, le droit naturel, c'est non pas ce qui est conforme à l'essence de la chose, c'est tout ce que peut la chose. Et dans le droit de quelque chose, animal ou homme, tout ce qu'il peut. Ah, ça c'est une proposition très bizarre. Et dans son droit, tout ce qu'il peut. Et commence, alors, c'est à ce moment-là que commencent les grandes propositions du type, mais le gros poisson mange les petits. C'est son droit de nature. Vous comprenez, quand on lit ça, le gros poisson mange, je fais juste ce... Tantôt je dis, il n'y a pas besoin de culture, et je le pense vraiment, à certains égards, il n'y a aucun besoin de culture. Puis tantôt je dis, ben, il en faut. Bien sûr, c'est que vous tombez sur une proposition de ce type. Vous voyez qu'elle est signée Hobbes. Il est dans le droit naturel que le gros poisson mange les petits. Je dis, vous risquez de passer à côté, vous risquez de vous dire, ah bon, ben c'est vrai ce qu'il dit, mais enfin, il n'y a pas de quoi en faire une histoire, oui. Le gros poisson, il mange les petits, alors c'est ça que vous appelez droit naturel, d'accord, bon. Mais en fait, à ce moment-là, vous ne pouvez rien comprendre. Mais c'est un peu comme ça partout, si vous voulez. C'est comme ça dans la peinture aussi, si vous voyez un tableau, et si c'est le premier tableau que vous voyez, c'est pas la même type d'émotion, parce qu'enfin, vous risquez de passer à côté, je dis pourquoi. Parce que, en disant, il est dans le droit naturel du gros poisson de manger les petits, on lance une espèce de provocation qui est énorme. Énorme. Puisque jusque-là, ce qu'on appelait droit naturel, c'était ce qui était conforme à l'essence et donc l'ensemble des actions qui étaient permises au nom de l'essence. Qui étaient permises, alors vous me direz, ben c'est permis, bon, mais permis, il apprend un tout autre sens. Hobbes nous annonce, est permis tout ce qu'on peut. Tout ce que vous pouvez est permis. Donc, si vous êtes un poisson encore plus gros, vous, et que vous mangez les hommes, ben, c'est permis, c'est votre droit naturel. Quand même, c'est simple, c'est une idée simple, mais c'est une idée qui est relativement bouleversante, ça. Dans ces cas-là, il faut attendre. On se dit, mais pour dire un truc comme ça, où est-ce qu'il veut en venir? Il nous dit, il est dans le droit naturel. Il appelle droit naturel ça. Jamais personne n'avait appelé droit naturel. Tout le monde savait de tout temps que les gros poissons mangeaient les petits. Jamais personne n'avait appelé ça droit naturel. Pourquoi? Pour une raison simple, on réservait le mot droit naturel pour tout à fait autre chose. L'action morale conforme à l'essence. Quand ça arrive et dit, votre droit naturel, c'est toute votre puissance. Droit naturel égale puissance. Donc, ce que vous pouvez, c'est votre droit naturel. Si vous pouvez tuer votre voisin, c'est votre droit naturel. Quelle curieuse idée du droit. Attendons, on va voir les autres propositions. Donc, et dans mon droit naturel, tout ce que je peux. Deuxième proposition. Elle en découle. Dès lors, l'état de nature se distingue de l'état social et théoriquement le précède. Pourquoi? Parce que Hobbes s'empresse de dire, mais bien sûr, dans l'état social, il y a des interdits, il y a des défenses. Il y a des choses que je peux faire. Par exemple, tuer mon voisin s'il s'y attend pas. Je pourrais le faire, ça.
Mais c'est défendu. Bon. Vous dites, ça d'accord, c'est défendu. Ça veut dire que ce n'est pas du droit naturel, c'est du droit social. C'est dans votre droit naturel, mais ce n'est pas dans votre droit social. En d'autres termes, le droit naturel, qui est identique à la puissance, est nécessairement et renvoie à un état qui n'est pas l'état social. D'où, à ce moment-là, la promotion de l'idée, un état de nature distinct de l'état social. Dans l'état de nature, tout est permis de ce que je peux. La loi naturelle, c'est qu'il n'y ait rien de défendu de ce que je peux. Donc, l'état de nature précède l'état social. Déjà, au niveau de cette seconde proposition, l'état de nature précède l'état social. Là aussi, on ne comprend plus rien, nous, parce qu'on croit liquider tout ça en disant « Ah, mais est-ce qu'il y a un état de nature ?» Ils ont cru qu'il y avait un état de nature, ceux qui disaient ça. Rien du tout, ils ne croient rien à cet égard. Ils disent que la logique, le concept d'état de nature est forcément antérieur. Celui d'un état antérieur à l'état social. Ils ne disent pas que cet état a existé, ils disent oh, ben, ils n'y peuvent rien. Si le droit de nature, c'est tout ce qui est dans la puissance d'un être, on définira l'état de nature comme précédemment. La zone de cette puissance, c'est son droit naturel. C'est donc distinct de l'état social, puisque l'état social comporte et se définit par des défenses portant sur quelque chose que je peux. Il y a plus si on me le défend, c'est que je le peux. C'est à ça que vous reconnaissez une défense sociale. Donc, l'état de nature est premier par rapport à l'état social du point de vue conceptuel. Ce qui est très important, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire personne n'est social. Social, d'accord, peut-être qu'on le devient. Et le problème de la politique, ça va être comment faire pour que les hommes deviennent sociaux. Mais personne n'est social. Là, ils viennent très fort. Ça ne veut pas dire qu'il y a un état de nature avant l'état social, comme on leur fait dire. Ça veut dire que personne n'est social. Vous ne pouvez penser la société que comme le produit d'un devenir. Et le droit, c'est l'opération du devenir social. Et de la même manière, personne n'est raisonnable. C'est pour ça que ces auteurs s'opposent tellement à un thème chrétien, à quoi le christianisme tenait également, à savoir le thème qui est connu dans le christianisme sous le nom de la tradition adamique. La tradition adamique, c'est la tradition selon laquelle Adam était parfait avant le péché. Le premier homme était parfait et le péché lui fait perdre la perfection. Cette tradition adamique, elle est philosophiquement importante. Voyez pourquoi le droit naturel chrétien, tel que je l'ai défini précédemment, se concilie très bien avec la tradition adamique. Adam avant le péché, c'est l'homme conforme à l'essence. Il est raisonnable. Et c'est le péché, c'est-à-dire les aventures de l'existence, qui lui font perdre l'essence, qui lui font perdre sa perfection première. C'est conforme à la théorie du droit naturel classique, tout ça. Tandis que personne n'est social, personne n'est raisonnable. En vrai, raisonnable, c'est comme social. C'est un devenir. Et le problème de l'éthique, ce sera peut-être comment faire pour que l'homme devienne raisonnable, mais non pas du tout comment faire pour qu'une essence de l'homme qui serait raisonnable se réalise. C'est très différent, suivant que vous posez la question. Comme ceci ou comme cela, vous allez dans des directions très très différentes. Donc je dis la seconde proposition de Hobbes, ce sera l'état de nature est pré-social, c'est-à-dire l'homme n'est pas social, il le devient. Troisième proposition. Si ce qui est premier, elle s'enchaîne très bien. Si ce qui est premier, par rapport à l'état de nature, si ce qui est premier, c'est l'état de nature, ou si ce qui est premier, c'est le droit,
C'est pareil. Puisque dans l'état de nature, tout ce que je peux, c'est mon droit. Dès lors, ce qui est premier, c'est le droit. Dès lors, les devoirs ne seront que des obligations secondes tendant à limiter les droits pour le devenir social de l'homme. D'accord, il faudra limiter les droits pour que l'homme devienne social. Très bien. Mais ce qui est premier, c'est le droit. Le devoir est relatif au droit. Oui, le devoir est relatif au droit, alors que dans la théorie du droit naturel classique, c'était juste le contraire. Le droit, vous vous rappelez, était relatif au devoir. Ce qui était premier, c'était l'officium. Hobbes dit tout ça, et puis quatrième proposition, et qui pratiquement est sans doute la plus importante, et politiquement, si mon droit c'est ma puissance, si les droits sont premiers par rapport aux devoirs, il en découle quelque chose. Si les devoirs, c'est seulement l'opération par lesquelles les droits sont amenés à se limiter pour que les hommes deviennent sociaux. Encore une fois, il y a beaucoup de questions qui sont mises entre parenthèses. Pourquoi est-ce qu'ils doivent devenir sociaux? Est-ce que c'est intéressant pour eux de devenir sociaux? Toutes sortes de questions qui ne se posaient pas du tout du point de vue Du point de vue du droit naturel, il le dit très bien, et Spinoza reprendra tout ça. Il le dit admirablement, mais du point de vue du droit naturel, l'homme le plus raisonnable du monde et le fou le plus complet se valent strictement. Pourquoi? Il y a une identité, une égalité absolue du sage et du fou. C'est une drôle d'idée, c'est un monde très baroque, c'est plus le monde classique, c'est pas un monde bizarre. Pourquoi? Du point de vue du droit naturel, oui, puisque le point de vue du droit naturel, c'est mon droit égale ma puissance. Et bien, le fou, c'est celui qui fait ce qui est en sa puissance, exactement comme l'homme raisonnable, c'est celui qui fait ce qui est en la sienne. Il y a sûrement, ils ne disent pas des idioties, ils ne disent pas qu'il n'y a aucune différence entre raisonnable et fou. Ils disent il n'y a aucune différence entre raisonnable et fou du point de vue du droit naturel. Pourquoi? Parce que chacun fait tout ce qu'il peut. Le fou comme le raisonnable, ils ne font rien d'autre que faire ce qu'ils peuvent. L'identité du droit et de la puissance assure l'identité, l'égalité de tous les êtres sur l'échelle quantitative. On peut dire simplement, bon, ils n'ont pas la même puissance, mais ils n'ont pas la même puissance, d'accord. Ils font en tout cas tout ce qui est en leur puissance, chacun, l'un comme l'autre. L'insensé en tant qu'insensé, le sage en tant que sage. Alors bien sûr, il y aura une différence entre le raisonnable et le fou. Mais dans l'état civil, dans l'état social, pas du point de vue du droit naturel. D'où un écroulement fondamental. Tout ce qu'ils sont en train de miner, de saper, c'est le principe de la compétence du sage ou de la compétence de quelqu'un de supérieur. Et ça, c'est très important politiquement. Personne n'est compétent pour moi. Voilà. Voilà la grande idée qui va animer l'éthique comme l'antisystème du jugement. D'une certaine manière, personne ne peut rien pour moi, mais personne ne peut être compétent pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a à la fois quelque chose sans... Il faudrait tout y mettre dans cette phrase. Personne n'est compétent pour moi. Bien sûr, il y a des vengeances. On a tellement voulu juger à ma place. Il y a aussi une découverte émerveillée. Ah, c'est formidable. Mais personne ne peut savoir. Personne ne peut savoir pour moi. Est-ce que c'est complètement vrai? Je ne suis pas cherché ça, mais je crois que d'une certaine manière, c'est peut-être pas tout à fait vrai, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des compétences. Mais sentez enfin ce qu'il pourrait y avoir d'étrange dans ces propositions. Non, pas ouvrir. Ah, non. C'est fermé. Oui, tant mieux.
Voilà, il m'a fait perdre là. Oui, c'est quand même très important cette histoire. Parce que vous apprendrez dans les manuels que, à partir d'un certain moment, il y a eu, et qu'il y avait eu bien avant, mais qu'il y avait eu des théories célèbres sous le nom de théorie du contrat social. Les théories du contrat social, c'est des... quelqu'un veut pas aller les voir là-bas. Mais il faut que tu te sentes méchante. Hein. Quelqu'un de fort. S'il revient en sang, évidemment, en même temps. Et tout ça, si vous comprenez bien, tout ce qui se passe là en ce moment, c'est une illustration de la question des modes d'existence. Alors, cette histoire contrat-sociale, suivez-moi. On nous dit, ah ben voilà, c'est des gens qui ont pensé pourquoi, comment, on ne sait pas très bien, mais ils ont pensé que l'instauration de la société ne pouvait avoir qu'un principe, celui du consentement. Et on dit, oh c'est bien dépassé tout ça, parce qu'enfin, on n'a pas consenti à être dans la société. C'est pas vrai, ça s'est pas passé comme ça. Est-ce que c'est ça la question? Évidemment, non, c'est pas ça la question. Mais en effet, toute cette théorie nouvelle du droit naturel égale puissance, ce qui est premier, c'est le droit, c'est pas le devoir, aboutit à quelque chose, il n'y a pas de compétence du sage. Personne n'est compétent pour moi-même. Dès lors, si la société se forme, ça ne peut être d'une manière ou d'une autre que par le consentement de ceux qui y participent. Et pas parce que le sage me dirait la meilleure manière de réaliser l'essence. Or, évidemment, la substitution d'un principe de consentement au principe de compétence a, pour toute la politique, une importance fondamentale. Donc, vous voyez, ce que j'ai essayé de faire, c'est juste un tableau d'opposition, 4 propositions contre 4 propositions. Et je dis simplement que dans les propositions de la théorie du droit naturel classique, Cicéron, Saint Thomas, vous avez le développement juridique d'une vision morale du monde et, dans l'autre cas, la conception qui trouve son point de départ avec Hobbes, vous avez le développement et tous les germes d'une conception juridique de l'éthique. Les êtres se définissent par leur puissance. Si j'ai fait cette longue parenthèse, c'est pour montrer que la formule « les êtres se définissent par leur puissance et non pas par une essence » avait des conséquences juridiques, politiques, que juste on est en train de pressentir, c'est tout. Or, j'ajoute juste aussi, pour en avoir fini avec ce thème, que Spinoza reprend toute cette conception du droit naturel de Hobbes. Il changera des choses relativement importantes. Il n'aura pas la même conception politique que celle de Hobbes, mais sur ce point même du droit naturel, il déclare lui-même s'en tenir disciple de Hobbes. Et pourquoi? Vous voyez que là, dans Hobbes, il a trouvé la confirmation juridique d'une idée qu'il s'était formée d'autre part, lui, Spinoza,
à savoir une étonnante confirmation, l'idée selon laquelle l'essence des choses, ce n'était rien d'autre que leur puissance. Et c'est ça qui m'intéresse dans toute l'idée du droit naturel. J'ajoute, pour être tout à fait honnête historiquement, que, évidemment, jamais ça surgit comme ça d'un coup. Il serait possible de chercher déjà dans l'Antiquité un courant, mais un courant très partiel, très timide, où se formerait déjà dans l'Antiquité une conception comme ça, du droit naturel égale puissance. Mais elle sera étouffée. Vous la trouvez chez certains sophistes et chez certains philosophes appelés cyniques. Mais son explosion moderne, ce sera bien avec Hobbes et avec Spinoza. Voilà, je dis juste donc que j'ai même pas expliqué. Pour le moment, j'ai précisé ce que pouvaient bien vouloir dire les existences distinctes d'un point de vue quantitatif. Ça veut dire exactement, les existants ne se définissent pas par une essence, mais par la puissance, et ils ont plus ou moins de puissance. Et leur droit, ce sera la puissance de chacun. Le droit de chacun sera la puissance de chacun, ils ont plus ou moins de puissance. Il y a donc une échelle quantitative des êtres, du point de vue de la puissance. Il faudrait maintenant passer à la seconde chose, à savoir la polarité qualitative des modes d'existence et voir si l'un découle de l'autre. Ça nous ferait, vous voyez, l'ensemble nous donnerait une vision cohérente ou un début de vision cohérente de ce qu'on appelle une éthique. Alors vous voyez du coup pourquoi vous n'êtes pas des êtres du point de vue de Spinoza. Vous êtes des manières d'être. Ça se comprend. Si chacun se définit par ce qu'il peut, mais c'est quand même très curieux, vous ne vous définissez pas par une essence, ou plutôt votre essence elle est identique à ce que vous pouvez, c'est-à-dire vous êtes à un degré sur une échelle de puissance. Si vous êtes à un degré, si chacun de nous est un degré sur une échelle de puissance, donc vous me direz, mais il y en a qui valent mieux ou pas mieux. Là, on laisse ça de côté. Ça va devenir très compliqué. On ne sait pas, là-dessus pour le moment. Mais si c'est comme ça, vous n'avez pas d'essence, ou vous n'avez qu'une essence identique à votre puissance, c'est-à-dire vous êtes à un degré sur cette échelle. Dès lors, vous êtes en effet des manières d'être. La manière d'être, ce sera précisément cette espèce d'existence quantifiée d'après la puissance, d'après le degré de puissance qu'il a défini. Vous êtes des quantificateurs. Vous n'êtes pas des quantités, ou alors vous êtes des quantités très spéciales. Chacun de nous, c'est une quantité, mais de quel type? C'est une vision du monde très curieuse, très nouvelle. Il faut voir les gens comme des quantités, comme des paquets de puissance, comme des... il faut le vivre, faut le vivre si ça vous dit. D'où l'autre question, mais en même temps, ces mêmes auteurs, par exemple Spinoza, ne va pas cesser de nous dire il y a en gros deux modes d'existence. Et quoi que vous fassiez, vous êtes bien amené à choisir entre les deux modes d'existence. Vous existez de telle manière que vous existez tantôt sur tel mode, tantôt sur tel autre, et l'éthique, ça va être l'exposé de ces modes d'existence. Là, c'est plus l'échelle quantitative de la puissance, c'est la polarité entre des modes, la polarité de modes d'existence distincts. Comment est-ce qu'il passe de la première idée à la seconde? Et qu'est-ce qu'il veut nous dire avec la seconde? Il y a des modes d'existence qui se distinguent comme des pôles de l'existence. Oui, si, voilà, je vous demande ceci comme ça. Il y a des fois, on fait tout continu, mais aujourd'hui, vous pourriez, ceux qui sont dans le fond, ouvrir un peu les fenêtres. Et puis on se repose 5 minutes, et puis je termine après. Chose à dire encore, en effet, Comtesse rappelle, ce que certains d'entre vous savent, que chez Spinoza,
il y a une notion fondamentale que Spinoza présente comme une tendance à persévérer dans l'être. Chaque chose tend à persévérer dans l'être. Et quand il s'explique sur persévérer, tantôt il faut dire les variations de la formule, c'est tantôt tendance à conserver, tantôt tendance à persévérer, et c'est tantôt tendance à persévérer dans l'être et parfois dans son être. Donc, en tout cas, il y a un ensemble là qui fait que, qu'est-ce que ça veut dire tendre à persévérer dans l'être? Alors là, je dis, telle que la question est posée, je dis, on la met de côté parce que je n'ai pas les moyens de répondre en fonction de ce que j'ai dit aujourd'hui. Je n'ai pas les moyens de répondre à cette question. Une fois dit, je peux juste dire, ça n'est absolument pas un effort pour conserver la puissance. Ça ne peut pas être ça. Puisque, encore une fois, la puissance n'est jamais objet. C'est par puissance que je fais ou que je subis. Rappelez-vous la formule mystérieuse de Nietzsche. Et c'est même par puissance que je subis. C'est par puissance que j'agis, mais c'est aussi par puissance que je subis. Puisque la puissance, c'est l'ensemble de ce que je peux, aussi bien en action qu'en passion. Alors donc, je peux juste, c'est le contraire d'une réponse que je fais à cette question, je peux juste dire d'accord, il y a cette formule chez Spinoza, il faut, ce sera pour nous, et c'est déjà pour nous un problème, de savoir ce qu'il peut bien vouloir dire, avec son histoire de conserver dans l'être ou dans son être. Donc, je n'ai pas répondu du tout. Alors, je passe à l'histoire des modes d'existence. Non plus distinction quantitative entre les étangs du point de vue de la puissance, entre les existants du point de vue de la puissance, mais polarité qualitative entre les modes d'existence, deux au moins. Eh bien, comment est-ce que ça peut se faire? Et en effet, je vous disais, l'éthique, elle ne cesse pas de nous dire ça. L'éthique, elle ne cesse pas de procéder presque, c'est par commodité, deux modes d'existence. Mais elle ne cesse pas de nous dire, hein, c'est des gens qui vous disent en gros, en très gros, vous savez, vous avez le choix entre des modes d'existence, et notamment entre deux pôles. Et quoi que vous fassiez, eh ben, vous verrez, vous êtes sous un de ces pôles ou sous l'autre. Quand vous faites quelque chose, faire quelque chose ou subir quelque chose, c'est exister d'une certaine façon. Donc vous ne demandez pas ce que ça vaut, vous vous demandez quel mode d'existence ça implique. Hein. C'est ce que Nietzsche aussi disait lorsqu'avec son histoire d'éternel retour, il disait, mais pas difficile de savoir si quelque chose est bien ou pas bien. Pas tellement compliqué cette question, c'est pas une affaire de morale, il disait. Il disait, faites l'épreuve suivante, ne serait-ce que dans votre tête. Est-ce que vous vous voyez le faire une infinité de fois? C'est un bon critère. Vous voyez, c'est le critère du mode d'existence. Ce que je fais, ce que je dis, est-ce que je pourrais en faire un mode d'existence? Si je ne peux pas, c'est pas bien, c'est moche, c'est mal, c'est mauvais. Si je peux, alors oui. Vous voyez que tout change, c'est pas de la morale en quel sens? Je dis à l'alcoolique, par exemple. Oui, je suis un alcoolique. Je lui dis, tu aimes boire, tu veux boire. Bon, très bien, mais si tu bois de telle manière qu'à chaque fois que tu bois, tu serais prêt à boire, reboire une infinité de fois. Bien sûr, à ton rythme, il ne faut pas pousser. À ton rythme. À ce moment-là, au moins, sois d'accord avec toi-même. Alors les gens, ils vous font beaucoup moins chier quand ils sont d'accord avec eux-mêmes. Ce qu'il faut redouter avant tout dans la vie, c'est les gens qui ne sont pas d'accord avec eux-mêmes. Ça, Spinoza l'a dit admirablement. C'est ça, le venin de la névrose, c'est ça. La propagation de la névrose, je te propage mon mal, c'est avant tout ceux qui sont pas d'accord avec eux-mêmes. C'est terrible, terrible. C'est les vampires. Les vampires. Tandis que l'alcoolique qui boit, sur le mode perpétuel de c'est la dernière fois, c'est le dernier verre, une seule fois, ou encore un seul. Ça, c'est un mauvais mode d'existence.
Si vous faites quelque chose, faites-le comme si vous deviez le faire du Si vous n'arrivez pas à le faire comme ça, faites autre chose. Alors, vous comprenez, ça s'applique à tout. Par exemple. Ouais, c'est Nietzsche qui le dit, c'est pas moi. Toute objection s'adresse à Nietzsche. Bon, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, tout ça, c'est pas pour qu'on en discute ce que je dis, tout ça, c'est pour que ça touche ce que ça peut toucher. Bon, on n'essaie pas à faire de vérité, tout ça, c'est affaire de comment dirais-je, de pratique de vivre, quoi. Il y a des gens qui vivent comme ça. Mais enfin, Spinoza, qu'est-ce qu'il veut nous dire avec... C'est très curieux. Je dirais que tout le livre 4 de l'éthique développe avant tout ça l'idée des modes d'existence polaires. Et à quoi vous le reconnaissez chez Spinoza? Je dis des choses pour le moment extrêmement simples. À quoi vous le reconnaissez? Vous le reconnaissez à un certain ton de Spinoza lorsqu'il dit, il parle de temps en temps, le fort, dit-il en latin, le fort, l'homme fort, ou bien l'homme libre. Et tantôt, au contraire, il parle de l'esclave ou de l'impuissant. Là, vous reconnaissez un style qui appartient vraiment à l'éthique. Il ne parle pas du méchant et de l'homme de bien. Le méchant et l'homme de bien, c'est l'homme rapporté aux valeurs en fonction de son essence. Mais la manière dont Spinoza parle, vous sentez que c'est un autre ton. C'est comme dans les instruments de musique, il faut sentir le ton des gens. C'est un autre ton. Il vous dit, eh ben voilà ce que fait l'homme fort. Voilà à quoi vous reconnaissez un homme fort et libre. Est-ce que ça veut dire un type costaud? Évidemment non. On sent bien que l'homme fort, il peut être très peu fort de certains points de vue, il peut même être malade, il peut être tout ce que vous voulez. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc de l'homme fort? C'est un mode de vie, un certain mode d'existence. Et ça s'oppose au mode d'existence de ce qu'il appelle l'esclave ou l'impuissant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est style de vie. Il y aura un style de vie, vivre à l'esclave, vivre en impuissant. Et puis un autre type de vie, quoi. Qu'est-ce que c'est? Encore une fois, cette polarité des modes, sous la forme et sous les deux pôles, le fort ou le puissant, et l'impuissant ou l'esclave, ça doit nous dire quelque chose. Continuons à aller dans la nuit, là. Et regardons d'après les textes ce que Spinoza appelle l'esclave ou l'impuissant. C'est curieux. Parce qu'on s'aperçoit que ce qu'il appelle l'esclave ou l'impuissant, et là c'est là que les ressemblances, je ne crois pas forcer les textes, lorsque je dis les ressemblances avec Nietzsche sont fondamentales. Parce que Nietzsche lui aussi ne fera pas autre chose que distinguer ces deux modes d'existence polaires et les répartir à peu près de la même manière. Car on s'aperçoit avec stupeur que ce que Spinoza appelle l'impuissant, donc un mode d'existence, c'est quoi? Ben, les impuissants, c'est les esclaves. Bon, mais les esclaves, ça veut dire quoi? Les esclaves de conditions sociales? Alors Spinoza, il en aurait contre les esclaves. On sent que non, c'est un mode de vie. Il y a donc des gens qui ne sont pas du tout socialement esclaves, mais ils vivent comme des esclaves. L'esclavage comme mode de vie et non pas comme statut social. Donc des esclaves, il y a des esclaves. Mais du même côté, des impuissants ou des esclaves, il met qui? Ça va devenir plus important pour nous. Les tyrans. Les tyrans. Bon, les tyrans. Et bizarrement, parce que là, il aura plein d'histoires, les prêtres. Le tyran, le prêtre et l'esclave. Nietzsche ne dira pas plus. Hein. Je veux dire, dans ses textes les plus violents, Nietzsche fera aussi la Trinité. Le tyran, le prêtre et l'esclave. Bizarre, ça, que ce soit déjà tellement à la lettre dans Spinoza. Et qu'est-ce qu'il y a de commun entre un tyran qui a le pouvoir, un esclave qui n'a pas le pouvoir?
et un prêtre qui semble n'avoir d'autre pouvoir que spirituel. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Et en quoi sont-ils impuissants, puisqu'au contraire, ça semble être, au moins pour le tyran et le prêtre, des hommes de pouvoir. L'un le pouvoir politique, l'autre le pouvoir spirituel. Si on sent, c'est ça que j'appelle se débrouiller par sentiment dans le texte, on sent qu'il y a bien un point commun. Et quand on lit Spinoza de texte en texte, on est confirmé sur ce point commun. Qu'est-ce que c'est presque une devinette, qu'est-ce que pour Spinoza il y a de commun entre un tyran qui a le pouvoir politique, un esclave et un prêtre qui exerce un pouvoir spirituel? Et ce quelque chose de commun, c'est ce qui va faire dire à Spinoza, mais ce sont des impuissants. C'est que d'une certaine manière, voilà, ils ont besoin d'attrister la vie. Je mieux cette idée. Nietzsche aussi dira tout à fait des trucs comme ça. Ils ont besoin de faire régner la tristesse. Spinoza pense comme ça, et ça il le sent très profondément. Ils ont besoin de faire régner la tristesse parce que le pouvoir qu'ils ont ne peut être fondé que sur la tristesse. Et Spinoza fait un portrait très étrange du tyran, en expliquant que le tyran, c'est quelqu'un qui a besoin avant tout de la tristesse de ses sujets. Parce que il n'y a pas de terreur qui n'ait une espèce de tristesse collective comme base. Le prêtre, peut-être pour de toute autre raison, il a besoin de la tristesse de l'homme sur sa propre condition. Et quand il rit, c'est pas plus rassurant. Tiens, parce que le tyran peut rire. Oui, le tyran peut rire, et les conseillers, les favoris du tyran rigolent aussi. C'est un mauvais rire. Pourquoi c'est un mauvais rire? C'est pas un mauvais rire par sa qualité, Spinoza ne dirait pas ça. C'est un rire qui, précisément, n'a pour objet que la tristesse et la communication de la tristesse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bizarre. Eh bien, le prêtre, selon Spinoza, il a besoin essentiellement d'une action par le remords. Introduire le remords. C'est une culture de la tristesse. Quelles que soient les fins, Spinoza dira, si on a les fins, ça m'est égal. Il juge que ça. Cultiver la tristesse. Le tyran, pour son pouvoir politique, a besoin de cultiver la tristesse. Le prêtre a besoin de cultiver la tristesse, tel que le voit Spinoza, qui a l'expérience du prêtre juif, du prêtre protestant et du prêtre catholique. Or, Nietzsche, quand il fera ce qu'il appelle, Nietzsche lance une grande phrase, il dit « Je suis le premier à faire une psychologie du prêtre », dit-il dans des pages très comiques, et à introduire ce sujet-là en philosophie. Il définira précisément l'opération du prêtre par ce qu'il appellera, lui, la mauvaise conscience, c'est-à-dire cette même culture de la tristesse. Il dira c'est attrister la vie. Ça dit toujours d'attrister la vie quelque part. Et en effet, pourquoi? Parce qu'il s'agit de juger la vie. Or, vous ne jugerez pas la vie, vous ne la soumettrez pas au jugement. La vie n'est pas jugeable. La vie n'est pas objet de jugement. La seule manière par laquelle vous puissiez la faire passer en jugement, c'est d'abord lui inoculer la tristesse. À ce moment-là, elle devient jugeable. Bizarre, cette idée. Et bien sûr, on rit. Je veux dire, le tyran peut rire, le prêtre rit. Mais, dit Spinoza, là, dans une page que je trouve très belle, son rire, c'est celui de la satire. Et le rire de la satire, c'est un mauvais rire. Pourquoi? Parce que c'est le rire qui communique la tristesse. On peut se moquer de la nature. Le rire de la satire, c'est lorsque je me moque des hommes. Je fais de l'ironie, l'espèce d'ironie grinçante. Je me moque des hommes, je dis. C'est une autre manière de dire. La satire, c'est une autre manière de dire la nature humaine est misérable. Ah, voyez quelle misère la nature humaine. C'est la proposition du jugement moral. Ah, quelle misère la nature humaine. Ça peut être l'objet d'un prêche,
ou l'objet d'une satire. Et Spinoza, dans des textes très beaux, dit justement ce que j'appelle une éthique, c'est le contraire de la satire. Et pourtant, il y a des pages très comiques dans l'éthique de Spinoza. Et c'est pas du tout le même rire. Quand il rit, quand Spinoza rit, c'est sur le mode « Oh, regardez celui-là, de quoi il est capable. Oh, ça, alors on n'a jamais vu ça. » Alors ça peut être, en effet, ça peut être une vilainie atroce. Hein. Oh, Spinoza, il aurait plutôt une impression, ah bah alors ça, fallait le faire, ça va aller jusque-là. C'est jamais un rire de satire, c'est jamais, ah voyez comme notre nature est misérable, c'est pas le rire de l'ironie. C'est un type de rire complètement différent. Je dirais c'est beaucoup plus l'humour juif. C'est très spinoziste ça. Oh là là, ah bah, vas-y, encore un pas. Bah, ça, j'aurais jamais cru que ça pouvait se faire. Cette espèce de rire très particulier. De toute façon, Spinoza est un des auteurs les plus gais du monde. Mais en effet, je crois que ce qu'il déteste, c'est tout ce que la religion a conçu comme satire de la nature humaine. Ou ce que le tyran, l'homme de la religion, ils font des satires. C'est-à-dire, ils dénoncent avant tout la nature humaine comme misérable, puisqu'il s'agit de la faire passer en jugement. Et dès lors, il y a une complicité, et c'est ça l'intuition de Spinoza, il y a une complicité du tyran, de l'esclave et du prêtre. Pourquoi? Parce que l'esclave, c'est celui qui, vraiment, se sent d'autant mieux que tout va mal. Plus que ça va mal, plus qu'il est content. C'est ça le mode d'existence de l'esclave. Vous savez, il faut toujours, l'esclave, c'est celui, quelle que soit la situation, il faut toujours qu'il voit le côté moche, hein, truc moche, là. Ah, ça, il y a des gens qui ont du génie pour ça. C'est ça, les esclaves. Oh, t'as vu ça? Ça peut être un tableau, ça peut être une scène dans la rue. L'esclave, vous le reconnaissez, il arrive, parfois ils ont du génie, il y a un génie de l'esclave. C'est le bouffon en même temps. L'esclave et le bouffon. Aussi, Dostoïevski, il a dit des choses bien profondes sur l'unité de l'esclave et du bouffon. Et du tyran, ils sont tyranniques, ces types-là. Ils vous accrochent, ils vous lâchent pas. Hein. Ils ne cessent pas de vous mettre le nez dans une merde quelconque. Hein. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Il faut toujours qu'ils abaissent les trucs. C'est pas que les trucs soient forcément hauts, mais c'est toujours trop haut. Il faut toujours qu'ils découvrent une petite ignominie sous l'ignominie. Ah, il y en avait encore une. C'est là, alors là, ils deviennent roses de joie. Formidable, formidable. Plus que c'est dégueulasse, mieux que c'est. Ils ne vivent que comme ça. Ça, c'est l'esclave. C'est aussi le tyran. Et c'est aussi l'homme du roman. Et c'est l'homme de la satire. C'est tout ça. Et c'est à ça que Spinoza oppose. La conception d'un homme fort, puissant, alors dont le rire même n'est pas le même. C'est une espèce de rire très très bienveillant, le truc le rire de l'homme dit libre ou fort. Il dit, ah bon, ben, si c'est ça que tu fais, fais-le, vas-y, oh, c'est rigolo, oui, c'est rigolo. C'est le contraire de la satire, c'est le rire éthique. Oui. Je voulais peut-être faire un autre rapprochement, vous rapprochez souvent de Nietzsche. J'aimerais vous en penser, on peut aussi rapprocher d'un autre penseur, aussi que Nietzsche a fait aussi comme de ses frères, ses professeurs, il parle aussi des esclaves, des hommes libres, il parle aussi du rire. S'il y a bien cette espèce de, mettons, de tonalité de deux modes d'existence, ce qu'il nous faut maintenant, c'est précisément dans la voie là qu'on vient de nous proposer ou dans d'autres voies. Voir qu'est-ce que ça recouvre, cette tonalité de deux modes d'existence dans une éthique. Et donc, je reviens à la question, ce qui serait bon pour moi, ce serait trouver un lien entre la première question que j'ai traitée jusqu'à maintenant et cette seconde question à laquelle j'arrive, sur la tonalité des deux modes d'existence. Or, je crois qu'en effet, quelque chose nous fait passer très rigoureusement de la première à la seconde question. Car, dans la perspective de la première question, j'ai bien essayé de montrer que toute puissance était en acte.
qu'à la lettre, la puissance n'était pas en puissance, que toute puissance était en acte, qu'il y avait strictement identité de la puissance et de l'acte, c'est-à-dire identité de la puissance avec ce que la chose fait ou subit, fait et subit. Bon, il faut revenir à ça. Ça doit être ça notre point de départ pour comprendre le lien des deux aspects. S'il est vrai que toute puissance est en acte, ça veut dire à chaque instant, elle est effectuée. Jamais vous n'aurez un instant où ma puissance aura quelque chose d'ineffectué. En d'autres termes, vous n'aurez jamais le droit de dire « il y avait en moi quelque chose de mieux que ce que j'ai fait ou que ce que j'ai subi ». À chaque instant, tout est en acte. À chaque instant, ma puissance est effectuée. Bon, elle est effectuée par quoi? Si toute puissance est en acte, encore une fois, vous voyez, je fais une série de notions d'identité de concept. Je dis puissance égale acte pour Spinoza. Dès lors, toute puissance, à chaque instant, est effectuée. D'où la question, qu'est-ce que c'est ce qui effectue à chaque instant la puissance? Là, il y a une question de terminologie de Spinoza très importante. Spinoza appellera affect ce qui effectue la puissance. Le concept de puissance chez Spinoza sera en corrélation avec le concept d'affect. L'affect, ça se définit exactement comme ceci: ce qui, à un moment donné, remplit ma puissance, effectue ma puissance. Donc, vous voyez, dire que ma puissance est effectuée, c'est dire qu'elle est effectuée par des affects. Ça veut dire à chaque instant, des affects remplissent ma puissance. Ma puissance est une capacité qui n'existe jamais indépendamment des affects qui l'effectuent. Donc, tant que je considérais, voilà, presque, on tient quelque chose, puis on va arrêter parce que c'est trop, ça va être trop difficile tout ça. Mais comprenez juste théoriquement. Tant que j'en restais au concept de puissance, je ne pouvais dire qu'une chose. Ah ben oui, à la rigueur, je ne comprends pas comment, mais les existants se distinguent quantitativement parce que la puissance est une quantité d'un certain type. Donc, ils ont plus ou moins de puissance. Mais deuxièmement, je vois que la puissance est une notion qui n'a de sens qu'en corrélation avec celle d'affect. Puisque la puissance est ce qui est effectué et que c'est l'affect qui effectue la puissance. Cette fois-ci, sans doute, ce sera du point de vue des affects qui effectuent ma puissance que je pourrais distinguer des modes d'existence. Si bien que les deux idées deviendraient très très cohérentes. Dire à la fois, il n'y a qu'une distinction quantitative selon la puissance entre les existants, et dire, il y a une polarité qualitative entre deux modes d'existence. La première proposition renverrait à la puissance acte, la seconde proposition renverrait à ce qui fait de la puissance un acte, c'est-à-dire ce qui effectue la puissance, c'est-à-dire l'affect. Il y aurait comme deux pôles de l'affect, d'après lequel on distinguerait deux modes d'existence. Mais l'affect, à chaque moment, remplit ma puissance et l'effectue. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'affect, à chaque moment, remplit ma puissance et l'effectue. Et là, Spinoza insiste beaucoup sur des choses, alors il tient énormément à la vérité littérale de ça. Bon, et ben, voilà, un aveugle, quoi, un aveugle, alors, bon. Ben, c'est pas quelqu'un qui a une vue potentielle.
Là aussi, il n'y a rien qui soit en puissance et non effectué. Tout est toujours complètement effectué. Ou bien il n'a pas de vue du tout, c'est-à-dire il n'a pas la puissance de voir. Ou bien il a gardé des sensations lumineuses très vagues et très floues. Et c'est les affects qui effectuent sa puissance telle qu'elle est, c'est tout. Il y a toujours effectuation de la puissance. Simplement, voilà, ça n'empêche pas. Donc vous comprenez bien cette idée de l'affect. L'affect, c'est ce qui vient remplir ma puissance. Je peux, bon, je me définis par un pouvoir, une puissance. Les affects, c'est à chaque moment ce qui remplit ma puissance. Alors l'affect, ce sera quoi? Ça peut être des perceptions. Par exemple, des perceptions lumineuses, des perceptions visuelles, des perceptions auditives. C'est des affects. Ça peut être des sentiments. C'est des affects aussi. L'espoir, le chagrin, l'amour, la haine, la tristesse, la joie. C'est des affects. Les pensées sont des affects. Ça effectue ma puissance aussi. Donc je m'effectue sous tous les modes, perception, sentiment, concept, etc. Ça, c'est des remplissements, des effectuations de puissance. Alors, peut-on dire, et qu'est-ce que veut dire que les affects ont deux pôles? Eh bien, là, Spinoza essaie d'expliquer là quelque chose que je veux que esquisser, là, puisque je le reprendrai la prochaine fois, c'est trop difficile là, dans l'état où on est maintenant. Il nous dit, oui, en gros, il y a deux pôles de l'existence. Les deux pôles, c'est la tristesse et la joie. La tristesse et la joie. C'est ça les deux affects de base. Et il fait toute une théorie des passions où la tristesse et la joie sont les deux affects de base. C'est-à-dire tous les autres affects dérivent de la tristesse et de la joie. Or, comment se distinguent ces deux affects de tristesse et de joie? Comprenez, là, c'est juste là que ça devient une petite difficulté. Alors, il faut la vivre. Quand c'est difficile à penser, il faut essayer de le vivre. Il nous dit, tous les deux, les tristesses comme les joies, effectuent ma puissance, c'est-à-dire remplissent mon pouvoir. Ça remplit mon pouvoir, ma puissance. Ça l'effectue, et ça l'effectue nécessairement. Au moment où j'éprouve tel affect, il n'est pas question que ma puissance puisse être effectuée d'une autre façon. L'affect qui vient, lui, c'est lui qui remplit ma puissance, c'est un affect, c'est comme ça. Vous ne pourrez pas dire, quelque chose d'autre aurait pu arriver. Non, c'est ça qui remplit votre puissance. Votre puissance, elle est toujours remplie, mais par des affects variables. Je suppose que ce soit une tristesse qui vous remplisse, qui remplisse votre puissance. Qu'est-ce qui se passe? Voilà l'idée très curieuse de Spinoza. La tristesse, elle remplit ma puissance, mais elle la remplit de telle manière que cette puissance diminue. Elle diminue. C'est ça qu'il faut comprendre. Je veux dire, cherchez pas une contradiction. Il y a des manières. Ma puissance est supposée, vous comprenez, je vais procéder par ordre. Ma puissance est supposée être une certaine quantité de puissance. Elle est toujours remplie. Deuxième proposition, elle est toujours remplie. Troisième proposition, elle peut être remplie par des tristesses ou des joies. C'est les deux affects de base. Quatrième proposition. Quand elle est remplie par de la tristesse, elle est complètement effectuée, mais elle est effectuée de manière à diminuer. Quand elle est remplie par des joies, elle est effectuée de manière à augmenter. Pourquoi ça, on verra, on essaiera de voir la prochaine fois pourquoi il dit tout ça. J'essaie de dire ce qu'il dit pour le moment, ou ce qui me semble bien qu'il dit. Alors, vous verrez, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais si on comprenait ce qui ne va pas, on comprendrait en même temps quelque chose d'étonnant. Il nous dit à chaque instant, ma puissance est tout ce qu'elle peut être, elle est toujours effectuée,
mais elle est effectuée par des affects dont les uns la diminuent, les autres l'augmentent. Cherchez bien, il n'y a pas de contradiction. Il y a plutôt un étonnant mouvement de pensée, parce que là aussi, c'est bien... Quand je disais que tout concept philosophique a plusieurs épaisseurs, à plusieurs niveaux, jugez-le à un niveau, et puis vous n'aurez pas épuisé, il y a un autre niveau. Au premier niveau, je dirais Spinoza nous dit, et il faut bien procéder du plus simple au plus compliqué, il faut bien, et dans tous les arts, on le fait comme ça, ou dans toutes les sciences, on fait comme ça. Spinoza, à un premier niveau, nous dit, je définis les choses, les êtres, etc., par une quantité de puissance. Et il ne veut pas en dire trop, il ne peut pas s'expliquer complètement. Et le lecteur comprend tout seul que cette quantité de puissance est comme une quantité absolue pour chacun. Deuxièmement, il dit ce qui remplit la puissance à chaque instant, c'est des affects, ou de tristesse ou de joie. Troisièmement, or, les affects de tristesse effectuent ma puissance de telle manière que ma puissance est diminuée. Les affects de joie effectuent la puissance de telle manière que la puissance est augmentée. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? C'est comme s'il parlait. Écoutez bien, il parle par ma bouche. Voilà. Il vous dit, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, j'avais bien été forcé de faire dans la première proposition comme si la puissance était une quantité fixe. Mais en fait, et c'est déjà par là que la puissance est une quantité très bizarre, la puissance n'existe que comme rapport entre des quantités. La puissance en elle-même n'est pas une quantité, c'est le passage d'une quantité à une autre. Ça devient très très fort, je crois. C'est le passage d'une quantité à une autre. Je dirais à la lettre, là j'invente un mot parce que j'en ai besoin, c'est une quantité transitive. C'est une quantité de passage. Dès lors, si la puissance est une quantité de passage, c'est-à-dire c'est moins une quantité qu'un rapport entre quantités, il est bien forcé que ma puissance soit nécessairement effectuée, mais que quand elle est nécessairement effectuée, elle ne peut être effectuée que dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire de telle manière qu'en tant que passage, elle soit passage à une plus grande puissance ou passage à une plus petite puissance. C'est beau ça, c'est bien. Hein. Je veux dire, là il vit quelque chose de très profond concernant ce qu'il faut appeler puissance. Donc être une manière d'être, c'est précisément être un passage. Être un mode, une manière d'être, c'est ça. La puissance n'est jamais une quantité absolue, c'est un rapport différentiel. C'est un rapport entre quantités, de telle manière que l'effectuation va toujours dans un sens ou dans l'autre. Dès lors, vous aurez deux pôles de l'existence, vous aurez deux modes d'existence. Exister sur le mode où je remplis ma puissance, j'effectue ma puissance dans de telles conditions que cette puissance diminue, et l'autre mode d'existence, exister sur un mode où j'effectue ma puissance de telle manière que cette puissance augmente. Alors, je voudrais que vous réfléchissiez, ça reste très abstrait, j'essaierai d'être plus concret la prochaine fois, que vous réfléchissiez, que ça tourne dans votre tête, savoir comment... C'est toujours intéressant. Déjà, d'après la question que tu m'avais posée la dernière fois, tu as tendance, toi, à mettre l'accent très vite. Tu as tendance à mettre l'accent très vite sur une notion authentiquement spinoziste, celle de tendance à persévérer dans l'être. Je dis ça parce que c'est intéressant pour toute lecture. Donc vous, quelqu'un qui lit, vous comprenez, c'est forcément quelqu'un qui met déjà des accents sur tel et tel point. C'est comme en musique, les accents ne sont pas donnés dans un texte. Alors voilà Comtesse qui, déjà la dernière fois, il me disait, bon c'est très joli tout ça, mais le conatus, ce que Spinoza appelle en latin le conatus, c'est-à-dire ce qu'on traduit d'habitude par la tendance à persévérer dans l'être, qu'est-ce que tu en fais?
Et moi, je lui répondais, eh ben, écoute, faut me pardonner, pour le moment, je ne peux pas l'introduire, parce que dans ma lecture, je mets des accents sur d'autres notions spinozistes, et la tendance à persévérer dans l'être, finalement, ça allait déjà de soi d'après ce que je disais, je la conclurai, quelque importance que je lui donne, je la conclurai d'autres notions, qui sont celles, pour moi, les notions essentielles, mais je ne dis pas du tout que j'ai raison, celles de puissance et d'affect. Aujourd'hui, tu reviens un peu au même thème. Ce qui revient, et ce qui me paraît très intéressant, ce qui est une manière de me dire, eh ben moi, je lis pas exactement, même si on est d'accord sur l'ensemble, tu me dis en gros, moi je lis pas exactement Spinoza comme toi, parce que moi je mettrais l'accent immédiatement sur tendance à persévérer dans l'être. Alors vous comprenez, à ce niveau, moi je trouve, il n'y a même pas lieu à une discussion, m'intéresse beaucoup ce que dit Comtesse, c'est comme pas du tout une lecture contradictoire. Lui, il vous proposerait évidemment une autre lecture, c'est-à-dire différemment accentuée. Quant au problème précis que tu viens de poser, ton premier, ce que tu annonçais comme un premier problème que tu me posais, moi, sur cette histoire homme raisonnable, homme dément, moi, je répondrai exactement au point où j'en suis. Là, je répondrai exactement ceci. Qu'est-ce qui distingue le dément et l'homme raisonnable selon Spinoza? Et inversement, en même temps, dans la même question, il y a qu'est-ce qui ne les distingue pas? De quel point de vue est-ce qu'ils n'ont pas à être distingués? De quel point de vue est-ce qu'ils ont à être distingués? Je dirais, pour moi, pour ma lecture, en tout cas, la réponse de Spinoza est extrêmement rigoureuse, quitte à ce qu'on ne la comprenne que plus tard. Si je résume la réponse de Spinoza, il me semble que ce résumé serait ceci. D'un certain point de vue, il n'y a aucune raison de faire une différence entre l'homme raisonnable et le dément. D'un autre point de vue, il y a une raison de faire une différence. Premièrement, du point de vue de la puissance, j'introduis toujours pas tendance à persévérer dans l'être. Sans doute que cette notion, elle me plaît moins que les autres, je sais pas, on choisit toujours. Du point de vue de la puissance, il n'y a aucune raison d'introduire une différence entre l'homme raisonnable et l'homme dément. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont la même puissance? Non, ça ne veut pas dire qu'ils ont la même puissance. Mais ça veut dire que chacun, autant pour autant qu'il est en lui, réalise, effectue sa puissance. C'est-à-dire, pour parler comme Spinoza et Comtesse à la fois, c'est-à-dire chacun autant qu'il est en lui s'efforce de persévérer dans son être. Donc, du point de vue de la puissance, en tant que chacun d'après le droit naturel s'efforce de persévérer dans son être, c'est-à-dire effectue sa puissance. Vous voyez, je mets toujours entre parenthèses effort là, parce que c'est pas qu'il s'efforce de persévérer, c'est pas qu'il l'essaie. De toute manière, il persévère dans son être autant qu'il est en lui. C'est pour ça que j'aime pas bien l'idée de conatus d'effort, qui ne traduit pas, il me semble, la pensée de Spinoza en fait. Car ce qu'il appelle un effort pour persévérer dans l'être, c'est le fait que j'effectue ma puissance à chaque moment, autant qu'il est en moi. En fait, c'est pas un effort. Genre, enfin, il me semble pas bon, peu importe. Mais du point de vue de la puissance, donc, je peux dire que chacun se vaut, non pas du tout parce que chacun aurait la même puissance. En effet, la puissance du dément n'est pas la même que la puissance de l'homme raisonnable, mais ce qu'il y a de commun entre les deux, c'est que quelle que soit la puissance, chacun effectue la sienne. Donc de ce point de vue, je ne dirais pas l'homme raisonnable vaut mieux que le dément. Je ne peux pas, j'ai aucun moyen de le dire. Chacun a une puissance, chacun effectue cette puissance autant qu'il est en lui. C'est le droit naturel, c'est le monde de la nature. Bon. De ce point de vue, je ne pourrais pas faire une différence, je ne pourrais établir aucune différence de qualité entre l'homme raisonnable et le fou. Mais, deuxième point, d'un autre point de vue, je sais bien que l'homme raisonnable est, entre guillemets, meilleur que le fou. Meilleur, ça veut dire quoi? C'est-à-dire sans doute plus puissant, au sens spinoziste du mot. Donc, d'un certain point de vue, d'un autre point de vue, de ce second point de vue,
Je dois faire et je fais une différence entre l'homme raisonnable et le fou. Bon, quel est cet autre point de vue? Moi, d'après ce que j'ai fait la dernière fois, ce que j'ai essayé d'expliquer la dernière fois, moi, ma réponse, selon Spinoza, ce serait exactement ceci. Du point de vue de la puissance, vous n'avez aucune raison de distinguer le raisonnable et le fou. Mais de l'autre point de vue, à savoir celui des affects, vous distinguez le raisonnable et le fou. D'où vient cet autre point de vue? Vous vous rappelez? La puissance est toujours en acte, elle est toujours effectuée. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il effectue? Les affects. Les affects sont les effectuations de la puissance. C'est-à-dire ce que j'éprouve en action ou en passion, c'est cela qui effectue ma puissance, à chaque moment, à chaque instant. Eh bien, si l'homme raisonnable et le fou se distinguent, ce n'est pas par la puissance. Chacun réalise sa puissance, donc c'est pas par la puissance. C'est par les affects. Les affects de l'homme raisonnable ne sont pas les mêmes que les affects du fou. Bon, d'où tout le problème de la raison sera converti par Spinoza en un cas spécial du problème plus général des affects. La raison désigne un certain type d'affect. Et ça, c'est très nouveau. Je n'ai pas besoin de dire que c'est une telle conception de la raison. C'est très nouveau. Dire la raison, elle ne va pas se définir par des idées. Bien sûr, elle se définira aussi par des idées. Elle ne se définira pas théoriquement, mais il y a une raison pratique qui consiste en un certain type d'affect, en une certaine manière d'être affecté. Ça pose un problème très pratique de la raison. Qu'est-ce que ça veut dire être raisonnable à ce moment-là? Forcément, c'est un ensemble d'affects, la raison, pour la simple raison que c'est précisément les formes sous lesquelles la puissance s'effectue dans telle et telle condition. Donc, à la question que vient de poser Comtesse, vous voyez, ma réponse serait relativement stricte. En effet, quelle différence y a-t-il entre l'homme raisonnable et le fou? D'un certain point de vue, aucune. Du point de vue de la puissance, d'un autre point de vue, énorme, du point de vue des affects qui effectuent la puissance. Deuxième question, si tu le veux bien. Comment c'est à propos de la différence que tu as faite entre la conception du droit naturel classique, Oui. Théron avait résumé, et la conception de droit naturel, c'est Hobbes. Oui. Et ça s'est fait. Qui est-ce que l'on peut dire que Spinoza est un disciple de Hobbes parce qu'il définit le droit naturel comme une puissance en acte? Parce que pour Spinoza, le pacte fonctionnel qui institue l'état social implique que cet état social, justement, n'est bon que s'il consolide ou augmente ma puissance propre comme expression de la puissance de la vie divine. Autrement dit, c'est dire que pour Spinoza, le droit civil, le droit de ce qu'il appelle la souveraine puissance de la nation, eh bien le droit civil, c'est ce qui prolonge, c'est ce qui continue d'une certaine façon, c'est ce qui poursuit le droit naturel. Or, justement, même si l'état de nature ou de guerre des loups devient la menace de l'état de société, il reste que l'état de Léviathan, c'est ce qui dessaisit du droit naturel. Il dessaisit du droit naturel les individus possessifs ou dévorateurs. Or, pour Spinoza, justement, la souveraine puissance de la nation continue la puissance naturelle. Il n'y a pas de dessaisissement. Donc là, il y a un problème de différence entre Spinoza et Hobbes. Et la monarchie libérale que pense Spinoza, la monarchie qu'il appelle bien établie, prévient la dégénérescence d'un État tyrannique qui n'assurerait ni la paix, ni la sécurité, ni la liberté. Donc le deuxième point, c'était que peut-être Spinoza n'est pas un disciple simple de Hobbes, parce que pour lui, il n'y a pas de discontinuité, de rupture, mais un prolongement entre
droit naturel et droit civil? Ma réponse est celle-ci. Là aussi, ça met en jeu des manières de lire, vous comprenez. Tu marques une différence entre Spinoza et Hobbes, et tu as complètement raison de la marquer, et tu la marques très exactement. La différence, si je la résume, est celle-ci. C'est que, pour l'un comme pour l'autre, Spinoza et Hobbes, on est censé sortir de l'état de nature par un contrat. Mais, dans le cas de Hobbes, il s'agit bien d'un contrat par lequel je renonce à mon droit de nature. Je précise immédiatement parce que c'est plus compliqué quand même que tu me l'as dit. S'il est vrai que je renonce à mon état de nature, à mon droit naturel, en revanche, le souverain, lui, ne renonce pas au sien. Donc, le droit de nature est conservé aussi par... Menacé sans cesse. D'accord. Il est conservé, mais d'une autre manière que chez Spinoza. Pour Spinoza, au contraire, dans le contrat, je ne renonce pas à mon droit de nature. Je ne renonce pas à mon droit de nature. Et il y a la formule célèbre de Spinoza dans une lettre, je conserve le droit de nature même dans l'état civil. Et cette formule célèbre de Spinoza, je conserve l'état de nature même dans l'état civil, signifie clairement, pour tout lecteur de l'époque, sur ce point, je romps avec Hobbes, qui, lui, d'une certaine manière, conservait aussi le droit naturel dans l'état de nature, dans l'état civil, mais seulement au profit du souverain. Mais encore, ce que je dis est trop vite, mais peu importe. Ça n'empêche pas que je disais Spinoza, en gros, est disciple de Hobbes. Oui, pourquoi? Parce que sur deux points généraux, mais fondamentaux, il suit entièrement ce qu'on peut appeler la révolution hobbesienne. Et que je crois que la philosophie politique de Spinoza aurait été impossible sans l'espèce de coup de force que Hobbes avait introduit dans la philosophie politique. Et quel est ce coup de force, ce double coup de force? J'ai essayé de le dire, quelle était la nouveauté vraiment prodigieuse, très très importante de Hobbes. C'est, première nouveauté, avoir conçu l'état de nature et le droit naturel d'une manière qui rompait entièrement avec la tradition cicéronienne. Or, sur ce point, Spinoza entérine entièrement la révolution de Hobbes. Deuxième point, dès lors, avoir substitué l'idée d'un pacte de consentement comme fondement de l'état civil, avoir substitué l'idée d'un pacte de consentement à la relation de compétence telle qu'elle était dans la philosophie classique, de Platon à saint Thomas. Or, sur ces deux points fondamentaux, l'état civil ne peut renvoyer qu'à un pacte de consentement et pas une relation de compétence, où il y aurait une supériorité du sage. Et toute la conception, d'autre part, de l'état de nature et du droit naturel comme puissance et effectuation de la puissance, ces deux points fondamentaux appartiennent à Hobbes. C'est en fonction de ces deux points fondamentaux, je dirais, la différence évidente que Comtesse vient de signaler entre Spinoza et Hobbes suppose et ne peut s'inscrire que dans une ressemblance préalable, ressemblance par laquelle Spinoza suit les deux principes fondamentaux de Hobbes. Ça devient ensuite un règlement de compte entre eux à l'intérieur de ces nouveaux présupposés introduits dans la philosophie politique par Hobbes. Et enfin, pour répondre complètement, quand tu parles de la conception politique de Spinoza, moi je crois on sera amené à en parler du point de vue toujours de ces recherches qu'on fait cette année sur l'ontologie. En quel sens est-ce que l'ontologie peut comporter ou doit comporter une philosophie politique?
faut pas oublier que quant aux histoires, quand tu as fait allusion là, à la monarchie libérale, oubliez pas qu'il y a tout un parcours politique de Spinoza, je le dis très vite là, comme j'en avais pas encore parlé, un parcours politique très fascinant, quoi. Parce qu'on peut pas même lire un livre de philosophie politique de Spinoza sans comprendre quel problème il pose, et quel problème politique il vit. Parce que les Pays-Bas, à l'époque de Spinoza, c'était pas simple, la situation politique. Or, tous les écrits politiques de Spinoza sont très branchés sur cette situation. Or, si vous voulez, c'est pas par hasard que Spinoza fait 2 livres de philosophie politique, l'un le traité théologico-politique, l'autre le traité politique, et qu'entre les deux, il s'est passé assez de choses pour que Spinoza ait évolué. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Pays-Bas ont toujours été, à cette époque-là, étaient déchirés entre 2 tendances. Il y avait la tendance de la Maison d'Orange, et puis il y avait la tendance libérale des frères de Witt. Or, les frères de Witt, dans des conditions d'ailleurs très obscures, qu'on verra, l'ont emporté à un moment. Bon, la Maison d'Orange, c'était pas rien, hein, c'était quand même une politique. Je veux dire, ça mettait en jeu tout, la politique extérieure, les rapports avec l'Espagne, la guerre ou la paix. Les frères de Witt étant fondamentalement pacifistes, ça mettait en jeu la structure économique. La Maison d'Orange appuyait les grandes compagnies. Les frères de Witt étaient très hostiles aux grandes compagnies. Tout ça brassait tout. Hein, cette opposition Maison d'Orange, frères de Witt. Or, les frères de Witt ont été liquidés, hein, c'est-à-dire assassinés. Assassinat des frères de Witt dans des conditions extrêmement pénibles. Spinoza a ressenti ça comme vraiment le dernier moment où il pourrait plus écrire, hein, parce que il pouvait y passer lui aussi, tout ça c'était pas simple. Et l'assassinat des frères de Witt lui a porté un coup, surtout qu'il semble bien que les frères de Witt, enfin que l'entourage des frères de Witt protégeait Spinoza. Or, le ton, la différence de ton politique entre le traité théologico-politique et le traité politique s'explique parce qu'entre les deux, il y a eu l'assassinat. Et que Spinoza, là, croit plus tellement à ce qu'il se disait encore avant, au moment du traité théologico-politique. Il se disait encore, oui, une monarchie libérale, ça peut se faire. Son problème politique, lui, il le pose d'une manière très belle, très actuelle encore. Il dit, il n'y a qu'un problème politique, finalement, il faudrait essayer de comprendre. Il ne faut pas faire de la satire, là aussi. Il faut comprendre, c'est-à-dire faire de l'éthique en politique, et comprendre quoi? Comprendre pourquoi est-ce que les gens se battent vraiment, se battent pour leur esclavage. Ils ont l'air d'être tellement contents d'être esclaves qu'ils sont prêts à tout pour rester esclaves. Comment expliquer un pareil truc, hein? Et ça le fascine. Et comment expliquer que les gens, oui, à la lettre, comment expliquer que les gens ne se révoltent pas? En même temps, révolution, vous ne trouverez jamais ça chez Spinoza. Mais pourquoi? Là, on dit des choses très bêtes. En même temps, il faisait des dessins. On a des dessins, non, on a une reproduction d'un dessin de lui très curieux. La vie de Spinoza, c'est une chose obscure, où il s'était dessiné lui-même. Il dessinait le soir, comme ça, quand il avait bien travaillé. Il s'était dessiné lui-même sous forme d'un révolutionnaire napolitain, qui était connu à l'époque. Et il avait mis sa propre tête. Il s'était dessiné en révolutionnaire, c'est bizarre. Mais en même temps, pourquoi est-ce qu'il ne parle jamais de révolte et révolution? Est-ce que c'est parce qu'il est modéré, Spinoza? Sans doute il est modéré, oui, c'est pas... Il doit être modéré, quoi qu'il y ait cette histoire du dessin révolutionnaire qui est bizarre. Mais même supposons qu'il soit modéré. Mais à ce moment-là, même les extrémistes hésitaient à parler de révolution. Même les gauchistes de l'époque, hein, et les collégiens, là, tous ces types qui étaient contre l'Église, tous ces catholiques étaient assez, ce qu'on appellerait aujourd'hui des catholiques d'extrême gauche. Hein, c'était très curieux. Bon, c'est des milieux très bizarres. Mais bon, pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas de révolution, les gens? Parce que, contrairement à ce qu'on dit, il y a une bêtise qu'on dit même dans les manuels d'histoire tout le temps, qu'il n'y a pas eu de révolution anglaise. Tout le monde sait, vous savez qu'il y a eu parfaitement une révolution anglaise, une formidable révolution anglaise. C'est la révolution de Cromwell. Et que la révolution de Cromwell a été le cas, mais un cas là, où tout est à la limite extrêmement pur, ça a été la révolution trahie aussitôt faite.
Quand on fait semblant aujourd'hui de découvrir le problème de la révolution trahie, faut pas charrier, hein, faut pas charrier. Tout le XVIIe siècle est plein de réflexions là-dessus. Comment est-ce qu'une révolution peut ne pas être trahie? Faut pas croire que c'est un nouveau problème de 1975 avec les droits de l'homme. Non, ou avec la découverte qu'il y a un goulag en Russie. La révolution, elle a toujours été pensée par les révolutionnaires à partir de ceci. Comment ça se fait que ce truc-là soit constamment trahi? Or, l'exemple moderne pour les contemporains de Spinoza, l'exemple récent, c'est la révolution de Cromwell, qui a été le plus fantastique traître à la révolution que lui-même Cromwell avait imposé. Et si vous prenez, là je dis là un peu n'importe quoi, mais c'est pour vous faire sentir que ce problème est très très présent chez les gens, si vous prenez alors bien après ce qu'on appelle le romantisme anglais, le romantisme anglais qui est un mouvement non seulement poétique, fantastique et littéraire, mais qui est un mouvement politique intense. Tout le romantisme anglais est centré sur le thème de la révolution trahie. Comment vivre encore alors que la révolution est trahie et semble avoir comme destination d'être trahie? Et le modèle qui obsède les grands romantiques anglais est le cas plus ancien, puisque du temps a passé, c'est toujours Cromwell, qui pour les révolutionnaires anglais est comme l'image à la fois fascinante et abjecte. L'image fascinante, là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Si vous voulez, Cromwell est vécu, là je crois que j'exagère à peine, exactement vécu à cette époque comme Staline l'est aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si Spinoza ne parle jamais de révolution, c'est qu'il ne parle pas de révolution. Personne n'en parle. Pas du tout parce qu'ils n'ont pas l'idée d'un équivalent dans la tête, c'est très différent. C'est, je crois, pour une toute autre raison, parce que le mot est absolument... ils excluent pas du tout des actions violentes, je crois, pas du tout. Ils appelleront pas ça révolution, parce que la révolution, c'est Cromwell pour eux. Enfin, il y a de ça, je dis, j'exagère peut-être, je sais pas, mais il y a de ça. Or, au moment du traité théologico-politique, Spinoza croit encore dans les chances d'une monarchie libérale. En gros. Là, ce que vient de dire Comtesse à la fin de sa seconde intervention, c'est vrai du traité théologico-politique, à mon avis. Ça n'est plus du traité politique. Les frères de Witt ont été assassinés. Il n'y a plus de compromis possible. Spinoza sait bien qu'il renonce, Spinoza là-dessus renonce à publier l'éthique. Spinoza sait que c'est foutu. Hein. Et finalement, à ce moment-là, Spinoza, semble-t-il, tendrait beaucoup plus à penser aux chances, mais sous quelle forme concrète, aux chances d'une démocratie. Et le thème de la démocratie apparaît beaucoup plus dans le traité politique que dans le traité théologico-politique qui en restait à la perspective d'une monarchie libérale. Mais une démocratie, ce serait quoi au niveau des Pays-Bas? C'est justement ce qui a été liquidé, les chances d'une démocratie, c'est ce qui a été liquidé avec l'assassinat des frères de Witt. Alors c'est pas facile. Et comme par symbole, comme on dit, Spinoza meurt quand il en est dans le traité politique au chapitre démocratie. Alors, on ne saura pas ce qu'il aurait dit dans ce chapitre. Voilà, mais si vous voulez... la remarque de Comtesse me paraît tout à fait juste sur la différence Hobbes-Spinoza. Je maintiens pourtant, pour les raisons que je viens de dire, que avant cette différence, et en un sens plus profond que cette différence, Spinoza peut bien être traité ou appelé sur un point précis disciple de Hobbes, puisque il dérive de cette révolution de Hobbes dans la philosophie politique. Troisième question, tu disais? Il me semble que c'est une question quand même entre Spinoza et Hobbes, une question de climat. Il me semble Sûrement. que Hobbes n'aurait jamais pu dire, comme M. Spinoza, dans le traité théologico-politique, il n'aurait jamais pu faire par exemple, la distinction de la différence que fait Spinoza entre le maître et l'esclave, le fils et le sujet, par exemple. Il n'aurait jamais
par le Fils éternel, ou le Dieu, c'est-à-dire le Christ, en tant qu'esprit et modèle à imiter, modèle d'imitation. Il n'aurait jamais pu dire ça. À mon avis, c'est un autre climat. T'as raison. C'est un climat t'as complètement raison. De très grande guerre, de très grande violence. Et Spinoza, il ne semble pas. Mais tu sais pourquoi Spinoza peut le dire et pas Hobbes? C'est parce que Spinoza est juif et Hobbes pas juif. Je veux dire, toutes les pages très très étranges de Spinoza sur le Christ, où il fait et où il trace le portrait d'un Christ à la lettre devenu indépendant de l'Église chrétienne, de l'Église catholique. Toute cette opération, n'est-ce pas, pouvait être menée que par un juif lui-même excommunié par les juifs. La situation de Spinoza lui permettait une chose comme ça. Hobbes, il n'aurait pas pu. Il aurait tenté ça, il passait en procès. Il passait. Alors, reste ce que tu dis de beaucoup plus important, que la violence, en effet, la violence des textes de Hobbes, et l'espèce au contraire de... Je dirais pas que c'est une douceur chez Spinoza, c'est pas du tout un homme, j'ai pas l'impression que c'est un homme doux, mais l'espèce de... comment dire, de... ouais... qu'est-ce que c'est ce contraire? C'est pas que ça manque de violence, c'est que c'est une violence très, très froide, très... C'est une violence, je ne pourrais pas la définir, cette violence de Spinoza, enfin, pas tout de suite, pas maintenant. Mais tu as raison sur la différence complète. Peut-être, si on reprend l'idée de Nietzsche que les philosophies expriment comme des tempéraments ou des instincts du philosophe, qu'est-ce que c'est qu'un instinct du philosophe? C'est évident qu'ils n'ont pas le même tempérament, c'est Spinoza, ça oui. Mais arriver à définir quel tempérament était celui de Spinoza, c'est un peu notre objet avec l'histoire des modes d'existence. En tout cas, d'accord sur cette troisième remarque, c'est absolument pas c'est pas le même style, c'est-à-dire c'est un autre monde, oui, c'est vrai ça, c'est vrai. Ouais. Le troisième point, c'est qu'il y a le dit, et ça serait le problème d'interroger la fonction justement du politique et Spinoza dans le rapport entre l'éthique et l'idéologie. Oui, ça complètement, mais ça nous appartient. Je veux dire, c'est... Le problème qui se poserait à propos, ça serait de se demander s'il n'y a pas toujours, dans l'histoire de la philosophie, est-ce qu'il n'y a pas toujours un rapport nécessaire entre les penseurs de l'être, même si chez Spinoza, par exemple, l'être et la vérité comme cause nécessaire de la liberté du désir, mais en tout cas quand même un penseur de l'être. Et le problème, c'est de savoir s'il n'y a pas un rapport nécessaire entre toute pensée de l'être et le plan d'organisation de l'État. Est-ce que tout penseur de l'être n'est pas amené à un certain moment à penser, comme le fait par exemple Spinoza dans le chapitre 4 et 5 du traité de ce qu'on a appelé l'autorité politique, n'est pas amené justement à fabriquer à un certain moment de sa pensée ontologique un plan d'organisation de l'État, donc de se référer d'une certaine façon à l'État ou au modèle d'État. Je te suivrai moins, moi je dirais un peu autre chose, qu'il y a un rapport fondamental entre l'ontologie et un certain style ou un certain type de politique. Ça, oui, on est d'accord. En quoi consiste ce rapport, on ne le sait pas encore. On le rencontrera cette année. Je suppose que ce rapport est fondamental. Mais en quoi consiste une philosophie politique qui se place dans une perspective ontologique? Est-ce qu'elle se définit par le problème de l'État? Je dirais pas spécialement, puisque les autres aussi. Une philosophie de l'un passera aussi par le problème de l'État. La vraie différence, elle m'apparaîtrait ailleurs, entre les ontologies pures et les philosophies de l'un. J'ai essayé de le montrer toutes les autres fois d'un point de vue théorique uniquement.
Les philosophies de l'un sont des philosophies qui impliquent fondamentalement une hiérarchie des existants. D'où le principe de compétence, d'où le principe des émanations. Le sage est plus compétent que le non-sage. Du point de vue des émanations, de l'un émane l'être, de l'être émane autre chose, etc. Les hiérarchies des néoplatoniciens. Donc, le problème de l'État, ils le rencontreront quand ils le rencontrent au niveau de ce problème, l'institution d'une hiérarchie politique. Il y a, pensez à la tradition néoplatonicienne, le mot hiérarchie intervient tout le temps. Il y a une hiérarchie céleste, il y a une hiérarchie terrestre, et tout ce que les néoplatoniciens appellent les hypostases sont précisément les termes dans une hiérarchie, dans l'instauration d'une hiérarchie. Ce qui me paraît frappant dans une ontologie pure, c'est à quel point elle répudie les hiérarchies. Et en effet, s'il n'y a pas d'un supérieur à l'être, si l'être se dit de tout ce qui est et se dit de tout ce qui est en un seul et même sens, c'est ça, au point où nous en sommes, c'est ça qui m'a paru être la proposition ontologique clé. Il n'y a pas d'unité supérieure à l'être. Et dès lors, l'être se dit de tout ce dont il se dit, c'est-à-dire se dit de tout ce qui est, se dit de tout étant, en un seul et même sens. C'est le monde de l'immanence. Ce monde de l'immanence ontologique est un monde essentiellement anti-hiérarchique. Au point que peut-être, bien sûr, il faut tout corriger. Chaque fois que je dis une phrase, j'ai envie de la corriger, bien sûr. Ces philosophes de l'ontologie nous diront, mais évidemment, il faut une hiérarchie pratique. L'ontologie n'aboutit pas à des formules qui seraient celles du nihilisme ou du non-être, du type « tout se vaut ». Et pourtant, à un certain égard, tout se vaut du point de vue d'une ontologie, c'est-à-dire du point de vue de l'être. Tout étant effectue son être autant qu'il est en lui. Un point, c'est tout. C'est la pensée anti-hiérarchique absolue. C'est une espèce, à la limite, c'est une espèce d'anarchie. Il y a une anarchie des étangs dans l'être. Ça, si vous voulez, c'est l'intuition de base de l'ontologie. Tous les êtres se valent. C'est une espèce de cri. Ben oui, après tout. La pierre, l'insensé, le raisonnable, l'animal, d'un certain point de vue, du point de vue de l'être, ils se valent. Chacun est autant qu'il est en lui. Et l'être se dit en un seul et même sens de la pierre, de l'homme, du fou, du raisonnable, etc. C'est une très belle idée. On ne voit pas ce qui leur fait dire ça, mais c'est une très belle idée. C'est une espèce d'idée, alors, qui elle-même implique sa cruauté, sa sauvagerie. C'est une espèce de monde très sauvage, quoi. Bon, alors, là-dessus, évidemment, ils rencontrent le problème politique. Mais la manière dont ils aborderont le problème politique dépend précisément de cette espèce d'intuition, de l'être égal, de l'être anti-hiérarchique. Et la manière dont ils pensent l'État, ce n'est plus le rapport de quelqu'un qui commande et d'autres qui obéissent. Et là, alors, en effet, je retrouve la remarque précédente de Comtesse. Chez Hobbes, le rapport politique, c'est le rapport de quelqu'un qui commande et de quelqu'un qui obéit. Ça, le rapport politique pur. Du point de vue d'une ontologie, c'est pas ça. Alors là, Spinoza serait pas du tout à la manière de Hobbes. Le problème d'une ontologie, c'est dès lors, en fonction de ceci, l'être se dit de tout ce qui est, c'est comment être libre, c'est-à-dire comment effectuer sa puissance dans les meilleures conditions. Et l'État, bien plus l'État civil, c'est-à-dire la société tout entière, est pensé comme ceci,
l'ensemble des conditions sous lesquelles l'homme peut effectuer sa puissance de la meilleure façon. Donc c'est pas du tout un rapport d'obéissance. L'obéissance, elle viendra en plus, ils sont pas idiots, ils savent bien que là-dedans il y a de l'obéissance. Mais l'obéissance devra être justifiée par ceci, qu'elle s'inscrit dans un système où la société ne peut signifier qu'une chose, le meilleur moyen pour l'homme d'effectuer sa puissance. L'obéissance est seconde par rapport à cette exigence-là. Tandis que dans une philosophie de l'un, l'obéissance est évidemment première. Elle est évidemment première, c'est-à-dire le rapport politique, c'est le rapport d'obéissance, c'est pas le rapport de l'effectuation de puissance. D'accord? Vous... Est-ce qu'on peut parler c'est pas évident. Ça dépend ce que tu as dans la tête. Au sens politique du mot aristocratie, aristocratie désigne un certain type de régime. Un certain régime où un groupe d'êtres qui se nomment eux-mêmes aristocrates commande aux autres. Donc, un type de régime qu'on peut distinguer de la monarchie, qu'on peut distinguer de la démocratie, etc. Bien. Ce régime, il a existé. Il y a eu des aristocraties dans les cités grecques, dans certaines cités grecques. Il y a eu des aristocraties dans certaines cités italiennes. Bon, ça existe. C'est un régime dit aristocratique. Si tu penses à d'autres sens du mot aristocrate ou d'autres emplois du terme aristocrate, par exemple celui que Nietzsche fait dans certains textes concernant l'aristocratie, aristocratie veut dire alors à ce moment-là quelque chose de complètement différent. Je voudrais pas... C'est ça que tu avais dans la tête? Oui. Oui, et ça, j'ose même pas aborder la question Nietzsche, parce que politiquement, ça devient tellement compliqué, tellement différent, et de Hobbes, et de Spinoza, et de... Quoi? Oui, le problème d'une ontologie à ce niveau, et on le retrouvera en effet chez Nietzsche, à ce niveau, c'est que, qu'est-ce qui est égal? Ce qui est égal, c'est très simple, c'est que chaque être, quel qu'il soit, de toute manière, effectue tout ce qu'il peut de sa puissance. Ça rend tous les êtres égaux. Les puissances ne sont pas égales. La puissance, par exemple, de la pierre et la puissance d'un animal, c'est pas la même. Mais chacun s'efforce de persévérer dans son être, c'est-à-dire effectue sa puissance. Donc de ce point de vue, tout se vaut, tous les êtres se valent. Ils sont tous dans l'être. Et l'être est égal. L'être se dit également de tout ce qui est. Alors tout ce qui est n'est pas égal, c'est-à-dire n'a pas même puissance. Mais l'être qui se dit de tout ce qui est, lui, il est égal. Vous comprenez? Bon, là-dessus, ça n'empêche pas qu'il y a des différences entre les êtres. Alors, du point de vue des différences entre les êtres, peut se rétablir toute une idée de l'aristocratie. Ça, oui. À savoir, il y en a de meilleurs. Il y en a de meilleurs. C'est un peu ce qu'on avait vu. Je veux dire, toute la dernière fois, si j'essaie de résumer, comprenez où on en était la dernière fois, avant que j'aborde un nouveau thème. La dernière fois, on posait un problème très précis, puisque notre but de toute l'année, c'est l'ontologie. Donc, il faudrait ne pas le perdre de vue. Le problème que j'ai traité finalement jusqu'à maintenant, c'est ceci. Quel est le statut, non pas de l'être, mais de l'étant? C'est-à-dire, quel est le statut de ce qui est du point de vue d'une ontologie? Quel est le statut de l'étant ou de l'existant du point de vue d'une ontologie? Et la dernière fois, j'ai essayé de dire quel était le statut de l'existant chez Spinoza, ce statut de l'existant constituant le corrélat de l'ontologie, à savoir constituant une éthique. Vous voyez, l'éthique, c'est le statut de l'existant ou de l'étant,
L'ontologie, c'est le statut de l'être. Or, l'être se dit de l'étant ou de l'existant. Eh bien, et ma réponse était double. Le statut de l'étant dans l'ontologie de Spinoza, il est double. D'une part, distinction quantitative entre les étants. De quel point de vue? Quelle quantité? Quantité de puissance. Les étants sont chacun des degrés de puissance. Donc, distinction quantitative entre les étants, du point de vue de la puissance. D'autre part, et en même temps, distinction qualitative entre les modes d'existence. De quel point de vue? Du point de vue des affects qui effectuent la puissance. Et ce que j'avais essayé de montrer, c'était que ces deux conceptions, celle de la conception quantitative, celle de la distinction quantitative entre existants, et l'autre point de vue, celui de l'opposition qualitative entre modes d'existence, loin de se contredire, s'imbriquaient l'un dans l'autre tout le temps. C'est ça, je crois, si vous n'avez pas compris ça, c'est ennuyeux. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Donc, ça finissait, si vous voulez, cette première rubrique. Finalement, dans ce premier trimestre, on aura fait une première grande rubrique. L'ontologie, qu'est-ce que ça veut dire l'ontologie et comment ça se distingue de philosophies qui ne sont pas des ontologies. Deuxième grande rubrique, quel est le statut de l'étant du point de vue d'une ontologie pure comme celle de Spinoza? Voilà. Si vous êtes prêts, je passe à une troisième rubrique. Je ne comprends pas trop. Ça veut dire de parler d'anarchie des éléments en fait. C'est-à-dire qu'il me semble que dans la conception initiale, on parle Si vous le comprenez parfaitement, d'après ce que vous venez de dire, j'espère en tout cas, car vous dites, par exemple, du point de vue d'une pensée de la hiérarchie, ce qui est premier, c'est la différence, hein, et on va de la différence à l'identité. J'ajoute juste, c'est très juste ce que vous dites, mais j'ajoute juste, de quel type de différence s'agit-il? Réponse, c'est finalement toujours une différence entre l'être et quelque chose de supérieur à l'être. Puisque ça va être une différence dans le jugement, la hiérarchie. Elle implique une différence dans le jugement. Donc, le jugement se fait au nom d'une supériorité de l'un sur l'être. Hein. On peut juger de l'être parce qu'il y a précisément une instance supérieure à l'être. Donc, la hiérarchie est inscrite dès cette différence, puisque la hiérarchie, son fondement même, c'est la transcendance de l'un sur l'être. D'accord ? Et ce que vous appelez différence, c'est exactement cette transcendance de l'un sur l'être. Quand vous invoquez Platon, la différence n'est première chez Platon qu'en un sens très précis, à savoir l'un est plus que l'être. Donc c'est une différence hiérarchique. Quand vous dites, en revanche, l'ontologie, elle va de l'identité, ce ne serait pas exactement ça, en tout cas elle va de l'être aux étants.
C'est-à-dire, elle va, mettons, du même ou de l'être, n'est-ce pas, hein, ce qui est, et seul ce qui est diffère. Elle va donc de l'être aux différences. C'est pas une différence hiérarchique. Tous les êtres sont également dans l'être. Au Moyen-Âge, on verra tout ça, on reverra tout ça de tout près, de plus près. Il y a une école très très importante. Vous savez, ces écoles du Moyen-Âge, on ne peut pas les liquider en disant que c'était la grande époque de la scolastique. Hein, parce que... Et il y a une école qui a reçu le nom d'école de Chartres. Et l'école de Chartres, ils dépendent assez, ils sont très proches de Duns Scott, dont je vous ai un tout petit peu parlé. Et ils insistent énormément sur le terme latin « égalité ». L'être égal. Ils disent tout le temps, l'être, il est fondamentalement égal. Ça ne veut pas dire que les existants ou les étants soient égaux, non. Mais l'être est égal pour tous. Ce qui signifie d'une certaine manière, eh bien oui, tous les étants sont dans l'être. C'est là que, ensuite, quelle que soit la différence à laquelle vous atteindrez, puisqu'il y a une différence, il y a une non-différence de l'être, et il y a des différences entre les étants, ces différences ne seront pas conçues de manière hiérarchique. Ou alors ce sera conçu de manière hiérarchique très très secondairement, très pour rattraper, pour concilier des choses. Mais dans l'intuition première, la différence n'est pas hiérarchique. Alors que dans les philosophies de l'un, la différence elle est fondamentalement hiérarchique. Je dirais beaucoup plus la différence dans l'ontologie, la différence entre les étants, elle est quantitative et qualitative à la fois. Différence quantitative des puissances, différence qualitative des modes d'existence. Mais elle n'est pas hiérarchique. Alors bien sûr, ils parlent souvent comme s'il y avait une hiérarchie, ils diront très bien, ils diront évidemment, l'homme raisonnable vaut mieux que le méchant. Mais il vaut mieux en quel sens et pourquoi? C'est pas pour des raisons de hiérarchie, c'est pour des raisons de puissance et d'effectuation de puissance. Enfin, on verra tout ça, je crois, progressivement. Alors, justement, progressivement, je voudrais passer à une troisième rubrique qui s'enchaîne avec la seconde et qui reviendrait à dire, bon, eh bien, si l'éthique, j'ai défini comme deux coordonnées de l'éthique. La distinction quantitative du point de vue de la puissance, l'opposition qualitative du point de vue des modes d'existence. Et j'ai essayé de montrer la dernière fois comment on passait perpétuellement de l'un à l'autre. Bon. Je voudrais commencer un troisième titre qui est de ce même point de vue de l'éthique. Alors, quelle est la situation et comment se pose le problème du mal? Car, encore une fois, on a vu que ce problème se posait d'une manière aiguë. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que j'ai commenté, je ne vais pas revenir sur ce point, je le rappelle juste, en quel sens la philosophie classique de tout temps, vraiment de tout temps, avait érigé cette proposition paradoxe, en sachant bien que c'était un paradoxe, à savoir le mal n'est rien. Mais justement, le mal n'est rien. Je vous disais, comprenez qu'on peut lire ça comme ça et se dire, bon, ben c'est une manière de parler, oui. Mais bizarrement, ce n'est pas une manière de parler, c'est au moins deux manières de parler possibles et qui ne se concilient pas du tout. Car lorsque je dis le mal n'est rien, vous savez, je ne reviens pas sur le commentaire que j'ai fait de la formule, mais lorsque je dis ça, le mal c'est rien, le mal n'est rien, eh bien, je peux vouloir dire une première chose. Je peux vouloir dire le mal n'est rien parce que tout est bien. Si je dis tout est bien, comment ça s'écrit tout est bien? Ça s'écrit T-O-U-T-S-T, grand B-I-E-N. Si vous l'écrivez comme ça, tout est bien, grand B, vous pouvez commenter la formule mot à mot. Ça veut dire, tout est, ça veut dire, il y a l'être, bien, l'un est supérieur à l'être. Et la supériorité de l'un sur l'être fait que l'être se retourne vers l'un comme étant le bien. En d'autres termes, le mal n'est rien veut dire forcément le mal n'est rien puisque c'est le bien supérieur à l'être qui est cause de l'être. En d'autres termes, le bien fait être.
Le bien comme raison d'être. Le bien, c'est l'un comme raison d'être. L'un est supérieur à l'être. Tout est bien, ça veut dire, c'est le bien qui fait être ce qui est. C'est pas tout à fait Richard. C'est exactement, je suis en train de commenter Platon. Donc ça marche. Si tu m'avais dit ça n'est pas platonicien, j'aurais été inquiet parce que. Je n'ai pas écouté cette année mais comme vous voyez le mot étant, est-ce que vous lui donnez le sens à figure? Est-ce que vous avez défini l'étang qui est dans. Oui, oui, j'ai très bien défini. Très bien. Très bien défini. Brièvement, mais très bien. J'ai dit c'est pas l'être, c'est ce qui est. Non, alors c'était pas en un sens Heidegger. Mais Heidegger, il n'a jamais dit autre chose. Hein. Donc, d'accord. Attends un peu. Attends. Vous comprenez, donc le mal n'est rien, ça veut dire seul le bien fait être et Corella fait agir. C'était l'argument de Platon, on l'a vu, le méchant n'est pas méchant volontairement, puisque ce que le méchant veut, c'est le bien. C'est un bien quelconque. Bon. Je peux donc dire, le mal n'est rien. Au sens de seul le bien fait être et fait agir, donc le mal n'est rien. Dans une ontologie pure, où il n'y a pas d'un supérieur à l'être, je dis le mal n'est rien. Finalement, il n'y a pas de mal, il y a de l'être. D'accord. Mais ça m'engage à quelque chose de tout à fait nouveau. Si le mal n'est rien, c'est parce que le bien n'est rien non plus. Vous voyez, c'est donc pour des raisons tout à fait opposées que je peux dire dans les deux cas le mal n'est rien. Dans un cas, je dis le mal n'est rien parce que seul le bien fait être et fait agir. Dans l'autre cas, je dis le mal n'est rien parce que le bien non plus. Parce qu'il n'y a que de l'être. Or, on avait vu que là aussi, cette négation du bien comme du mal n'empêchait pas Spinoza de faire une éthique. Comment est-ce que je peux faire une éthique si il n'y a ni bien ni mal? Vous voulez, à partir de la même formule, à la même époque, si vous prenez la formule « le mal n'est rien », signée Leibniz et signée Spinoza, ils disent, tous les deux emploient la formule « le mal n'est rien ». Mais elle a deux sens absolument opposés. Chez Leibniz, qui lui dérive de Platon, et chez Spinoza, qui fait une ontologie pure. Alors ça se complique. D'où mon problème. Quel est le statut du mal du point de vue de l'éthique, c'est-à-dire de tout ce statut des étants, des existants? Surtout qu'il va y avoir un problème très important, là, comme pratique, on va entrer vraiment dans les points où l'éthique est vraiment une pratique. Or, je dis à cet égard qu'on dispose, et je vous en avais prévenu, que je voudrais bien que vous le lisiez ou relisiez, d'un texte de Spinoza exceptionnel. Ce texte de Spinoza exceptionnel, c'est un échange de 8 lettres, 4 pour chacun. 4 pour chacun. 4. C'est pas très long. Un échange de 8 lettres avec un jeune homme qui s'appelle Blienberg. Un jeune homme des Pays-Bas, un jeune homme de là-bas, qui écrit à Spinoza. Spinoza ne le connaît pas. Tout est important. Parce qu'il y a des mystères dans cette correspondance immédiatement. L'objet de cette correspondance est uniquement le mal. Où Blienberg, le jeune Blienberg, dit à Spinoza, eh bien, expliquez-vous un peu sur le mal. Chose très curieuse, les commentateurs, là aussi, c'est lisez le texte, parce que c'est vous qui déciderez. Beaucoup de commentateurs, par exemple les éditeurs de la Pléiade, décident en note, toujours facile, que Blienberg est un idiot. Un idiot, qu'il est idiot, stupide et confus. Moi, je lis ces lettres, j'ai pas du tout cette impression. J'ai l'impression que Blienberg est un drôle de type, mais pas du tout stupide ni confus.
D'abord, une chose me donne d'avance raison. 4 lettres pour Spinoza, c'est beaucoup. Spinoza, il n'aime pas beaucoup écrire des lettres, hein, ou alors il l'écrit à des amis sûrs. Il n'aime surtout pas écrire à des étrangers. Hein. Il se dit toujours, qu'est-ce qui va me tomber dessus, je sais pas. Donc, il écrit très peu. D'autre part, Spinoza déteste l'insolence. Hein. Il n'aime pas qu'on soit insolent, qu'on soit mal élevé. Il n'aime pas ça, c'est son affaire. Hein. Or, dès sa seconde lettre, Blienberg commence à ricaner et à faire des sommations. À dire à Spinoza, expliquez-vous, je vous somme de... Alors quoi? À inventer des conséquences grotesques du spinozisme. Enfin, assez désagréable. Bref, un chieur, quoi. Blienberg, mais pas du tout un idiot. Hein. Agaçant, il est très agaçant. Il est très agaçant. Or, je remarque aussi que Spinoza n'aime pas du tout les gens agaçants. Hein. Les gens qui l'embêtent et à qui il faut répondre. Il n'a pas le temps, d'abord. C'est tout simple, il n'a pas le temps, il n'aime pas ça. Et Spinoza le remarque dès la seconde lettre. Dès sa seconde lettre à lui, Spinoza devient très sec. Hein, et lui dit, ça va, hein, Blienberg, qu'est-ce que tu crois, hein, tu me lâches, tu vas me lâcher, oui. Mais là où je dis qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il continue la correspondance. Or, à ma connaissance, ça s'est jamais vu chez Spinoza, ça. Il a reçu beaucoup de lettres d'injures, on a des lettres d'injures contre Spinoza, il répond pas, hein, il répond pas. Les lettres désagréables, il répond pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Si le type était idiot, Spinoza répondrait pas. Et pourquoi est-ce que Spinoza supporte un ton qu'il n'aime pas du tout, lui, Spinoza? Pourquoi est-ce qu'il supporte? Pourquoi est-ce qu'il consent à répondre à tout ça? J'ai bien une réponse, c'est pour vous donner une espèce de sentiment de l'importance de ce texte. J'ai bien une réponse, c'est que Blienberg est le seul qui ait pris Spinoza sur un problème précis où Spinoza ne s'était jamais expliqué ailleurs, à savoir le problème du mal. Et que ce sujet fascine Spinoza. Dès lors, il accepte tout ce qu'il y a de désagréable chez Blienberg, tout ce qu'il y a de genre petit con, là, il accepte. Il répondra. Parce qu'il veut pour lui-même mettre au point cette histoire du mal. Et il va répondre. Et il passera par-dessus les insolences de Blienberg. Parce qu'il sent que Blienberg est quand même très intelligent. Et en effet, Blienberg ne le lâche pas. Et le coup prodigieux de Blienberg, pour lui faire un hommage malgré tout, c'est que Blienberg force Spinoza à dire des choses que lui, Spinoza, n'aurait jamais dites. Hein. Et des choses très imprudentes. On le verra dans le texte, des choses très curieuses, des déclarations, des espèces de paradoxes sur le mal, qu'on s'étonne vraiment de trouver sous la plume de Spinoza. Or ça, c'est grâce à Blienberg. Or, mon interprétation, ce serait uniquement que Spinoza accepte cette correspondance parce que c'est un cas unique où il voit l'occasion de s'expliquer sur ce problème du mal. Ce qui confirmerait cela, c'est que comment est-ce que Spinoza arrête la correspondance? Tout d'un coup, Blienberg perd les pédales. D'abord, il fait une imprudence, il va voir Spinoza. Alors qu'on a voir Spinoza, il supportait déjà pas bien les lettres, mais les visites. Donc, du coup, là, Spinoza, il voit un petit moment Blienberg, et puis ça va, salut, quoi. Et là-dessus, Blienberg écrit à Spinoza et rompt le pacte implicite qu'il y avait comme entre eux. C'est-à-dire, il se met à lui poser des questions dans tous les sens sur l'éthique. Il sort du problème du mal. Et là, alors, Spinoza lui renvoie une lettre immédiate. Non, au contraire, il tarde longtemps à répondre à cette dernière lettre de Blienberg, et une lettre d'une grande sécheresse en disant non, hein, pas d'autres questions. Tu avais droit à une question, tu sors de la question, fini. Hein. Je ne veux plus te voir, je ne veux plus te lire, lâche-moi là. Or, c'est très curieux ça. Il a accepté tout, Spinoza, je veux dire, il a accepté d'être traité d'une manière dont il n'aime pas être traité, le temps des 8 lettres, le temps de s'expliquer sur ce problème du mal. Bon, je dis, ce problème du mal est bien au cœur de l'éthique. Et pourtant, il n'est pas traité dans l'éthique. C'est dans cette correspondance avec Blienberg qu'il est traité explicitement.
Je crois que c'est ce problème qui peut maintenant nous faire faire un grand bond. Quant à notre question qui reste, je dis ça pour que vous vous rappeliez, qui reste fondamentalement quel est le rapport de l'existant et de l'être. Quel est le rapport de l'étant et de l'être. Alors c'est pour ça que là, je voudrais comme repartir à partir de ce problème du mal très doucement. Et je dis Blienberg dès sa première lettre. Blienberg fonce et dit à Spinoza, eh ben, expliquez-moi ce que veut dire Dieu a défendu à Adam de manger la pomme, le fruit, et pourtant Adam l'a fait. C'est-à-dire Dieu a interdit quelque chose, l'homme, l'existant, a passé outre à cette interdiction. Et bien, comment ça se passe dans votre système à vous, là, dans votre ontologie? Et déjà, à ce moment, Blienberg connaît très mal Spinoza, il ne connaît pas l'éthique. Hein. Forcément qu'il n'était pas un texte public. Il ne connaît pas, donc il ne s'adresse même pas à Spinoza en tant que Spinoza, il s'adresse beaucoup plus à Spinoza. C'est une manière, on dirait aujourd'hui autre chose, mais ça reviendra au même. Hein. On prendra un autre exemple. Bien. Et ce qui est important, c'est la réponse de Spinoza dès sa première lettre. Ça, c'est vraiment leur attaque. Spinoza répond en quelque sorte d'accord. Il répond déjà à Blienberg à peu près, oh oui, ton ton, il me plaît pas beaucoup, mais d'accord, pour ce problème, je vais t'expliquer un peu. Et il lui répond une chose vraiment très très curieuse, alors, très curieuse. Au point qu'il faut lire plusieurs fois le texte, on se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Et je le lis, le texte. L'interdiction du fruit de l'arbre, là c'est Spinoza qui répond donc à Blienberg. L'interdiction du fruit de l'arbre consistait seulement dans la révélation faite par Dieu à Adam. L'interdiction du fruit de l'arbre consistait seulement dans la révélation faite par Dieu à Adam des conséquences mortelles qu'aurait l'ingestion de ce fruit. Point et virgule. C'est ainsi que nous savons par lumière naturelle qu'un poison donne la mort. Lire un texte comme ça, si je numérote les paradoxes de la correspondance avec Blienberg, je dis que ça commence déjà par un paradoxe très très curieux. Puisque Spinoza répond essentiellement, voilà, vous parlez au nom. En fait, lorsque vous dites Dieu a défendu à Adam de manger du fruit, vous énoncez pas un fait, vous donnez déjà une interprétation. Il se trouve que cette interprétation, c'est celle de l'Ancien Testament. C'est une interprétation. C'est pas un fait. Vous racontez une histoire. L'histoire même que raconte l'Ancien Testament. Et cette histoire, elle implique un certain code, on dirait aujourd'hui. Quel est le code? C'est le système du jugement. Vous traduisez un fait, il y a bien un fait. Spinoza va essayer de le découvrir, le fait. Mais quand vous racontez Dieu a interdit quelque chose à Adam et Adam l'a quand même fait, c'est une histoire, oui, c'est bien, c'est intéressant. C'est une histoire qui a son code et le code, c'est le système du jugement. Pourquoi c'est le système du jugement? Parce que ça implique un premier jugement, jugement prohibitif de Dieu. Tu ne feras pas cela. Tu ne feras pas cela. Premier jugement de Dieu. En effet, il n'y a rien de fait encore. C'est du domaine du jugement. Il n'y a pas de fait. Adam, il n'a encore rien fait. Et Dieu lui dit, tu ne mangeras pas du fruit. C'est un jugement divin. Ne mange pas du fruit. C'est un impératif divin. C'est un jugement. Deuxième chose. Deuxième jugement. Adam juge qu'il est bon pour lui de manger du fruit. C'est le fameux faux jugement.
Troisièmement, jugement de sanction, Dieu condamne Adam. Et la sanction, c'est qu'il est chassé du paradis. Là-dedans, à tous les étages, à toutes les étapes, quelqu'un a jugé. C'est-à-dire, on a substitué des jugements aux faits. Voilà ce qu'est en train de nous dire Spinoza. Vous avez substitué des jugements aux faits. La philosophie du jugement, pour Spinoza, c'est la catastrophe. En effet, encore une fois, le jugement implique le primat de l'un sur l'être. Juger l'être, ça ne peut se faire qu'au nom de quelque chose qui est supérieur à l'être. Et toutes les philosophies du jugement, je crois, s'opposeront précisément à cet égard à une ontologie. Bien. Vous voyez, Spinoza, il dit d'accord, bon, tout ça, on peut toujours me raconter cette histoire, mais cette histoire, elle appartient entièrement au système du jugement. Si j'essaie en revanche de saisir un fait là-dedans, où est le fait? Ça n'implique pas de jugement. Vous supprimez les jugements. Qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste le fait suivant. Adam mange d'un fruit et il perd de la perfection, c'est-à-dire de la puissance. Voilà le fait. Voilà le fait supposé. C'est une très bonne méthode, ça, chercher le fait. Adam mange le fruit et perd, et par là même perd de sa perfection, c'est-à-dire de sa puissance. Remarquez que dans le fait tel que je l'énonce actuellement, je n'ai pas retenu Dieu avait interdit, qui était un jugement. On va voir si je peux l'intégrer dans le fait, ça, le pseudo-interdit de Dieu. Mais on en reste là. On cherche toujours à creuser ce fait. Dieu a mangé du fruit et Adam Adam a mangé du fruit et voilà, il a perdu de sa perfection, c'est-à-dire de sa puissance. Spinoza, il n'y va pas vraiment, il n'y va pas de main morte. Hein. C'est ainsi que nous savons par la lumière naturelle qu'un poison donne la mort. En d'autres termes, il dit explicitement, la pomme, elle a agi sur Adam comme un poison. Adam, il n'a pas du tout fait quelque chose de défendu. Adam, il s'est empoisonné. Ah bon, oh, ça change tout. Je croyais qu'il avait fait quelque chose de défendu, mais pas du tout. Il a eu quoi? Alors là, déjà, on va faire comme un bond en avant pour plus tard, mais il faut aller vraiment lentement. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Adam, juste? Perdre de sa perfection, c'est-à-dire de sa puissance, c'est quoi? Vous voyez, c'est pas une sanction. La sanction, ça implique le jugement. C'est pas Dieu qui a puni Adam. Ça arrive tout le temps dans la nature, ça, ces trucs-là, une bête qui mange quelque chose qui n'est pas bonne pour elle. On dit après que la bête, elle est morte. C'est ainsi que nous savons, etc., qu'un poison donne la mort. On dit, tiens, oh, elle est morte. Là, c'est pas un jugement, c'est l'énoncé d'un fait. Elle est morte. Ah, elle bouge plus, quoi. Ou bien elle est malade. Elle est malade. Adam a mangé quelque chose qui le rendait malade. La maladie, c'est la diminution de puissance. Qu'est-ce que c'est être malade? C'est perdre de la puissance. Bon, quelle différence il y a entre santé et maladie? Là, la santé, on commence à tenir un problème. On commence à tenir un problème, mais est-ce que ne va pas appartenir à l'éthique et à l'ontologie de faire une espèce de conversion des valeurs du bien et du mal en santé-maladie? Est-ce que l'éthique ne va pas être fondamentalement une médecine, autre chose qu'une médecine, et quel genre de médecine?
Bon, je reviens. Pour ça, allons très très lentement. Il a mangé sa pomme, Adam, hein, et il est malade. Il s'est empoisonné. Donc il tombe malade. Tomber malade, ça veut dire devenir moins puissant. C'est bien connu, quand je suis malade, je ne peux plus faire certaines choses que je pouvais faire avant. Bien. En fait, ça arrive tout le temps, je dis des bêtes, en effet, mangent juste ce qu'il leur faut pas. Les chats, par exemple, dans la nature, il leur arrive de manger là, des choses qui sont des poisons pour eux. Les rats, ils ne cessent pas de manger des... Non, les rats, ils sont tellement intelligents, contrairement aux chats, ils évitent. Mais même, parfois, même un rat y passe, c'est-à-dire, bon. Et nous, tout le temps. En d'autres termes, Spinoza est en train de nous dire, de nous glisser à nous dans l'oreille, et à l'oreille de Blienberg, mais Adam, il a eu qu'un tort, c'est que manger la pomme, il n'en était pas capable. Il n'en était pas capable, ça veut dire quoi? Ben, je ne suis pas non plus capable d'avaler de l'arsenic. D'accord. La bêtise d'Adam, c'est de ne pas avoir compris qu'il n'était pas capable de faire ça. Ça se complique alors. Hein. C'est ainsi que nous savons que nous ne savons pas qu'un poison donne la mort. Alors, il est temps que je rattrape dans le fait l'interdit, le pseudo-interdit de Dieu. Le texte le dit formellement. Dieu a bien fait, mais pas du tout une défense à Adam, qui serait de l'ordre du jugement. Il lui a fait une révélation. Là, admirez, tous les mots sont importants, une révélation, c'est pas un jugement. Une défense et un jugement. Ne fais pas ceci. Une révélation. Il lui a fait savoir, par quel moyen, peu importe, là, Spinoza, il n'y avait pas. Il lui a fait savoir quoi? Ben, Dieu, dans son immense bonté, d'accord, ça, on peut garder ce bout, a fait savoir à Adam que le fruit agirait sur lui comme un poison. Seulement Adam n'a rien compris. Ayant l'entendement faible, Adam étant vraiment pas malin, il n'a rien compris. Dieu lui fait savoir que ce fruit est un poison. C'est gentil, parce que sinon, comment est-ce qu'on peut savoir qu'un fruit est un poison? Je me promène dans la forêt, je vois des fruits admirables. Comment je peux savoir que c'est un poison? De 3 manières. Je le mange et je m'écroule. C'est la méthode Adam. C'est pas la méthode. Bon, je suis malade. Première manière. Deuxième manière, j'observe. J'ai mon chat dans ma poche, je lui fais manger un bout du fruit. Il est pris de convulsions et crève. Je peux conclure par expérience que ce fruit est un poison. J'aurais expérimenté. Ça implique une certaine sagesse. Seconde méthode possible, c'est la méthode expérimentale. Troisième méthode, méthode divine. Dieu m'épargne l'expérience et me fait savoir que c'est un poison. Il me révèle que c'est un poison. Par quoi? Lisons les livres des prophètes par un signe que j'interprète. Les prophètes procèdent comme ça. Et Spinoza a une admirable et très belle théorie du prophétisme et des signes prophétiques dans le traité théologico-politique. Mais on conçoit que Dieu puisse faire en effet une révélation à Adam. Il en a bien fait à Moïse, il en a bien fait aux prophètes. Il peut faire une révélation à Adam pour lui dire ce fruit est un poison. Adam ne comprend rien. Du coup, il se dit, là il est vraiment comme ça, il se dit, ah bon, qu'est-ce qu'il me dit là, Dieu? Et, oui, tout à fait, comme Rantanplan, il dit, ah, qu'est-ce qu'il me dit, mon Dieu? Et il comprend que Dieu lui défend quelque chose. Mais Dieu lui défend rien du tout. Dieu met une affiche, par gentillesse, comme ça, il met une affiche sur le fruit, poison.
L'autre s'est dit, oh là là, Dieu m'interdit de manger du fruit. Pas du tout, Dieu s'en fout. Complètement. Ça lui est égal. C'est égal. Il a prévenu Adam, ça lui est complètement égal. Et Adam se dit, Dieu me le défend. Qu'est-ce qui doit être bon, ce fruit? Il doit être bon. Non? Il mange le fruit. Donc, le fait, c'est quoi? Encore une fois, le fait, c'est ceci. Dieu, voilà, notre réduction au fait. On a converti le système du jugement en un simple fait, complexe mais unique. Dieu avait révélé que le fruit était un poison. Adam a quand même mangé le fruit et il est tombé malade. Bien. Il est tombé malade. Est-ce que ça ne doit pas nous ouvrir là, des horizons? Et je commence... vous acceptez juste ce point de départ de Spinoza et je voudrais déjà le commenter au maximum. Hein, parce que si on tient ça, ça a l'air un peu d'une proposition d'humour. Quand vous lirez le texte, à vous là aussi de mettre vos accents. Je crois que Spinoza a une jubilation intense en extrayant ce prétendu fait de l'histoire du jugement. Il peut pas ne pas savoir lui-même ce qu'il est en train d'agiter, et il ne peut pas ne pas penser, par exemple, à l'état dans lequel les prêtres sont, en lisant les prêtres de l'époque. Maintenant, ils sont habitués, mais quel état les prêtres pouvaient être en lisant des trucs comme ça, quoi. Ah oui, Spinoza, vous savez, ce qu'il raconte sur Adam, attends, je crois que c'est un texte de grand humour philosophique. Hein. C'est un grand texte, oui, d'humour juif, d'humour positiviste et d'humour tout court. On prenait sur la place d'Alton, alors que les autres prenaient sur les fruits. Là, il comprend tout, Jérémie, Daniel, et ils ne comprennent rien à Adam. Oui, en effet, puisqu'il s'oppose à toute la tradition Adam, l'homme parfait. Pour lui, c'est très important qu'Adam, il ne peut pas être un homme parfait. Le peu de perfection qu'il a, il l'a perdu le premier coup, il n'avait pas grande perfection. Alors, oui. Pour tout mélanger, elle serait kierkegaardienne. Adam aurait l'angoisse devant cet interdit dont il ne sait même pas quel est le sens. Mais encore une fois, je rappelle que pour Spinoza, et c'est de Spinoza qu'on s'occupe, il n'y a pas d'interdit, il n'y a absolument pas d'interdit, il n'y a absolument pas d'histoire, il n'y a absolument pas d'angoisse d'Adam. Bien, fait qu'Adam, là, s'empoisonne. Et c'est ça uniquement le fait. Bon, je veux dire, et c'est ça, donc, retenez juste ça, mais je voudrais déjà en tirer des conséquences comme éthiques. Pour vous montrer que cette proposition, Adam mange du fruit et tombe malade parce qu'il s'empoisonne, elle est assez inépuisable. Avant même qu'on cherche ce qu'elle veut dire philosophiquement, je crois. Tirons-en les conséquences. Je crois qu'il y a déjà beaucoup de conséquences pratiques, c'est-à-dire éthiques. Finalement, il y a une expression assez courante, s'empoisonner la vie. Il y a des gens qui s'empoisonnent la vie. Ça veut dire quoi? Je veux dire, prenons cette conduite d'Adam. Il avait des moyens de savoir si le fruit était un poison ou non. Soit la révélation de Dieu, soit l'expérimentation. Il s'est précipité sur le fruit, il l'a mangé, et puis il tombe malade. Est-ce que d'une certaine manière, si ça fait tellement rigoler Spinoza, est-ce que d'une certaine manière, c'est pas ce qu'on fait? Et s'il prend cet exemple, est-ce que c'est pas un exemple très représentatif de ce qu'on fait tous les jours? À savoir, on ne cesse pas. Et peut-être que la morale n'a pas grand-chose à nous dire à cet égard, mais peut-être que l'éthique a beaucoup à nous dire à cet égard. Nous ne cessons pas de nous mettre à la lettre dans des situations impossibles. S'empoisonner la vie, c'est cet art que nous avons de nous mettre nous-mêmes dans des situations impossibles. Situations impossibles, ça veut dire quoi? Des situations, finalement, qui vont faire qu'on tombe malade. Et on y va en courant. C'est bizarre, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ce serait à ce moment-là? Le contraire. Puisque ça, c'est un phénomène de maladie. Il mange le fruit, il tombe malade. Mais malade, on ne cesse pas de le devenir. On se rend malade. Adam s'est rendu malade. Bien.
Je me rends malade tout le temps. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que ce serait? Ne pas se rendre malade. Voilà qu'on est en train de dessiner un nouveau pan de l'éthique. Je disais, l'éthique, ça veut dire il n'y a pas de bien ni de mal, mais attention, il y a du bon et du mauvais. C'est en train de devenir doucement, dès notre première avance. Il n'y a pas de bien ni de mal, mais attention, il y a de la santé et de la maladie. Et en un sens très très général, il y a de la santé et de la maladie. Je ne cesse pas de me mettre dans des situations impossibles qui me rendent malade. J'en suis malade. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que ce serait le bon? Qu'est-ce que l'éthique nous conseillerait? Avant même de faire de la morale, agir sur les situations. Tiens, voilà que l'éthique deviendrait un art d'agir préventivement sur la situation. Surtout, attendez pas d'être dans votre situation impossible. Commencez par pas vous y mettre. Bon, ça a l'air d'être une prudence, mais plus ce sera plat, plus peut-être ce sera gonflé de quelque chose de philosophique. On va voir où ça nous mène. Où ça peut nous mener, ça? Quand on est la morale, c'est, bon, la situation étant donnée, il faut agir pour le mieux. L'éthique, elle ne dira pas ça. Oh, si vous êtes dans telle situation, que vous soyez lâche, que vous soyez abominable. C'est forcé. C'est forcé. Il ne s'agit pas d'être courageux dans des situations intenables, parce que ça, non. C'est dur d'abord. Non, il s'agit de ne pas vous flanquer dans cette situation-là. Alors, est-ce que ça veut dire fuyez? On va voir tout ça. On va voir. Il faut peser chaque mot. Il faut aller très, très lentement. Donc, l'éthique, ce serait quoi? Pas du tout un art de se retirer de toute situation, mais ce serait l'art d'opérer une espèce de sélection au niveau de la situation même. Qu'est-ce que ça veut dire, cet art de la sélection au niveau de la situation même? Qu'est-ce qu'il a eu tort? C'est précisément, je devance là, parce que ce sera le premier sens, je ne dis pas le sens ultime, mais ce sera bien ça, le premier sens de ce que Spinoza appellera la raison. Quelle est la différence entre l'homme raisonnable et Adam? À quel point Adam ne s'est pas comporté de manière raisonnable? C'est que l'homme raisonnable, c'est celui qui fait une espèce de sélection. Il expérimente. Il cherche ce qui est poison et pas poison dans une situation. Il élimine de la situation ce qui est poison. Ou il essaie, autant qu'il est en lui, autant qu'il peut, chacun s'efforce, chacun s'efforcera. Sélectionner les données de la situation. Voilà une tâche qui n'est pas morale, hein, elle est éthique. Toujours dans notre souci pratique de distinguer une éthique et une morale. Et voilà qu'à mesure que je dis ça, je me dis, et évidemment, j'ai raison. J'ai raison pourquoi? Parce que, à des années de distance, retentit des pages très très curieuses de quelqu'un qui avait autant d'humour que Spinoza. L'humour le plus étrange du monde, qui n'était pas ouvertement spinoziste et qui écrit sur ce seul point des pages spinozistes, à savoir Jean-Jacques Rousseau. Et Jean-Jacques Rousseau, malgré tout ce qu'on dit, il n'aimait pas la morale. Il n'aimait pas du tout la morale. Et dans les confessions qui sont jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain moment du livre, le livre le plus drôle du monde, enfin un des livres les plus drôles, les plus amusants du monde, les confessions ont même une composition extraordinaire, c'est-à-dire Rousseau est absolument déchaîné pendant tous les premiers livres des confessions, raconte vraiment n'importe quoi, se compromet jusqu'au bout. C'est un des livres vraiment, vraiment drôle. On ne peut pas le lire sans lire beaucoup à chaque page, du moins beaucoup de pages. Toutes les aventures de Rousseau, tout ça, c'est épatant.
Et puis se fait une espèce de processus. Alors là, c'est un grand livre pour la formation de ce qu'on peut appeler le processus pathologique. Ça fait, à mesure qu'il avance dans le livre, le rire s'éteint, hein, la grande rigolade s'éteint. Et ça tourne vraiment à une espèce alors de truc. Il y a le thème de la persécution qui surgit d'abord très petit à petit, et puis il y a l'emprise, la tombée, alors dans cette terrible maladie, dans cette espèce de paranoïa délirante, là. Et le livre devient de plus en plus sombre. Mais c'est un livre admirable par cette composition. La flèche de rire, là, pendant tous les premiers livres, hein, l'espèce de manière dont Rousseau ne cesse de dire au lecteur, voyez comme je suis complètement ridicule, grotesque, mais je m'en tire finalement, c'est moi qui les aurais. Puis de plus en plus, non, ils sont en train de m'avoir, jusqu'à la fin où les pages d'angoisse c'est un livre formidable de composition à la fois volontaire et involontaire. Mais je dis dans les Confessions, Rousseau explique à un moment qu'il méditait un grand livre qu'il n'a jamais pu faire. Et que ce grand livre se serait appelé La morale, mais attention, la morale sensitive. La morale sensitive, ou le matérialisme du sage. Vous voyez, morale, oui, mais sensitive. Par opposition à la morale tout court. Le sage, oui, mais matérialisme du sage. Or, qu'est-ce que c'est? La morale sensitive, le matérialisme du sage. On n'est pas étonné d'y voir là un ton et un thème à la lettre, là, je n'exagère pas, c'est d'après la lettre même du texte, un ton et une lettre vraiment spinozistes. Car tout le thème de cette morale que Rousseau voulait faire et qu'il n'a jamais pu faire, consistait à dire ceci. La morale, c'est pas intéressant. Pourquoi la morale, c'est pas intéressant? Parce que elle vit tout entière sur un thème qui est absolument un faux thème. C'est le combat de la vertu et de l'intérêt. Combat de la vertu et de l'intérêt. Et ce que la morale ne cesse de mimer, et ce à quoi elle ne cesse de nous appeler, c'est à cette lutte de la vertu et de l'intérêt, où la vertu est censée devoir l'emporter sur notre intérêt. Il faut que nous nous fassions nous-mêmes les agents de la vertu et de la justice, au besoin contre notre intérêt. Et c'est ça la morale. Rousseau, il dit, ça n'a jamais marché, une chose comme ça. Et Rousseau, il lance une chose à laquelle il croit énormément. Et qu'il y croit d'autant plus qu'au début, ça le fait beaucoup rire. Et ensuite, ça va le faire énormément. Ça va l'angoisser beaucoup. Mais au début, il trouve ça très, très drôle. Il dit, mais vous serez méchant et vous serez vicieux tant que vous aurez intérêt à être vicieux et méchant. Il n'y a jamais de lutte de la vertu et de l'intérêt. La vertu, elle suit. Elle s'arrange, c'est même ça qui fait les hypocrites. Elle s'arrange toujours, elle suit l'intérêt, la vertu. Il n'y a jamais de conflit, justice, intérêt, vertu, intérêt. Pas vrai ça. Il dit, moi j'en sais quelque chose, hein, moi jamais, dit Rousseau. Et là, il dit tout dans les Confessions. Et il dit très bien, moi j'ai posé pourtant à la morale, hein, j'ai posé à l'être moral, je suis connu pour ça. Mais je peux vous le dire d'autant plus. Hein. La vertu, elle suit toujours l'intérêt, j'en sais quelque chose. Alors que faire si la vertu suit toujours l'intérêt? Eh bien, il dit voilà, nous sommes dans des situations. C'est ça le matérialisme. C'est vraiment l'être en situation. Nous sommes dans des situations. Eh bien, dans des situations, il y a toujours des choses, où il y a toujours des éléments de la situation qui nous donnent intérêt à être méchants. La morale sensitive, c'est sélectionner dans la situation, éliminer les éléments qui nous donnent intérêt à être méchants. Si vous avez intérêt à être méchant, vous le serez. Vous aurez beau vous le cacher même à vous-même, le cacher aux autres, vous le cachez à vous-même, vous serez lâche et méchant. Donc c'est pas là qu'il faut lutter. Il ne faut pas lutter là. Même à la limite, il ne faut pas lutter du tout. Il faut instaurer des situations où vous n'avez pas intérêt à être méchant, ou bien sélectionner dans la situation en éliminant les éléments
qui vous donne intérêt à être méchant. C'est, si vous voulez, à la fois une idée extrêmement plate, mais si vous la comprenez, elle est quand même très, très curieuse, cette idée. Si vous concevez quelqu'un qui vit comme ça, parce que ça va donner quoi? Ça, c'est le premier texte que j'invoque des Confessions. Je dis, il est strictement spinoziste. Deuxième texte que j'invoque, la Nouvelle Héloïse, le roman par lettres de Rousseau. C'est un drôle de texte. L'héroïne, oh là là, j'aurais dû regarder, là, non, je ne sais plus, Julie, c'est Julie, hein, que je ne me trompe pas, c'est catastrophique, c'est Julie. L'héroïne Julie aime, tombe amoureuse, étant jeune fille, tombe amoureuse de son précepteur, Saint Preux. Bien. Elle est forcée d'épouser un monsieur qu'elle respecte et estime, mais qu'elle n'aime pas d'amour et qui s'appelle Monsieur de Volmar. Saint-Preux reviendra, refaisant une tentative de reséduction. Voilà. Et il y a deux épisodes assez curieux. Monsieur de Volmar, c'est un roman, c'est très très bizarre. Monsieur de Volmar emmène Julie et Saint-Preux dans la grotte où ils échangèrent leur premier baiser. Et il les laisse. Quel art, quelle habileté éthique. Ah. Et là, les deux se regardent comme ça. Bon. D'autre part, Monsieur de Volmar tombe extrêmement malade. Et Julie prend une décision, par serment, presque devant notaire. Elle déclare « Même si mon cher mari meurt, je n'épouserai pas Saint-Preux. » Vous voyez, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Je commente, parce que je commente d'après le commentaire même de Rousseau. La Nouvelle Héloïse est faite par lettres, échange de lettres. Mais dans un seul cas, ou peut-être dans deux cas, il y a une note personnelle de Rousseau, précisément à propos de l'engagement de Julie de ne pas épouser Saint-Preux, même si Volmar meurt. Et là, Rousseau met une note en son nom et dit c'est comme ça qu'il faut se conduire dans la vie. Qu'est-ce qu'elle fait, Julie, en effet? D'après le commentaire littéral de Rousseau, vous irez rechercher le texte, j'espère, commentaire littéral de Rousseau, elle était dans une sale situation. Tout tournait autour d'elle, elle se disait Saint-Preux est revenu, etc. Elle change la situation. Elle prend l'engagement que quoi qu'il arrive, même si Volmar meurt, elle n'épousera pas Saint-Preux. Même pour des raisons sociales, elle ne peut pas revenir là-dessus. Tout le monde a entendu l'engagement, etc. C'est un peu comme on se fait les joueurs. Qu'est-ce qu'ils font? Les joueurs, quand ça va vraiment trop mal, les joueurs, ils se font interdire au casino. Alors, ils remplissent un papier, les joueurs qui bon, ou bien ils vont traîner une vie d'infamie où père, mère, enfants, etc. ne pourront plus manger et eux dissiperont tout l'argent de la famille en jouant. Et ce sera la honte, la déchéance de situation en situation catastrophique, ou bien ils se font interdire. Il ne faut pas une énergie extraordinaire, il suffit de 2 minutes. Hein. Ils courent au casino, ils remplissent un papier de demande d'interdiction, d'auto-interdiction. Papier enregistré, ils ne peuvent plus entrer dans le moindre casino de toute leur vie. C'est prévu, c'est prévu pour ça, c'est parfait. Si vous êtes le moins du monde joueur, même avant d'avoir jamais joué, remplissez votre papier d'interdiction. Ça ne vous arrivera pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je voulais que vous sentiez qu'on s'approche, à force de dire des trucs, des idioties comme ça, qu'on s'approche de quelque chose, on tient quand même quelque chose.
Par cet acte, il se trouve que dans ce cas précis, c'est un acte de volonté. Par cet acte de volonté qui n'a pas pris, qui n'est pas ironique, ils ont changé la situation. Ils ont modifié la situation. Ils ont introduit un élément nouveau dans la situation. Et Rousseau, en pleine forme, ajoute un troisième exemple. Non, l'exemple du jeu n'est pas de lui, mais il n'ajoute rien. C'est ce qu'a fait exactement Julie. En déclarant publiquement, quoi qu'il arrive, je n'épouserai pas Polmar, elle a modifié la situation. Et Rousseau ajoute un exemple bien meilleur encore, auquel il doit tenir, lui, personnellement. Il dit, vous comprenez, l'héritage, c'est un drôle de truc. L'héritage, c'est une institution très bizarre, dit Rousseau, parce que, quoi que vous fassiez, dans la mesure où vous êtes héritier, vous ne pouvez pas, à un moment ou à un autre, être amené à... Vous ne pouvez pas ne pas être amené à souhaiter la mort de vos parents. Quel héritier n'a pas souhaité un jour la mort de son père? Or ça, c'est la situation. C'est la situation, voilà, typiquement, selon Rousseau, peut-être que vous comprenez à ce moment-là que ce que je suis en train de dire, ça engage beaucoup de choses de la pensée de Rousseau. Pourquoi est-ce qu'il est tellement critique de la société? C'est que pour lui, la société, c'est pas compliqué. C'est un système qui vous donne à tous les moments intérêt à être méchant. C'est une définition objective de la société. Dans la société, vous ne cessez pas d'avoir intérêt à être méchant, injuste, tout ce que vous voulez. Tyran, lâche, tout. Bon, c'est comme ça la société, ben, selon Rousseau, oui. C'est comme ça la société. Vous avez toujours un intérêt à être le plus salaud possible dans la société. Bon, alors vous aurez beau, avec votre morale, dire je suis noble et généreux, ça n'empêche pas que vous vous conduirez comme tout le monde. L'héritage est typique. Si vos parents ont de l'argent, bah, vous êtes bien forcé à un moment. Hein, votre père ou votre mère vous a embêté, vous dites ah là là, vite il crève, il meurt, celui-là. Bon, vous avez intérêt à être méchant, à souhaiter la mort de quelqu'un. Et Rousseau dit, le seul acte de morale sensitive, matérialiste du sage, c'est quoi? Renoncer à l'héritage. Renoncer d'avance à l'héritage. Devant notaire, je renonce à l'héritage. Du coup, je me sors d'une sale situation. J'en ai traîné ma vie 20 ans, ou 40 ans, ou 60 ans, en me disant quand est-ce que mon papa va mourir. C'est pas une vie tellement brillante ni fameuse. Hein, c'est pas... Il y a mieux à faire dans la vie. Il y a mieux à faire qu'attendre l'héritage. Il y a quand même beaucoup de gens qui, si vous pensez à l'histoire de l'humanité, qui ont vécu en attendant des héritages. Bon non, c'est idiot, c'est une vie moche, quoi. C'est une vie de crétin, d'imbécile. Bon, alors, comme ça, je règle tout. Je règle tout. Je me sors de la mauvaise situation. Je renonce à l'héritage. Devant notaire. Tiens, je me dis, c'est curieux cet exemple de Rousseau, parce que Rousseau ne le savait pas, mais c'est exactement ce que Spinoza a fait. Exactement ce qu'il a fait. Son père avait une maison de commerce. De fruits. C'était le circuit Espagne, Portugal, Pays-Bas. Il avait une maison de commerce. Elle marchait bien, il semble. Là, les avis sont partagés. Mais enfin, les détracteurs de Spinoza disent qu'elle ne marchait pas. Mais les spinozistes disent qu'elle marchait bien. Alors, supposons qu'elle marchait bien. Alors, bon... Spinoza, il s'en est occupé un moment, il avait un beau-frère, il avait donc une sœur, il avait un beau-frère, il travaillait avec le beau-frère, tout ça a dû l'embêter à un point. Alors il a dit d'accord, allez. Et il a renoncé à l'héritage. Il a renoncé, comme ça, il avait la paix, il s'était sorti de cette situation-là. On n'allait pas venir lui dire, alors tu vis de la famille, non. Il s'est mis à polir ses verres de lunettes, comme ça. Il s'était tiré de la situation. Bon. C'est curieux que Rousseau invoque le même, en effet, parce que s'il y a quelque chose dans la société qui me donne intérêt à être méchant, c'est précisément sans doute l'héritage, c'est une œuvre. Mais ça va beaucoup plus loin. Toute la vie de Rousseau, il l'a construite, la sagesse de Rousseau lui-même, il l'a construite comme ça.
éviter de se mettre. Il savait que, c'est pour ça que les Confessions, c'est tellement comique comme livre. Il savait que dans la plupart des situations classiques, dans la plupart des situations ordinaires de la société, Rousseau savait très bien qu'il tournait très vite en grotesque. Il raconte ça, il raconte beaucoup ça. Quoi qu'il arrivât, c'était lui le comique. C'était un destin, il faisait rigoler tout le monde. Quoi. Rousseau entrait dans une pièce, il était sûr de se cogner. C'était le drame, il promenait le drame avec lui. Hein. Il entrait, il était sûr. Les gaffes, Rousseau raconte toutes les gaffes qu'il faisait, c'était une merveille. Dès qu'il se sentait un peu détendu, il disait quelque chose à son voisin. Bon, c'était pas de chance, c'était juste le type à qui il fallait pas le dire. En plus, il avait une incontinence d'urine, comme il le déclare, si bien qu'il ne pouvait pas rester 5 minutes dans un salon sans courir au cabinet. Alors, tout le monde disait, ah, c'est Rousseau, c'est rien. Bon. Il se dit, il faut que je mente. Il faut que je mente. Et il prétend lui-même, à mon avis c'est très mal compris par les commentateurs, il prétend lui-même que toute son attitude antisociale, c'est venu précisément de cela, qu'il voulait se tirer de ces situations où il était ridicule. Alors, beaucoup de commentateurs, surtout ceux qui n'aiment pas Rousseau, en tirent l'idée que vous voyez, c'était pas sérieux ces idées. Je rencontrais que c'est la preuve à quel point c'était sérieux. Ce que Rousseau vivait fondamentalement, c'était ceci. Nous ne sommes pas méchants de nature. C'est ça son idée de la bonté naturelle. Nous ne sommes pas méchants de nature, c'est pas vrai. Il disait, c'est pas qu'on vaille beaucoup mieux que méchants. Il pensait pas qu'on était très bon, il disait, on est plutôt égoïste. Hein. On s'arrange, on n'est pas méchants de nature. En revanche, les situations nous rendent méchants. Et là, alors, on devient impitoyable. On devient les pires salauds au niveau des situations. Mais c'est les situations qui nous rendent méchants. D'où son idée, lui qui se sent particulièrement bon. Je suis le meilleur des hommes. Il va pouvoir devenir effectivement ce qu'il est, à savoir le meilleur des hommes, que s'il se tire des situations, c'est-à-dire que s'il exerce une action sélective sur les données de la situation. Et comprenez que ça, il en tire une espèce de vision que j'appelle encore une fois spinoziste très grandiose. Parce que toute sa théorie de l'enfant, elle vient de là. L'enfant, c'est pas qu'il soit méchant, il dit. C'est que simplement, on le met, la société le met immédiatement dans des situations où il a un tel intérêt à être méchant, qu'alors il le devient tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ces situations? Rousseau les a définies admirablement, et c'est le 3e texte que je cite pour en finir avec Rousseau, et il l'a défini admirablement dans l'Émile. Il dit, qu'est-ce que c'est la situation de l'enfant? Et bien finalement, c'est une situation qu'on peut nommer, qu'on peut décrire, si on cherche le fait de cette situation, c'est dépendance-tyrannie. Dépendance-tyrannie, avec renversement perpétuel. Esclave-tyran. C'est ça la situation de l'enfant depuis le début dans la société. L'enfant est esclave parce qu'il dépend entièrement des parents. Et par contre-coup, il devient le tyran de ses propres parents. En quel sens? Rousseau nous dit, l'éducation le dit elle-même, l'enfant, parce qu'il est dépendant, il ne cesse pas de crier. En effet, crier, c'est quoi? C'est comme lorsqu'un chat miaule, quoi. Un chat miaule pas pour dire je veux du lait. Ça, c'est une proposition d'adulte, d'humain adulte, je veux du lait. Un chat miaule, c'est ce que les Américains appellent, quand ils font de la bonne analyse de proposition, ils disent c'est pas une proposition d'objet miauler. Je veux du lait, c'est une proposition d'objet. Miauler, c'est pas une proposition d'objet, c'est une proposition de relation. Miauler, c'est la relation de dépendance. Quand les chats miaulent dans un appartement, c'est la relation de dépendance. Il attire l'attention du maître. Un enfant qui crie, c'est pas une proposition d'objet, c'est pas je veux du lait. C'est ouïouille maman. Et là-bas maman. C'est une proposition de dépendance. Du coup, la mère lui apporte du lait.
En d'autres termes, c'est dans la même situation que l'enfant est fait esclave et se fait tyran. Et Rousseau dit, dans l'éducation, il y a un mauvais principe qui commence dès le début, bien avant que l'enfant parle, c'est que les parents ne cessent pas d'apporter les choses aux enfants. Apporter la chose à l'enfant, ça, c'est déjà la situation corruptrice. Vous voyez ce qu'il y a, qu'est-ce que ça veut dire, une situation d'un intérêt à être méchant. Le petit bébé, il comprend ça très vite, il va pas cesser de crier pour qu'on lui apporte chaque fois quelque chose. C'est le diable, tout ça. Bon, c'est le même, c'est l'esclave tyran. C'est la situation de dépendance-tyrannie. Oh, vous voyez ce que veut dire Rousseau, et là ça devient très profond, il dit, c'est finalement la matrice de toutes les situations sociales. L'esclave tyran, c'est la situation sociale. C'est la situation sociale clé. Et Rousseau lance sa grande formule de l'Émile, l'éducation, ça devrait consister à substituer à la dépendance des choses, à la dépendance des personnes, la dépendance des choses. Entendez ? Substituer à la dépendance par rapport aux personnes, la dépendance par rapport aux choses. C'est-à-dire, ne jamais amener quelque chose à l'enfant, amener l'enfant à la chose. Bon, là vous changez déjà la situation. Sans doute vous l'amenez, il ne peut pas marcher, d'accord, alors vous l'amenez. Mais c'est lui qui sera déplacé, c'est pas la chose qui sera déplacée. Et vous tournerez de plus en plus l'enfant vers des propositions qu'on pourrait appeler des propositions d'objets, et de moins en moins vers des propositions qu'on appelle propositions de relations. Substituer à la dépendance des personnes une dépendance des choses. Bon, ça veut dire changer la situation. Comprenez? Alors, si j'ai fait cette longue parenthèse, c'est parce que ça m'intéresse à quel point, à beaucoup d'années de distance, vous pouvez trouver chez un auteur qui, lui, le reprend dans son système. Je ne veux pas dire que Rousseau soit spinoziste. Je veux dire, et je dis qu'il l'est sur ce point, et que dans la pensée de Rousseau, il y a cette espèce de noyau spinoziste qui n'existe pas simplement comme noyau, puisque au niveau de Rousseau, c'est parfaitement cohérent avec tout l'ensemble de la pensée de Rousseau lui-même, tout ce que je viens de vous dire. Mais ce qui m'importe, c'est cette résonance entre les deux auteurs, résonance vraiment littérale. Car, encore une fois, qu'est-ce que Spinoza appellera l'effort de la raison? L'effort de la raison, ce sera typiquement un effort pour sélectionner dans les situations ce qui est apte à me donner ce que Spinoza appelle de la joie, et à éliminer ce qui est apte à me donner de la tristesse. Or, c'est mot à mot ce que Spinoza, ou bien substituer ce qui est apte à me donner de l'indépendance et éliminer ce qui est apte à me donner de la dépendance. Eh bien, c'est mot à mot ce que Rousseau appelait matérialisme du sage ou morale sensitive. Et c'est ça l'éthique. Donc ça, c'est juste un premier point dans ma recherche du statut du mal. Si bien qu'on revient au fait. Adam n'était pas un sage, il n'avait pas de morale sensitive. Sinon, il aurait trouvé le moyen d'éviter le fruit. Il ne se serait pas mis dans cette situation. Mais voilà qu'il s'est mis dans cette situation. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il est tombé malade. Adam n'est plus ce qu'il était. Vous voyez, je reviens à mon thème, il a mangé du fruit, il est tombé malade. C'est ça le fait. Et Spinoza peut nous dire très gaiement là-dessus, on peut vous raconter toutes les histoires que vous voulez. N'empêche pas. C'est des histoires. Le seul fait qu'on peut tirer de cette histoire, c'est ce que je vous dis. Adam est tombé malade après avoir mangé du fruit. Or, déjà, ça, et je crois que ça m'autorise à dire que Bienberg est tout ce que vous voulez, sauf quelqu'un de stupide. Déjà ça, alors, Bienberg ne le laisse pas passer. Il ne le laisse pas passer, et il attrape là, vraiment Spinoza.
Il lui dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites là? Et à quoi ça vous engage? Vous vous rendez compte, hein? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce qu'il vient de nous dire Spinoza, à quoi ça nous engage tous, puisque... Terrible, terrible. Blienberg va lui dire trois choses, va lui faire du coup trois objections. Et tout est parti. Toute la correspondance va se trouver d'avance justifiée. Blienberg va lui répondre, mais quand même, hein, c'est pas rien ce que vous venez de dire avec Adam et la pomme, là, cette histoire-là, c'est pas rien. Et il lui fait trois objections, à savoir, première objection. Mais alors, le vice et la vertu, vous avez prétendu en extraire un fait, d'accord, mais alors le vice et la vertu, c'est simple affaire de goût. Là, il est très fort, Blienberg, parce qu'il aurait pu passer, pas bien comprendre tout ça, mais il lui dit, mais alors il faut que vous alliez jusque-là, puisque finalement, vous assimilez Adam à manger du fruit défendu, hein. Adam s'est empoisonné, il a mangé de l'arsenic. Il a mangé de l'arsenic qui le rendait malade. Donc, allez jusqu'au bout, dites franchement, le vice et la vertu, c'est affaire de goût. D'accord, hein, je trouve que c'est une forte objection, là, Spinoza, et qu'est-ce qu'il va répondre? Ça devient intéressant. Première objection, donc. Deuxième objection, la plus technique, et savoir si quelque chose est un poison ou pas. C'est affaire d'expérimentation, on ne le sait pas d'avance. Donc, non seulement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire Dieu révèle à Adam avant l'expérience? Il ne peut pas y avoir de révélation si c'est affaire de poison. Il n'y a pas de révélation concernant les poisons. On conçoit des révélations concernant les mathématiques. Que Dieu m'apprenne que 2 plus 2 égale 4. Ça oui, ça peut être objet d'une révélation. Parce que c'est une vérité dite nécessaire. Mais que quelque chose, que l'arsenic soit du poison pour moi, c'est pas une vérité nécessaire, c'est ce qu'on appellera une vérité de fait. Il n'y a pas de révélation concernant les vérités de fait. Les vérités de fait, c'est affaire d'expérience. Donc, toute la morale, il n'y a pas de morale. Toute la morale devient affaire d'expérience. Seconde objection de Blienberg. Troisième objection de Blienberg, la plus dangereuse. S'il est vrai que pour vous, vice et vertu, c'est affaire de goût, qu'est-ce que vous allez dire de quelqu'un pour qui le crime a bon goût? C'est-à-dire, le criminel, lui, qu'est-ce que vous allez dire contre lui s'il vous dit j'aime ça? Le crime, c'est peut-être des poisons pour celui qui le subit. En effet, le crime, ça agit comme de l'arsenic. Et pour celui qui le fait, c'est pas un poison, c'est au contraire un délice. Supposons. Alors, pour celui qui fait le mal et pas pour celui qui le subit, le crime devient donc une vertu nécessairement. Oh, pas mal, pas mal. Voilà un texte de Blienberg à cet égard. 216. 200. Mais il faut dire qu'il a été précédé par, c'est dans la lettre 21. Voilà ce que Spinoza a dit. Là, il cherchait, il allait loin, Spinoza. Quelqu'un qui s'abstient du crime uniquement par peur du châtiment n'agit nullement par amour et ne possède pas du tout la vertu. Quelqu'un qui s'abstient du crime par peur n'est pas vertueux, dit Spinoza. D'accord, platitude. Il ajoute, pour moi,
pour moi, je m'en abstiens ou m'efforce de m'en abstenir, parce que le crime répugne expressément à ma nature singulière. Bizarre, vous voyez, il ne parle pas le langage de la morale. Il ne dit pas parce que le crime répugne à l'essence de l'homme, à la nature de l'homme. Il dit pour moi, je m'en abstiens parce que le crime répugne à ma nature singulière, à moi Spinoza. Il dit ça ne m'intéresse pas le crime, non. Alors je m'en abstiens, je ne suis pas criminel parce que ça ne m'intéresse pas. D'où la réponse de Blienberg. Voilà. Vous vous abstenez dans la lettre 22, vous vous abstenez de ce que j'appelle les vices, parce qu'ils répugnent à votre nature singulière, et non parce que ce sont des vices. Vous vous en abstenez comme on s'abstient d'un aliment dont notre nature a horreur. Ah, il a très bien compris, il a tout à fait bien compris, je trouve. Vous vous en abstenez comme on s'abstient d'un aliment dont vous avez horreur. Par exemple, j'aime pas le fromage, je m'abstiens du fromage. Non, d'accord. Eh bien pour vous, le vice et la vertu, c'est pareil. Vous en abstenez, et voilà ce qu'il continue. Certes, celui qui s'abstient des actes mauvais parce que sa nature les a en horreur, ne peut guère se targuer de vertu. C'est pas de la vertu, dit Blienberg. Comprenez, vous vous abstenez de ce qui est pour vous l'équivalent de l'arsenic. On ne dit pas que quelqu'un qui s'abstient de manger de l'arsenic est vertueux. En d'autres termes, vous niez le vice et la vertu. Et si l'on vous montre quelqu'un à qui convient le crime, vous direz il a raison d'être criminel. On en est, si vous voulez, là vraiment un texte extrême où la morale somme l'éthique de s'expliquer. Et du coup, en même temps, on se dit, bon, on est loin d'avoir fini avec cette histoire. Pourquoi? Parce qu'on a juste notre schéma très général. La pomme aurait agi comme de manière à rendre malade. La pomme aurait agi sur Adam comme, 3 petits points, de manière à le rendre malade. Comprenez mon problème, là j'ai l'air de déborder toujours, mais en fait on verra à quel point je déborde pas. Comme quoi? Jusqu'à maintenant j'ai dit comme de l'arsenic. Oh non. Est-ce que je ne me suis pas trop engagé? Est-ce que déjà j'en ai pas trop dit? Est-ce que c'est comme de l'arsenic que la pomme agit sur Adam? Spinoza pourtant nous dit bien comme un poison. Mais est-ce qu'il y aurait une autre possibilité? On en aura peut-être besoin, je cherche, puisqu'on se dit qu'il faut vraiment aller doucement dans des textes comme ça. Eh bien oui, il y a une autre possibilité. Car la maladie et le problème de la maladie, devenir malade, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a été posé de manière très très diverse. Si nous intéresse vraiment la question du rapport de l'éthique avec la santé et la maladie, on sera forcément amené à rencontrer ces problèmes. Les évaluations de ce que veut dire être malade. Et je n'essaie pas de faire là et de placer là une grande classification des types de maladies, mais c'est au fur et à mesure de mon commentaire que j'aurai besoin de ceci, de cela, puisque j'aurai dans l'arrière-fond de mon intention, j'aurai le projet. Est-ce que Spinoza nous propose une certaine idée originale sur ce que veut dire être malade? Je remarque juste que de tout temps, mais particulièrement dans une médecine relativement récente, pas toute récente, mais enfin déjà au moment de Spinoza, on avait des lueurs là-dessus, il y avait déjà une grande distinction entre deux types de maladies. Les maladies dites d'intoxication
et les maladies dites d'intolérance. C'est pas la même chose, une intoxication et une intolérance. Les maladies d'intolérance, elles ont été très vite repérées, elles ont nourri toute la catégorie des allergies. Ça peut se combiner, il peut y avoir à la fois intoxication et intolérance. Mais il peut y avoir intoxication sans intolérance et surtout intolérance sans intoxication. Le rhume des foins est une célèbre maladie d'intolérance. Beaucoup de maladies de peau sont des maladies d'intolérance, vous savez. Tiens, ça m'aide, tout se retrouve, c'est bien parce que ça marche, parce que quelle est la manière la plus simple? Vous savez, une maladie d'intolérance, c'est difficile à trouver. Je pense à un camionneur qui transportait des artichauts. Il faisait un eczéma terrible eczéma, sur tout le corps. Alors, vous savez comment on procède? On quadrille le corps, le médecin quadrille le corps, pas du temps de Spinoza, mais maintenant, on a dû trouver des méthodes. Enfin, il y a un certain temps, on quadrillait le corps et on faisait des épreuves. Je dis, ça marche, sentez que c'est ça, là, déjà de la morale sélective, sensitive. On cherchait à sélectionner. Alors, on quadrille le corps et on fait des expérimentations avec tous les éléments avec lesquels le sujet est en contact familier. Comme c'était un transporteur d'artichauts, évidemment, on lui a inoculé de l'artichaut. Ça, sur une partie du dos, rien. Tout avec la poussière, on inocule la poussière, on inocule tout ça, pour trouver la source d'intolérance, dans le cas des maladies d'intolérance, ou qu'on suppose d'intolérance. On trouvait rien. Je me souviens ça parce que c'est une observation qui m'avait beaucoup intéressé et que j'avais lu dans une revue médicale en attendant chez le dentiste. J'ai gardé ça, il y a très longtemps que j'ai lu et je l'ai gardé. C'est toujours des articles épatants parce que ça montre les médecins tellement attentifs, tellement, comme on les voit pas en fait, tellement attentifs qu'ils n'ont pas de cesse de trouver ce que le type a. Bon, jusqu'au jour où le médecin s'est dit, ah mais attention, la queue d'artichaut et la feuille, c'est pas du tout composé pareil. Or, il avait inoculé de la feuille, il a inoculé de la queue, et le type a fait alors une intolérance, une crise d'eczéma majeure. Merveille. Vous voyez le dos quadrillé, il sélectionne les trucs, car quel sera le soin pour l'acte médical? Ce sera quoi dans le cas maladie d'intolérance? Chaque fois que c'est possible, l'acte médical clé, ce sera dire au type, vous approchez plus de ça. Tirez-vous de cette situation. C'est évident qu'il a fallu reconvertir le pauvre spécialiste des artichauts en spécialiste des carottes. Il ne pouvait plus transporter de l'artichaut. Bon, il fallait le tirer de cette situation-là. Bien. Qu'est-ce que c'est là? Ça doit nous intéresser un peu parce que ça va peut-être faire rebondir notre problème. Quelle est la différence entre une maladie d'intolérance et une maladie d'intoxication? Sans doute est-ce que les deux maladies existent, mais elles engagent.